Alors, on va reprendre avec le développement économique, le rapport 101, quand tout le monde aura rejoint sa place et qu'on aura fait un peu de silence. Merci de regagner vos places, s'il vous plaît. Juliette, Santa, Dani, a ringraziarvi. Appena in silenzio per piacere. Dunque, se l'esecutivo è pronto, Gigi Vanangelo è pronto, come sempre. Dunque, il consigliere esecutivo, se voi siete d'accordo, cominciare con il rapporto 101. Dunque, avete la parola, penso che pour Félix voulait avoir l'intervention. Non, je voudrais faire un rappel au règlement. Un peu de silence, s'il vous plaît. Pour, je l'espère, clôturer une séquence qui peut, si elle perdure, devenir très désagréable pour beaucoup de monde. J'ai reçu au courrier du groupe, adressé au président du groupe Corinne Front, une lettre du maire de Monte. La lettre en elle-même, de la recevoir, ce n'est pas choquant, ce n'est pas surprenant. Par contre, les propos, les menaces, les insultes qui sont dans la lettre ne sont pas acceptables. Moi, ce que je dis, et je parle sous le couvert de tous ceux qui ont entendu les positions du groupe, lorsqu'on est contre un projet, on n'est jamais contre un homme, on n'est jamais contre une commune, on est contre un principe, on est contre des faits, mais on n'est pas contre des choses humaines. Jamais. Jamais, jamais. Le jour de l'intervention qui concernait, bien entendu, ce projet que nous avons contesté par une question orale. Il est advenu que ce soit quelques jours après la mort d'un ami très cher et d'un militant. Et nous avions bien entendu, en hommage à Pierre Alessandre, des images artistiques d'ailleurs à son effigie pour un rappel et un hommage. Il n'a jamais été en une quelconque occasion une idée pour nous de se servir d'un rapport de force, je dirais, post-mortem, pour attaquer un projet. En tout cas, si ça a été pris comme tel, je m'inscris en faux, mais je pense que ce n'était pas le cas. Par contre, il appartient à tout groupe politique d'avoir des arguments, d'être d'accord ou pas d'accord. Moi, ça fait 40 ans que je suis dans l'opposition, donc je ne suis pas d'accord avec beaucoup de monde. Sinon, je serais en face. Donc, Monsieur le Président, moi, je vais vous remettre la lettre. Moi, j'estime qu'elle mérite une réponse politique au sens qu'il y a une courtoisie réglementaire entre élus. Et je vous autorise à la faire lire à chaque président de groupe qui voudrait l'avoir. Et je voudrais en rester là parce que si je reste au niveau individuel qui est insinué dans la lettre, il va y avoir du bois cassé. Donc je m'en finis là. Les militants et les autres membres du groupe m'avaient demandé de la lire, je ne le fais pas. Je ne cherche pas à rajouter de l'huile sur le feu. Dans la lettre, il est fait allusion à ses amis du groupe de la majorité.
il est fait allusion à son ami Guy, sous-entendu, moi qui suis son ancien ami, disons et famille. Hein. Bon, je ne fais pas de parenthèse, je ne reste pas sur le fond du contenu, je reste sur l'esprit, et j'attends par contre du président, ou de la présidente, mais le président aujourd'hui Hyacinthe, Tinto Perello, de faire une réponse circonstanciée d'un appel à la raison et de comprendre qu'en Corse, on peut avoir des mots, mais il faut savoir aussi, de temps en temps, les peser, surtout lorsqu'on écrit. Merci. Donc, je prends acte de ce que vous me remettez. J'en ferai part, bien entendu, à la présidente et bien entendu, je ferai part à tous les présidents de groupe et je pense qu'elle prendra les initiatives de réunir une conférence de présidents. Mais en tout cas, j'attendrai son retour. Et personnellement, monsieur le conseiller, cher Paul Félix, ici on peut avoir des mots. Ici, on peut avoir des différences, des désaccords, on peut même se disputer. Ma qui siamo tutti amici, paesani, e ci rispettiamo tutti, anche se lo boacca e con Giledia qui m'appelle. Donc, dans cet hémicycle, je pense que c'est l'unanimité des élus qui sont présents, qui se respectent dans leurs différences, et quelquefois, anche così parenti, si vous m'avez obbligato des sempre da consenso. Mais voilà, donc je suis très attaché en tant qu'aujourd'hui président, vice-président, mais qui préside l'Assemblée. Moi, je suis très attaché au respect. J'ai toujours dit ce que j'avais à dire et je continuerai. Mais se respecter dans le contexte que nous vivons, puisque ce n'est pas toujours, quelquefois, ceux qui écrivent qui font, mais ça peut en inciter d'autres. Donc, gardons la tête froide et évitons, je n'ai pas lu la lettre, je la lirai avec attention, évitons de rajouter de la confusion à la confusion qui est déjà assez importante dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc, que tout le monde revienne à la raison et si on a des choses à se dire, qu'on se les dise dans le respect des uns et des autres, et on n'est pas obligé d'être d'accord, puisque personnellement, vous le savez, moi je suis contre le projet de monde. Je me suis exprimé dans cette Assemblée, et ça m'a valu aussi, par personne interposée, un certain nombre de remarques. Ça m'a valu, par personne interposée, un certain nombre de remarques, mais bon, on les assume. Voilà, donc j'en ferai part à la présidente et au président de groupe, à Ringraziab, et en tout cas, vous avez tout mon soutien. Donc, monsieur le conseiller exécutif, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Alors, le rapport que je vais vous présenter, bien sûr, traite des instruments financiers, mais il participe, je crois, à la même démarche que le rapport numéro 100 que je vous présenterai un peu plus tard et qui parle du soutien nécessaire à l'export. Alors ces deux rapports, bien sûr, ils s'inscrivent dans une démarche initiée depuis plusieurs années par notre collectivité en faveur du soutien aux entreprises. C'est un axe stratégique du SRDE2I, vous le savez, et l'idée c'est de permettre un financement des entreprises et notamment permettre aussi de faire un effet levier pour qu'elles aient plus facilement accès aux concours bancaires. Alors, il s'agit là de soutenir tout le cycle de vie d'une entreprise, de la création au lancement de l'activité, au premier pas, au développement de l'entreprise, à la recherche de nouveaux marchés, mais aussi de soutenir les entreprises dans des périodes de difficulté. Et on connaît aujourd'hui, par exemple, une conjoncture relativement instable et incertaine. Et nous savons tous que le monde de l'entreprise a besoin de visibilité et de constance.
Donc, soutien aux entreprises pendant leur cycle de vie, mais soutien à toutes les formes d'entreprise. De la micro-entreprise, qui relève souvent de l'auto-emploi, aux travailleurs indépendants, commerçants, artisans, aux formes sociétales plus abouties, sociétaires plus abouties, souvent des entreprises de plus grande taille et qui emploient, mais aussi en soutenant l'économie sociale et solidaire, qui est une forme d'économie alternative, en soutenant l'économie mixte, dont vous savez que dans notre démarche politique, nous pensons qu'elle est une réponse à de nombreux enjeux stratégiques pour la Corse. Donc un soutien aux entreprises, mais aussi à travers le soutien et la politique de la collectivité de Corse, un soutien aux territoires, et notamment aux territoires les plus en difficulté, nos territoires de montagne. On dit souvent que dans ces territoires-là, il faut à tout prix maintenir le service public, et c'est absolument vrai, mais on doit aussi considérer qu'il faut maintenir et continuer à créer de l'activité, parce que c'est elle qui contribue aussi au lien social, qui contribue à l'emploi et qui contribue donc au devenir des territoires, et cela quelle que soit sa forme. Moi, je me rappelle d'avoir participé avec un certain nombre d'entre vous aux Assises de la montagne à Pedigrodge le mois dernier, et je me souviens bien des propos qui avaient été tenus par des agriculteurs, des bergers en l'occurrence, qui nous expliquaient que cette activité, souvent, elle était la dernière activité économique dans un territoire, et ça montre bien combien elle est importante. Et notre rôle aussi, nos orientations politiques en termes de soutien aux entreprises et à l'économie, ils doivent aller dans ce sens. Soutien aux entreprises, soutien aux territoires, ce sont des points importants, mais ce rapport, il trace aussi des perspectives politiques. Et la vision politique et la stratégie politique qui est la nôtre, qui consiste à dire, je le dirais de manière simplifiée, que le modèle économique et social que nous connaissons, nous ne l'avons pas choisi, nous en avons hérité. Et nous savons tous, ici, en tout cas on est certainement un certain nombre d'entre nous, à dire qu'il est pour trop déséquilibré, il est pour trop dépendant de l'extérieur. C'est un modèle économique où la production est extrêmement limitée et qu'il est aussi dépendant de la saisonnalité, et d'ailleurs pas seulement pour les entreprises qui en sont le plus concernées, c'est-à-dire les entreprises du tourisme, mais par l'ensemble de l'économie qui aujourd'hui dépend de la saisonnalité, ce qui souvent met en difficulté à la fois le modèle économique de l'entreprise avec des trous de trésorerie, et notamment, mais aussi dans leur stratégie de financement. Donc, un modèle économique que nous voulons changer en profondeur. Et le verbe juste, je vais l'employer, c'est transformer. Nous devons transformer. En même temps, nous, on n'est pas des partisans du grand soir, dans ce domaine en tout cas. On a aussi conscience d'une chose, c'est que pour le transformer, il va falloir du temps. Ça, c'est un principe de réalisme. Il va falloir du temps, de la constance et de la cohérence. Et c'est ce qu'on essaye de faire, je crois, depuis que les nationalistes ont accédé en 2015 aux responsabilités. Il y a une constance dans les politiques économiques qui ont été menées et des choix économiques. Et donc, on est dans ce prolongement-là qui vise à le faire aussi sur un pas de temps qui sera certainement celui de 20 à 30 ans. Mais il faut, brique après brique, mener ce travail-là. Je dirais aussi que et en honnêteté, pour pouvoir changer d'échelle, pour pouvoir accélérer ce changement, il nous faut le levier fiscal. Il nous faut incontestablement le levier fiscal, ce qui renvoie au pouvoir législatif et ce qui nous renvoie à l'autonomie fonctionnelle, l'autonomie opérationnelle. Souvent, on nous explique, vous le savez, hein, on oppose l'autonomie institutionnelle à cette autonomie fonctionnelle. Et pourtant, on voit bien, dans nombre de domaines, on en a parlé ce matin avec le transport, on voit là, dans l'économie, combien la fiscalité différenciée, la possibilité d'avoir le levier fiscal serait intéressant pour la Corse, avec des exemples qu'on connaît tous. On pourrait différencier la fiscalité
sur la production, ou favoriser une fiscalité incitative lorsqu'il s'agit de produire. Mais on pourrait le faire aussi dans le sens de l'équité territoriale, avoir une fiscalité plus intéressante, en tout cas moins impactante dans les entreprises du rural ou des territoires de montagne. Donc tout ça, ce levier-là, il est incontestablement nécessaire et ça nous renvoie au débat sur la réforme institutionnelle. Pour autant, on peut faire des choses à droit constant. C'est aussi ça qu'on veut dire à travers ces rapports. Et on doit faire des choses à droit constant. Donc, c'est ce que nous faisons. Et le financement, les outils ou les instruments financiers font partie de cette stratégie, sont une brique importante de cette stratégie-là, sous toutes ses formes. D'abord, le soutien aux entreprises, le soutien financier aux entreprises, il ne se fait pas que via l'ADEC. Il se fait au sein de notre collectivité, de manière très transverse, avec d'autres agences et offices. Je pense à l'Agence du tourisme de la Corse quand il s'agit du tourisme ou des entreprises du tourisme, sous diverses formes d'ailleurs, directes et indirectes. Je pense à l'ODARC lorsqu'il s'agit des démarches plus liées au développement agricole et à l'économie de l'agriculture, mais on pourrait citer aussi le comité de massif qui est intervenu en appui à des initiatives économiques dans les zones montagneuses, l'Office de l'environnement qui finance aussi des initiatives économiques lorsqu'elles relèvent aussi de son champ de compétences. Donc un niveau d'intervention très large et très transverse, de manière directe par la subvention et de manière indirecte, et c'est l'objet de ce rapport, à travers des instruments financiers, c'est-à-dire en mobilisant des prêts d'honneur, des prêts à taux préférentiels, des avances de trésorerie, des garanties bancaires, tout le panel d'outils qu'on connaît, enfin que le monde économique connaît bien et qui est très utile, encore une fois, pour permettre cet effet levier de financement. Pour ce qui est de l'ADEC, je le répète souvent, en 2024, par exemple, c'est 15 millions d'aides qui ont été attribuées aux entreprises corses. 15 millions d'aides directes. Et c'est plus de 20 millions d'aides à travers les instruments financiers, aides indirectes, qui ont été mobilisées en faveur des entreprises. Donc c'est un volume total de 35 millions. C'est quand même des montants intéressants qui font de la Corse, quand on se compare là aussi, un territoire extrêmement aidant, puisque l'aide à l'économie, c'est autour de 204 € par habitant. Donc on est là aussi, on parlait ce matin de la démarche sociale, ou hier peut-être, Président, je ne me rappelle plus, de l'effort que fait notre collectivité en termes de politique sociale, ce matin avec Bianc, à travers la réponse, effectivement, mais hier aussi avec le Président dans une autre réunion. Et c'est vrai, et c'est important, et d'ailleurs il ne faut pas opposer les deux, il faut les relier, et de la même façon, nous sommes une collectivité, la Corse, qui aidons beaucoup l'économie, et c'est très bien parce que l'un ne va pas sans l'autre. L'économie, c'est aussi l'emploi, c'est l'activité, et ça permet aussi d'améliorer et de lutter contre les phénomènes de précarité. Donc, des outils essentiels, des instruments essentiels pour le financement des entreprises, à la fois, je le disais, pour susciter la possibilité d'avoir accès à l'emprunt bancaire, à la fois pour compléter l'emprunt bancaire, parce que c'est souvent nécessaire, on a souvent besoin d'un complément, et à la fois pour parfois pallier le manque d'accès au financement. Donc ces instruments, nous les avons fléchés d'abord à un niveau de 54 millions pour l'ensemble des instruments que je vais vous présenter. C'est un montant, me semble-t-il, important. 54 millions avec ce qu'on appelle, nous, un trépied de financement. Ce trépied de financement, il repose d'abord sur la mobilisation des fonds FEDER pour 18 millions. On a eu ce débat, je crois, la session dernière, sur l'utilisation et la mobilisation du FEDER, en tout cas le niveau de mobilisation par notre collectivité. Je vous avais dit que cette session, je présenterai un rapport qui témoignerait de notre engagement sur cette mobilisation
et c'est donc le cas, 18 millions de fonds FEDER seront mobilisés pour alimenter ces instruments financiers. À ces 18 millions, parce que c'est la mécanique du FEDER, les opérateurs qui seront sélectionnés pour gérer ces fonds devront apporter 12 millions de contreparties privées. Donc c'est une somme importante, ce qui fait les 30 millions en tout. Et enfin, le reste, les 24 millions manquants, pour arriver à 54, ce n'est pas des fonds qui seront apportés de manière supplémentaire par la collectivité de Corse. Ce sont des fonds qui reviendront d'abord à la collectivité de Corse, parce que ce sont des fonds qui ont été mobilisés et injectés dans l'économie les années précédentes, dans le cadre déjà de dispositifs, et qui, mécaniquement, quand les entreprises les remboursent, remontent à la collectivité de Corse, qui a choisi de les réinvestir à travers ces fonds. Donc, pas de mise supplémentaire de la collectivité de Corse dans ce dispositif. 54 millions, 18 millions de fonds FEDER, 12 millions de contreparties privées, et le reste étant, entre guillemets, le recyclage de fonds qui sont en train déjà ou qui arrivent en période de désengagement. Sur ces 54 millions, 5 grandes orientations. Première orientation, le soutien à la trésorerie. J'y reviendrai. Ça paraît, dans la conjoncture actuelle, un outil nécessaire et indispensable. Deuxième orientation, accompagner les premiers pas, ce que nous appelons accompagner les premiers pas, l'aide au lancement, au démarrage de projets. Important aussi quand on connaît le tissu économique de la Corse et la petitesse de nos entreprises. Troisième orientation, financer la création et le développement et les transitions. C'est le cœur du réacteur du dispositif. C'est ce qui nous paraît le plus important. Mais vous verrez que ça concerne plutôt des entreprises qui sont déjà assez structurées et en phase de développement. Quatrième orientation, accompagner l'innovation, parce que l'innovation, ça structure une économie et qu'on ne peut pas avoir de développement économique sans investir dans l'innovation. Et ça nous paraît, là aussi, dans une continuité, un instrument nécessaire. Et enfin, la dernière et cinquième orientation, financer l'économie sociale et solidaire. Là aussi, dans une Corse fragilisée par la précarité, on est avec une économie qui a du sens pour lutter contre ces phénomènes, mais pas que, parce qu'elle est aussi créatrice d'emplois, et qui a beaucoup de sens parce qu'elle est très implantée, notamment dans les zones rurales, où elle a des activités liées souvent tourner vers l'aide à la personne. Donc pour la première orientation, le soutien à la trésorerie, ce seront 10 millions qui seront mobilisés. Bon, on est là pour faire face d'abord à un manque de liquidité devant un imprévu, un décalage de paiement, pour pallier à des difficultés conjoncturelles, pour gérer la saisonnalité. Vous le savez, j'en ai parlé tout à l'heure. Souvent, avec ce décalage de trésorerie qu'on a lié à la saisonnalité, les entreprises, pendant la période hivernale, se retrouvent face à des difficultés. Mais on est aussi, et c'est un paradoxe, on a des besoins de trésorerie, souvent parce qu'on veut développer son entreprise et qu'on est dans une phase de croissance rapide ou dans une opportunité d'affaires. Souvent, de par la structure financière des entreprises de Corse, qui sont des petites entreprises, lancer un projet, ça demande un effort d'investissement et une mobilisation de fonds propres qui parfois fragilise la trésorerie. Et donc là, le soutien de trésorerie viendrait pallier, y compris cette logique de projet. Donc 10 millions d'euros pour des entreprises qui vont de la TPE à la PME, et avec une forme d'aide qui sont des prêts à conditions préférentielles qui, généralement, seront couplés à des prêts bancaires. La deuxième orientation, accompagner les premiers pas. 2 instruments financiers sont proposés. Un premier instrument pour un montant de 2 millions d'euros, c'est ce qu'on appelle les prêts d'honneur premiers pas, donc des prêts à taux zéro, pour des TPE plutôt, mais aussi pour des petites entreprises. Là, on est dans le démarrage de projets ou d'activités ou de reprise d'entreprise, parce que c'est aussi un domaine qui nous paraît essentiel. On voit, et là aussi je fais référence à la ruralité ou aux zones de montagne, souvent des commerces qui se ferment et pas de repreneurs. Il y a un travail, on le sait, sur la reprise d'entreprise et on voulait l'accompagner à travers ce dispositif. Donc on est sur des prêts d'honneur, bien sûr,
comme je vous le disais, à taux zéro, à conditions préférentielles. Le deuxième instrument pour accompagner les premiers pas, c'est un instrument qui est encore plus ciblé. Sur le premier instrument, on visait des entreprises, des petites entreprises qui avaient un projet de développement. Là, on vise des publics qui n'ont pas accès au crédit bancaire. On est sur la logique du microcrédit, on le sait tous, c'est les logiques d'emploi qui sont aujourd'hui importantes en Corse, qui traduisent aussi un état de la société et un état, je dirais, du marché de l'emploi, et qui sont souvent des logiques de nécessité plus que d'opportunité. Donc là, on veut accompagner et on veut aider aussi financièrement. On est là aussi dans l'économie sociale et solidaire, hein. Déjà, j'ai envie de dire. On veut accompagner la création d'entreprises et d'activités par ces publics-là, avec un prêt d'honneur pour un volume global, là aussi une enveloppe de 2 millions d'euros. La troisième orientation, je vous le disais dans mes propos introductifs, c'est le financement, la création et le développement des transitions. C'est le cœur du réacteur. C'est 30 millions qui seront mobilisés, 17 millions sur un premier instrument qui sera un instrument de prêt à conditions préférentielles. Et l'idée, là, c'est de favoriser la modernisation, la production. On est vraiment dans l'orientation qui est la nôtre, hein, qui était celle du SRDE2I, favoriser l'investissement lié à la production pour aller vers le changement de modèle dont je vous parlais dans mes propos introductifs. Mais aussi, on est dans l'écran de transition. On est dans la perception et la nécessité de s'engager dans les transitions. Alors la transition écologique, bien sûr, avec la question de la décarbonation, mais aussi la question de la gestion de l'eau, la question des transitions numériques avec tout l'ensemble de la digitalisation, l'IA en particulier, hein, qui est nécessaire aujourd'hui, dont on sait qu'elle fera partie d'éléments de compétitivité de nos entreprises. Et enfin, les transitions sociales, qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus RSE, et qui paraissent aujourd'hui des éléments à la fois de structuration du corps social qui est une entreprise. Aujourd'hui, les salariés n'ont plus le même rapport au travail, on le sait tous, que ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Et donc, il y a des questions de bien-être au travail, de bien vivre au travail, de qualité de vie au travail. Il y a des questions de rémunération, il y a des questions d'intéressement. Donc, tout ça fait partie de ce qu'on appelle transition sociale, auquel on ajoute bien sûr l'aspect environnemental, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, à travers les transitions écologiques, et ça nous fait un ensemble qu'on appelle aujourd'hui responsabilité sociétale et environnementale, mais qui est aussi un sujet d'attractivité et de compétitivité de nos entreprises. Donc on veut aider ces transitions-là, qui ont souvent des coûts importants, et notamment pour nos petites entreprises, à travers ces instruments financiers. Donc 17 millions d'euros seront consacrés à cette politique-là, à travers des prêts à conditions préférentielles. Le deuxième instrument, pour ces projets de plus grande envergure, parce qu'on est sur des tickets minimum de 100 000 euros, c'est un instrument de garantie. Garantir aujourd'hui les emprunts et les interventions financières, c'est nécessaire, notamment parce que les établissements financiers ne s'engagent plus aussi facilement et prennent, à travers du nantissement ou de la garantie, justement, une garantie à leur intervention. Je me rappelle de la question que nous avait posée notre collègue Annette Pierry concernant le projet de ski Koritz sur le sujet de la garantie. Voilà. Et je vous ai répondu qu'il y a des outils. Ça, c'est un outil, un instrument qui sera mis en place pour permettre aux entreprises déjà un peu plus structurées d'avoir accès à un levier bancaire, à un instrument financier ou un levier bancaire en étant garanti par l'intervention de l'outil que l'on va mettre en œuvre, ou qui sera mis en œuvre par un opérateur qui sera sélectionné. La quatrième orientation, accompagner l'innovation, j'en ai parlé aussi, avec une enveloppe de 6 millions d'euros. Donc là, c'est des interventions en fonds propres ou quasi-fonds propres, hein, pour des démarches ou des entreprises innovantes, soit en phase d'amorçage, soit en phase de développement. Alors ça concerne bien sûr les start-up, mais pas que, hein. C'est l'idée d'accompagner l'innovation aujourd'hui, ce qu'on appelle la R&D, mais de manière très plus large, hein, tout ce qui est innovation technique, technologique,
y compris sociale. On a besoin d'innovation, on a besoin de produire de l'innovation. Et d'ailleurs, en Corse, il faut le signaler, vous en avez parlé, je crois, hier, ou c'était à l'ordre du jour, nous avons la chance d'avoir un incubateur Initia. On doit, bien sûr, le renforcer, le faire évoluer et l'armer pour qu'il soit aussi un outil efficace au service de l'innovation. Il y a d'autres initiatives, notamment portées par des collectivités locales, communautés de communes ou communautés d'agglomération, qui sont aussi à signaler qu'il faut encourager. Donc là, l'instrument financier 6 millions d'euros permettra de financer ces politiques, en tout cas ces entreprises, dans leur démarche d'innovation, sachant que c'est un domaine où les banques sont relativement frileuses parce qu'on est dans un niveau d'incertitude souvent fort. Et enfin, la cinquième orientation, c'est celle liée aux besoins spécifiques du financement du secteur de l'économie sociale et solidaire. Je vous l'ai dit, et on a pris l'exemple du secteur culturel, parce qu'on a eu des débats avec les acteurs culturels, et cette économie essentielle. C'est 10 000 emplois en Corse aujourd'hui à peu près. Donc on voit bien, je suis un peu, pour tout dire, j'ai un peu de parti pris quand je parle de l'économie sociale et solidaire, mais je le fais bien volontiers parce que je suis complètement convaincu que vraiment la Corse, c'est un pays d'avenir pour cette économie. Elle est déjà très imprégnée, mais c'est un pays d'avenir parce qu'elle répond aussi complètement à ce que nous sommes, à notre identité et à ce que nous voulons continuer à être. Donc là, on est dans une économie qui est souvent hybride, qui est souvent d'initiative associative en Corse. C'est à peu près 80% aujourd'hui de l'économie sociale et solidaire, mais pas que. 20% ce sont les mutuelles, les coopératives. Donc, il y a aussi des démarches différentes, alternatives, qui mélangent les ressources, je vous disais, ressources publiques, mais aussi qui sait mobiliser les ressources privées. Il faut accompagner ces entreprises pour qu'elles le fassent encore mieux, et c'est l'objet. C'est l'objet de ces instruments, c'est accompagner les acteurs, notamment, on le disait, du domaine culturel, parce qu'on sait que c'est dans un moment où les financements publics se raréfient, il faut d'autant plus être à leur côté pour pouvoir leur permettre de passer ce cap. Et ces instruments-là sont des instruments nécessaires pour les soutenir. Donc un instrument de trésorerie, 3 millions d'euros, qui va permettre de pallier aux besoins de trésorerie de ces structures et notamment qui va permettre de faire la jonction entre les subventions, les demandes et le versement des subventions. C'était important et nécessaire. Et enfin, un deuxième instrument qui est un peu le pendant de ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est un instrument de garantie parce que parmi ces structures, beaucoup maintenant font appel à l'intervention bancaire et elles ont besoin d'être garanties, et donc un instrument d'1 million d'euros pour pouvoir garantir leur accès au financement bancaire. Donc voilà pour ces 5 orientations et ces outils-là. Mais je vous le disais dans mes propos introductifs, ils sont nécessaires, indispensables, ces outils aujourd'hui. Et ils sont connus pour la plupart et utilisés maintenant déjà par le monde économique. Il faut néanmoins, nous on considère que cette brique-là, elle n'est pas suffisante, il faut aller plus loin en termes de financement et que notre volonté, ça a été abordé, on en a aussi débattu lors de la dernière séance, c'est d'aller vers une banque corse publique d'investissement. Il y a un travail qui a été initié, au-delà des propos des uns et des autres, il y a un travail qui a été initié par l'Agence de développement économique, une étude qui a été confiée au cabinet Ernst & Young. Moi, je vous propose que ce travail-là, il soit élargi à l'Assemblée de Corse, pour qu'il soit plus efficace. Et parce qu'on dit souvent qu'il y a un certain nombre de projets, de sujets qui relèvent d'un consensus large. Celui-là, me semble-t-il, pourrait en être. Moi, ce que je propose, c'est qu'on s'empare de ce travail-là collectivement. Monsieur le Président de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les Présidents des commissions, qu'on réfléchisse ensemble comment s'organiser et qu'on fasse venir y compris le cabinet, qui nous présente déjà un état des lieux du travail qui a été produit et qu'on définisse, nous, les orientations qu'on veut donner, l'idée que l'on veut donner, que l'on veut se faire de cette banque d'investissement, notamment, bien sûr, en finançant l'économie, bien sûr, c'est nécessaire, mais aussi financer les projets d'infrastructure ou d'investissement, et notamment en faisant appel
en rassemblant les forces, bien sûr des fonds publics, mais aussi en mobilisant, on en parlait, l'épargne des Corses. Donc là, il y a un enjeu dont je pense sincèrement que nous sommes aujourd'hui, on en a longtemps parlé, mais je pense que le moment est venu et nous sommes mûrs pour travailler ce dossier-là. Donc moi, si l'Assemblée, si Monsieur le Président du Conseil exécutif, bien sûr, je sais que vous en êtes d'accord, si l'Assemblée l'agrée, je propose que on se voit avec les présidents des commissions développement économique et finances et qu'on essaye d'imaginer un rythme de travail qui nous permettra d'avancer sur ce sujet-là. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce rapport, Monsieur le Président, à Diogompio. Donc, il y a un rapport de la Commission du développement économique que je peux lire puisque c'est une phrase. je vais le faire. Ah non, il y a Nadine, pardon. Avviso favorevole. Ringraziabili. Donc, c'è un rapporto della Commissione Finanze. Monsieur le Président de la Commission des Finances. Merci, Monsieur le Président. Alors, Madame Serena Battessigne a souhaité savoir si le dispositif de prêt à taux zéro et celui d'aide à trésorerie étaient obligatoirement couplés, comme précédemment, à un prêt bancaire, où ces entreprises pouvaient en bénéficier directement. Par ailleurs, elle a souhaité connaître le montant maximum éligible par entreprise. En réponse, M. Gilles Giovanangi a indiqué que les modalités restaient identiques et précisé que pour le prêt à taux zéro, un prêt bancaire était nécessaire. En revanche, pour le dispositif d'aide à la trésorerie, pas nécessairement. Par ailleurs, il a été apporté des précisions sur la mise en œuvre de ce dispositif avec en premier lieu le vote de l'Assemblée de Corse, à l'issue duquel le Conseil exécutif engagera les volumes de dépenses et on confiera la mise en œuvre à l'Agence de développement économique de la Corse. M. Georges Mail a interrogé le Conseil exécutif afin de savoir si une analyse avait été réalisée sur le tissu économique et plus particulièrement sur le volume des entreprises susceptibles de bénéficier de ces dispositifs. Par ailleurs, il a fait remarquer qu'il lui semblait plus judicieux de disposer d'aide à l'investissement plutôt que d'aide à la trésorerie et a sollicité sur ce point que puissent lui être communiqués les critères retenus afin d'évaluer les entreprises susceptibles de bénéficier de ces aides. Enfin, concernant le microcrédit à hauteur de 2 millions d'euros évoqué par le Conseil exécutif, M. Georges Mail a souhaité connaître son articulation avec les aides allouées. En réponse, M. Gilles Giovanangi a rappelé que le besoin avait calibré notamment suite à l'étude menée lors de la préparation du programme FEDER 2021-2027 et selon lequel la carence totale des flux de dette était estimée à environ 80 millions d'euros par an. Aussi, il ressort de cette étude que l'économie de la Corse mobilise moins qu'ailleurs l'endettement pour financer le développement ou la création d'entreprises, ceci notamment dû à la faiblesse du tissu économique. M. Gilles Giovanangi a fait observer qu'il était nécessaire de se projeter et de procéder à une véritable transition. Qu'elle relève du domaine économique, écologique ou encore numérique, il a rappelé qu'existait un réel besoin d'organiser différemment les entreprises. Sur ce point, il a indiqué que pour répondre à ce besoin estimé à 80 millions d'euros, le dispositif présenté représentait 53 millions d'euros, complété par d'autres dispositifs et outils financiers portés notamment par l'ATC ou encore l'ODARC. Sur la question relative à l'aide à la trésorerie, il a indiqué que là encore, un réel besoin avait été identifié et précisé qu'il était lié d'une part à une tension économique forte et d'autre part à la saisonnalité. Dans ce cadre, il a fait observer qu'une vigilance particulière serait apportée sur l'éligibilité des entreprises à ce dispositif par l'intermédiaire d'opérateurs économiques agréés. Enfin, concernant le microcrédit, il a précisé qu'il s'agissait de petits volumes de financement de l'ordre de 10 à 20 000 euros et réservés à des entreprises rencontrant des difficultés pour accéder au crédit bancaire. M. Georges Mail a souhaité savoir si la mise en œuvre de ces dispositifs faisait l'objet a posteriori d'une évaluation et d'une analyse permettant de les modifier le cas échéant. M. Gilles Giovanangi a indiqué sur ce point qu'il était prévu dans le rapport que le Conseil exécutif rende compte annuellement à l'Assemblée de Corse de l'utilisation des différents outils financiers. Avis de la Commission, un avis favorable, 3 non-participations, Sofiono, Corinfront et l'absence du groupe Avancem, et enfin, vote favorable du groupe FAPO avec à noter le déport de M. Alex Vinciguer. Merci, M. le Président. Ringraziabili. Il y a un avis du CESEC. Le CESEC émet un avis positif concernant l'actualisation de la politique d'ingénierie financière. J'ouvre le débat. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Oui, M. Quastan. Non, c'est une question qui rejoint un peu une de celles qu'a posées M. Pozzoliborg au nom de la Commission des finances. Les critères. Il y a quelques années, 2 ou 3 ans, je crois que l'ADEC avait présenté un document
qui listait tous les critères. Ça allait des fonds propres, en passant par l'emploi, l'environnement, etc. Document qui était lui-même inspiré d'un document de 25 ans avant, sous la présidence de Jean-Claude Watzil. Alors, la question, elle est simple. Là, ce que vous évoquez aujourd'hui, c'est uniquement des instruments financiers, en gros. Est-ce que les deux documents, c'est-à-dire celui qui précède sur les critères d'attribution des aides et le document actuel, sont coordonnés ou est-ce qu'il s'agit de deux documents différents et que le premier est passé à la trappe, entre guillemets, hein? C'est la seule question pour le moment. Merci. Ringraziabi. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Monsieur Benedetti. Dans la continuité de ce que vient de dire Paul, bon, il y a les 5 mesures, ça pèse dans les 50 millions d'euros. Globalement, entre ce qu'il y a à faire et ce qui reste à faire, c'est une goutte d'eau. Ce n'est pas l'outil du développement économique. Ce n'est pas l'outil de la réappropriation de tous nos bras de levier. Ce n'est pas dans le rapport, vous l'avez dit à l'oral, vous parlez de la banque de développement. Nous, c'est un projet qui, de manière récurrente, on le remet sur la table depuis plus de 10 ans. Il y a des exemples notoires de régions, de petites régions, comme par exemple le Val d'Aoste. Bien entendu, elles ont l'autonomie et elles ont l'outil financier. Alors, il y en a beaucoup qui disent, entre autres, je me tourne vers le groupe qui est plus monétisé que moi, ils disent qu'ils sont d'accord pour l'autonomie financière. Il faut qu'on se mette d'accord sur l'outil financier. On a en Corse une épargne très conséquente, un taux d'endettement qui est faible par rapport aux autres régions françaises, je dirais un taux d'endettement global. Donc une disponibilité instantanée en capital qui est forte. Ce capital, il est essentiellement étatique. En Corse, le bas de laine, c'est du livret A, essentiellement. Et essentiellement géré par la Caisse des dépôts ou ses filiales. Moi, je pense qu'on doit avoir une vision stratégique et programmatique. Ça me fait plaisir de l'entendre à l'oral, mais j'aurais voulu le voir écrit, qu'on s'engage dans une prospective économique de recherche des voies et moyens d'avoir un outil bancaire habilité COB et qui permette d'ériger en Corse une banque publique territoriale qui lancerait des obligations sur une monétisation plus forte que le cours actuel du livret A, par exemple, et qui permettrait de récupérer, je l'espère, quelques centaines de millions d'euros, sachant que les dépôts de livret A sont de plusieurs milliards d'euros en Corse. Alors pour cela, il y a deux façons. Soit on le fait de manière naturelle et on fait un appel à l'épargne qui, naturellement, va se traduire pas par la venue d'un argent qui viendrait d'ailleurs. Ça va être un système de vases communicants. Des petites mains de familles corses vont sortir de l'argent d'un dépôt existant pour le remettre sur un autre. Soit on a une discussion plus globale et politique et on demande un transfert de fonds auprès de la Caisse des dépôts pour qu'on ait cet amorçage qui permette d'avoir l'outil bancaire. Moi, j'aimerais qu'on rentre sur une voie prospective, factuelle et réelle, qu'on arrête de déblatérer en permanence et qu'on fasse appel à des experts internationaux et même mondiaux pour nous aider à créer cette ossature. Je pense qu'on en a besoin. On a besoin d'avoir l'outil du développement. On a, dans la crise mondiale actuelle, vu le prix de l'argent, on doit maîtriser cette fuite en dépenses d'intérêts. Et que ces intérêts génèrent de la richesse pour les Corses. Et qu'on en soit, nous, pour en partie, je dirais, les dépositaires de la règle. Aujourd'hui, la CDC est un des plus gros emprunteurs de Corse, le plus gros à titre individuel. Quand vous faites 120 millions d'euros d'emprunt chaque année, vous êtes un bon client. Mais si vous êtes votre propre client, et si les bénéficiaires sont les Corses qui vont avoir les dividendes des royalties de l'emprunt, eh bien, on est sur de l'économie circulaire, tout en étant dans le capitalisme. C'est du socialisme bancaire. Moi, je pense qu'on doit avoir cette vision-là et de le faire. D'autres ont réussi à le faire, petitement. Nous, on peut être à l'échelle de très grands projets. Derrière, on peut avoir, bien entendu, un dispositif de notation internationale qui ferait que nos obligations sont sécurisées
et serait attrayante et qu'on pourrait avoir des dépôts sécurisés et une place forte bancaire sécurisée, sans ambiguïté, transparente, en Méditerranée, c'est recherché. Et on a cette place-là. Qu'on revienne au niveau des Phéniciens que nous étions. Je le rappelais en aparté tout à l'heure avec Alex, la Corse a un passé bancaire florissant. Il y a eu jusqu'à 3-4 banques sur les places d'Ajaccio et autant sur les places de Bastia. Maintenant, bien entendu, c'était des banques privées. Mais aujourd'hui, je prends acte de l'oralité des débats, mais je voudrais de l'écrit, de la concrétisation et qu'il y ait une mission d'étude et de validation de ce projet de banque territoriale parce qu'on en a besoin. Et c'est le seul moyen qu'on aura pour trouver des ressources financières. Si on arrive à avoir une capitalisation, ne serait-ce que de 500 millions d'euros, on peut avoir un volume d'encours de 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros qui circuleraient en Corse, on remet l'économie sur une dimension qui n'a plus rien à voir avec aujourd'hui. Le Val d'Aoste, 140 000 habitants. En 2001, ils ont fait un emprunt de 500 ou 600 millions d'euros. Ils ont racheté toutes les centrales hydroélectriques de l'ENI italien, c'est-à-dire de l'EDF italien. Ils les ont remboursés en 10 ans et aujourd'hui, ils en sortent 70 à 80 millions d'euros de bénéfices tous les ans. Nous, par exemple, on doit être prêt à racheter le parc EDF lorsqu'il y aura les nouvelles adjudications. Mais si on n'a pas l'outil bancaire qui nous permet de le faire, c'est pas avec la note B- de la collectivité de Corse, celle que je suppose, qu'on va pouvoir lever d'un prêt. Impossible. Donc il faut créer un outil parallèle qui soit un outil fiable, stable et durable. Et les garants, ce seront les épargnants corse. Et peut-être d'autres. Arin Radia, d'autres interventions? Oui, Christelle Combette. Oui, Monsieur le Président, merci. Alors, Monsieur le Président de l'ADEC, le soutien aux entreprises, oui, plus que jamais oui, bien sûr. Alors, vous nous dites dans votre rapport que la Corse est la collectivité régionale qui soutient le plus le monde économique avec 204 € par habitant, ce qui se comprend, étant donné qu'elle dispose d'un outil qui est donc l'ADEC depuis 1992 et surtout que cette région est quand même la plus pauvre de France et donc le tissu entrepreneurial reste très fragile et constitué de petites structures, essentiellement des TPE. Alors des difficultés structurelles aggravées par une conjoncture très morose. Les données économiques issues des tribunaux de commerce sont alarmantes. Alors j'ai pris connaissance du rapport du greffe du tribunal de commerce de Corse du Sud. Malheureusement, je n'ai pas eu accès à celui de Haute-Corse. Alors sur le département du Sud, entre 2023 et 2024, la moitié des secteurs d'activité affichaient une hausse des procédures collectives. L'accélération la plus importante étant celle de 150% de la filière transport et entreposage. La restauration et le bâtiment sont aussi en grande difficulté. 207 procédures collectives ouvertes en 2024, soit une hausse de 8,4% sur le département. Donc des chiffres à consolider, comme je vous le disais, avec les données de Haute-Corse. Tout ça pour dire que malheureusement l'économie corse mérite justement d'être accompagnée à plusieurs titres. Elle est donc fragile, plus que d'autres face à la crise multifactorielle qui touche l'Europe entière, voire au-delà. Alors si on fait un peu d'historique sur les instruments financiers, il faut remonter à 2009-2010, où sous l'impulsion d'Ange Santine qui présidait alors l'ADEC, Corse Financement a été le dispositif, la plateforme Corse Financement a été déployée dans l'idée justement de soutenir le monde de l'entreprise. C'est là que parallèlement la CADEC a été relancée par le concours de la collectivité qui en est actionnaire à hauteur de 33%.
Alors une réponse publique salutaire face aux difficultés d'investissement et de développement rencontrées par les entreprises, mais aussi pour pallier à la frilosité bancaire, les banques rechignant à prêter aux entreprises dans une économie fragilisée par une situation politique souvent incertaine. Alors, votre rapport parle pour 2024 de 35 millions de soutien, donc 15 millions en subventions sèches et 21 millions via les instruments financiers. Privilégier les instruments financiers tombe selon nous sous le sens parce qu'ils ont l'avantage, et c'était le but en 2009 déjà, de faire revenir les banques dans le jeu et aussi parce que les fonds se reconstituent progressivement via les remboursements. Ce qu'il manque, selon nous, à votre rapport, et c'est ce que notre groupe vous a demandé en commission des finances, c'est un bilan des différents instruments. C'est d'ailleurs une demande qui a été formulée par le CESEC dans son avis, un retour d'expérience précis et chiffré pour pouvoir évaluer les retombées de ces investissements. Alors, vous parlez d'un besoin de 54 millions que la CDC couvrirait via les 18 millions de fonds européens qui relèvent de la programmation 2021-2027 déjà bien entamée. Je n'entrerai pas dans le détail des 5 orientations. On retrouve le soutien à la trésorerie, au premier pas, la transition, à l'innovation ou à l'économie sociale et solidaire. Ce qu'on retient, c'est qu'on reste engagé dans une démarche vertueuse d'accompagnement des entreprises. On valorise l'initiative privée en reconstituant in fine des fonds, prêt à taux zéro, crédit bail, garantie d'emprunt et autres. Donc l'esprit qui avait présidé à la création des outils financiers est maintenu et c'est ce qui nous importe, même si nous avons des interrogations et des réserves. Alors on apprend que l'ADEC travaille à la création d'une banque publique territoriale corse d'investissement. Quid de ces conditions dans ces conditions de l'articulation avec la BPI? Elle s'y substituerait et se verrait allouer des fonds dédiés à la BPI en Corse. On aurait apprécié par ailleurs disposer d'un bilan des différents instruments financiers puisqu'on change de période pour mieux apprécier les choses. Corse Active, CADEC, FEMUCUI, etc. Une question procédurale. L'article 6 de la délibération prévoit que l'ADEC sélectionne les organismes gestionnaires des nouveaux instruments financiers, y compris en recourant à des marchés publics. Alors, lesquels le seront en direct, lesquels passeront par des marchés. Alors, notre réserve principale porte sur la référence au levier fiscal que l'exécutif entend récupérer via l'autonomie pour lever l'impôt. Nous vous invitons à la prudence sur ce point. Nous ne disposons pour l'heure pas des modélisations liées aux recettes fiscales prévues en Corse et nous bénéficions de dérogations fiscales favorables que vous risquez d'être contraints d'annuler si demain vous deviez en maîtriser les assiettes et les taux. Donc nous pensons au crédit d'impôt, par exemple, à la fiscalité dérogatoire sur les successions, sur le vin, la taxe à l'essieu et bien d'autres. C'est en quelque sorte un vœu décorrélé du fond du rapport, donc nous n'en ferons pas un point d'achoppement, mais nous resterons vigilants. Et enfin, le montant impressionnant de FEDER sollicité par cette stratégie ne risquerait-il pas d'assécher les possibilités de financement qui seraient offertes pour d'autres actions? Car si on lit bien le document de mise en œuvre du programme du FEDER 2021-2027, ces crédits pourraient aussi être utilisés sous la forme de subventions à des projets entrepreneuriaux. Voilà, donc je vous remercie, Monsieur le Président. Je précise juste que mon collègue Georges Mille s'est déporté puisqu'il fait partie du conseil d'administration de la CADEC. Merci. Henri Gradiabi, d'autres interventions? Oui, Romain Colonne. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de commencer mon intervention en liant l'intervention de Jean-Michel Sahueli ce matin pour justifier le vote contre d'une partie de son groupe par rapport au rapport de Jean-Félix et lier l'intervention de Paul-Félix Bénédek. Grosso modo, si j'ai bien compris, ce matin où nous essayons de dégager en perspective des marchés
économique, en ouvrant des lignes maritimes et aériennes, vous nous dites, et c'est parfaitement votre droit, hein, eh bien, je ne le remets pas en question, le fait que 200 000 € avec du fonds FEDER, c'est trop et que ce n'est pas une priorité. Donc, vous avez voté contre ce rapport en justifiant ainsi. Et de l'autre côté, Paul-Félix Bénédette, il nous dit 54 millions, c'est pas assez. Alors qu'on essaye d'actualiser. Et c'est normal, vous êtes dans l'opposition les uns et les autres, mais on voit bien que d'un côté, on dépense trop d'argent à hauteur de 200 000 € avec du fonds FEDER pour essayer de dégager des futures marges financières et économiques, et de l'autre, on dépense pas assez, puisque aux 50 millions d'euros, 54 millions pour être précis, on nous dit qu'il faudrait des plans à plusieurs milliards. Donc, soit c'est trop, soit c'est pas assez. Nous, on essaye de faire comme on peut avec les moyens qui sont les nôtres, et on va continuer ainsi. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de transformation, c'est bien l'objet du rapport. Mais je voulais débuter ainsi parce que ça montre quand même aussi ce qu'on essaye de faire dans le cadre actuel et ce qu'il faudrait changer. Donc ce rapport, il nous dit beaucoup de choses, je crois, par rapport à l'économie de la Corse. Ce rapport aussi, il pose, et je voudrais qu'on le rappelle quand même un petit peu, quelques caractéristiques de l'économie de la Corse, qu'on ne peut pas passer non plus sous silence. Vous dites qu'on a une économie qui est trop basée sur la consommation et pas assez sur la production. C'est important de le dire. Je crois que politiquement, c'est important de le dire. Qu'on se prenne plein fouet la globalisation, qu'on est une petite île, qu'on est traversé par toutes ces problématiques, qu'il y a des concentrations économiques, ça aussi, il faut le dire politiquement, c'est la base du rapport. Trop de dépendance, trop de déséquilibre. Donc ça suppose à un moment donné de faire des choix. Et des choix, il faut dire à travers ce rapport que peut-être que 54 millions en aide directe ou indirecte, c'est pas assez, mais l'ADEC, pour ne parler que de l'ADEC dans ce rapport, à travers ses instruments financiers, la transformation de ces instruments financiers, soutient les entreprises corses. Alors c'est peut-être un truisme, ça va de soi, il y a quand même 50 millions par le biais de l'ADEC au soutien des entreprises corses. Mais j'ajoute aussitôt que ce soutien, monsieur le conseiller exécutif, si j'ai bien compris, je parle sous votre contrôle, c'est pas du tout venant. Il répond, et la transformation et l'actualisation de ces instruments financiers y procèdent, répond à des choix politiques. Je voudrais en citer un seul. Les instruments financiers sont au bénéfice, pour les entreprises, d'entreprises qui produisent. Et ça, c'est un changement majeur de transformation de l'économie de la Corse. Donc, privilégier la production locale de biens et de services. Tenter, comme ça a été fait précédemment par M. Binchiguer, et vous en prenez activement la suite, de favoriser des changements en termes de modèle d'exploitation qui soient plus conformes au modèle social qu'on voudrait développer. Donc, ce n'est pas juste une transformation des instruments financiers pour dire on a transformé les instruments financiers. C'est une transformation des instruments financiers au service d'une vision politique globale de l'économie de la Corse, avec des enjeux de transition économique, numérique et écologique. Je tenais à le dire parce que ça me semble important aussi de rappeler les bases du projet économique que vous soutenez. Dire que dans ce soutien, ça a été dit par ma collègue précédemment, et vous l'avez vous-même dit, c'est le territoire où, par habitant, il y a le plus de soutien aux entreprises. Pour le territoire le plus pauvre, ça a été dit, de France. Moi, je voudrais ajouter le plus appauvri de France. Parce que ce n'est pas juste de dire que c'est le territoire le plus pauvre de France. C'est structurellement le plus appauvri de France, avec la dimension historique de l'appauvrissement aussi. Je crois qu'il faut le rappeler, c'est qu'on est collectivement les héritiers d'une situation qui a plusieurs décennies, pour ne pas dire multiséculaire, d'un appauvrissement structurel et voulu des Corses et de l'économie de la Corse, pour créer une dépendance totale. Et qu'on ne sort pas de plusieurs décennies, pour ne pas dire de plusieurs siècles de dépendance, d'un coup de baguette magique, même si j'entends parfaitement ce qu'a dit notre collègue Paul-Félix Bénédette. Je voudrais terminer, je ne serai pas tellement plus long, par la perspective que vous ouvrez, que vous donnez dans ce rapport, notamment à travers la Banque publique territoriale d'investissement, d'une part, qui est à nos yeux un outil essentiel
sans être un spécialiste des questions bancaires, mais on comprend bien à travers nos débats et à travers la lecture et la présentation du rapport que sans cet outil-là, on grève considérablement nos possibilités d'évolution et d'évolution favorable. Vous faites une invitation écrite dans le rapport et oral que vous réitérez. Nous y répondons tout à fait favorablement pour le groupe Fabo pour l'INSEM, et peut-être que d'autres préciseront à ce niveau-là. Mais je crois que là, on a un enjeu de souveraineté, d'autonomie à ce stade-là, au sens de notre capacité bancaire, budgétaire, qui est fondamentale. Je veux dire, on ne peut plus poser la question des instruments financiers sans poser cette question-là. Donc le moment est venu, et je termine en disant, une fois n'est pas coutume, que vous posez dans le rapport la question de l'autonomie fiscale, et je crois que sur ce point-là, on n'aura pas trop de problèmes, parce que je me rappelle que tous les groupes d'opposition, et je me tourne vers nos collègues de droite, sont rentrés dans cet hémicycle, notamment en 2021, quand on a été élu, en commençant par dire que sur la question fiscale, je ne veux pas déformer vos propos, mais sur la question fiscale, on pourrait très certainement s'entendre sans trop de problèmes au niveau de l'autonomie fiscale, en tout cas sur le principe. Depuis, on a largement évolué, je veux le croire, et on a largement dépassé la question fiscale, puisqu'on est, je l'espère, en passe d'aboutir sur un projet plus politique et plus général d'autonomie, mais donc la question fiscale liée à cette banque territoriale est intimement liée, et j'ose espérer qu'on pourra définitivement aboutir sur ces deux points. Merci, Monsieur le Président. Jean-Christophe Angeline et Jean-Michel Saville. Merci, Président. Alors, le propos du Président Colonne s'adressait davantage, je crois, à nos collègues et amis du groupe de droite, mais je voulais quand même demander avec un brin de malice si dans cet hémicycle, quand on n'est pas d'accord avec vous, on peut encore l'exprimer. Ou bien si on est condamné, dès l'instant où on n'est pas d'accord, à être caricaturé ou noyé sous un flot d'interventions croisées en dépassement constant de votre temps de parole quand vous nous comptez à nous la minute. Je ne parle pas pour Colonne cette fois-ci, sur la deuxième partie. Digo e m'intendo, j'y reviendrai. Ceci mis à part, ça a été dit par ailleurs, c'est un débat important qui en effet n'appelle pas de caricature ou de simplification. J'ai été appelé en d'autres temps à porter une démarche assez comparable, et je comprends le président Giovanna Angeli et l'actuelle majorité dans sa volonté et en même temps dans sa difficulté. Quelques réponses rapides, ou en tous les cas compléments. Premièrement, manque peut-être dans ce rapport, qui est très technique, j'allais presque dire très clinique, des éléments de contexte. Ça a été dit plus tôt, à la faveur d'un débat précédent, ce sont des instruments au service d'un projet économique. Quelle est la situation économique dans laquelle ces instruments s'inscrivent? Pour nous, elle est objectivement catastrophique. Quand je dis qu'elle est catastrophique, je n'accable pas la majorité, même si on a, dans le domaine des divergences d'approche, j'y reviendrai, assez importantes. Elle est catastrophique structurellement, ça a été dit, elle est catastrophique conjoncturellement, elle est pour un certain nombre de raisons. Donc je pense qu'on aurait gagné en quelques lignes à l'objectiver et à dire avec davantage de clarté de quelle nature elle l'est aujourd'hui. Je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais quand on s'adresse, par exemple, aux acteurs de la commande publique, tous nous disent qu'ils se contractent. Tous. Vous nous opposez, et on n'arrive pas à s'entendre là-dessus, mais c'est le débat démocratique.
des chiffres selon lesquels cette collectivité investirait autant que les 3 qui l'ont précédée avant la fusion, etc. Alors, la tendance, elle est pourtant installée et on a aujourd'hui, en dépit des chiffres que vous présentez, des remontées de terrain, peut-être manquez-vous de pédagogie, de capacité à expliquer, à être compris, mais fortes, récurrentes, selon lesquelles on est sur ce plan-là en carence. Deuxièmement, il y a le sujet économique de manière générale, à côté de la commande publique, même si les uns se nourrissent des autres. Il y a l'actualisation du SRDE2I et il y a la question des instruments financiers. Pour aller très vite, on pense que par-delà le sujet donc technique de retour des fonds et de configuration d'un nouveau format de financement de l'économie, il faut pouvoir identifier, au-delà des publics cibles, des priorités stratégiques. Vous avez beaucoup parlé, et on est d'accord, de l'économie sociale et solidaire, mais même si elle représente 10-12% des flux généraux et du salariat, on doit rester sur une vision. Alex parlait d'un export dont les chiffres ont été multipliés par 4 ces 5 dernières années, etc. Il faut qu'on soit sur une vision consolidée, peut-être plus fine, et qui, je le dis tranquillement et très vite, aurait peut-être gagné, même si ce n'est pas l'objet du rapport, à être contextualisée et affinée. Et donc présentée comme étant la matrice permettant aux instruments dont vous appelez la tenue et l'actualisation d'être mis en œuvre et plus performants encore. Parce que je le dis, penser des instruments financiers dans un contexte favorable, c'est une chose. Les penser, les financer et les mettre en œuvre dans un contexte de crise que nous qualifierons pour notre part de systémique et de profonde, c'en est une qui est radicalement différente. Radicalement différente. Et donc on a un peu l'impression que vous nous proposez de réfléchir à ces instruments in abstracto, dans une espèce de bulle qui ne serait pas, même si on vous y sait sensible, l'économie réelle est vécue au quotidien par nos entreprises. Dans le même ordre d'idées, troisièmement, il est question et vivement d'un certain nombre donc de publics et d'entreprises. On est globalement en thèse sur un certain nombre de sujets, mais il y a pour nous au moins 2 ou 3 remarques. La première, ça a été dit, on a délibéré ce matin sur la question d'une étude supplémentaire sur la problématique européenne et de transport. Bon, on n'est pas dans le domaine de l'instrument financier typiquement, mais la capacité à mobiliser l'épargne, elle demeure. On vous réclame depuis un certain nombre de mois, d'années budgétaires, une étude dédiée. Il serait bon qu'elle puisse intervenir et que sur ce plan-là, nous commencions à y voir un peu plus clair. 2, c'était noté par Christelle, je crois, ou par d'autres, il y a dans votre volonté de consommer des fonds européens sur un pas de temps désormais réduit, a priori, un affichage, une demande de consommation qui nous paraît, au regard du plan global, quelque peu déséquilibré. Alors, on va être clair, hein, nous, on n'ira pas contre ce rapport. Et si vous pouviez les obtenir et financer les 54 millions dans les termes que vous proposez, on accompagnerait. Mais on sent dans la maquette générale une forme de déséquilibre. On en reparlera. Troisièmement et enfin, reste la question centrale, qui n'est pas, de notre point de vue, assez précisée par ce rapport, de l'articulation entre les instruments que vous proposez et la place bancaire. Le rôle d'accompagnement des établissements bancaires présents dans l'île, c'est quelque chose de fondamental. On sait tous qu'aucun instrument, aussi doté qu'il puisse l'être, ne peut seul contribuer au financement total d'une opération d'investissement. Donc on a besoin
d'une visibilité accrue sur le comportement, on va parler en des termes un peu génériques, de la place bancaire. Existait à l'époque, et c'est le cas partout, on n'a rien inventé, un comité local des banques qui permettait, je crois, sous l'autorité conjointe du préfet et du directeur de la Banque de France, d'organiser le dialogue entre les uns et les autres, et singulièrement avec les régions, depuis la loi NOTRe et les compétences qu'elle nous donne en matière économique aussi. Il faut qu'on réfléchisse, en attendant l'autonomie fiscale et un certain nombre de choses, dont on espère qu'elles viendront, mais qui pour l'instant ne sont pas là, à cette articulation entre les instruments que vous proposez, et sur lesquels, je le redis, on est très ouvert au débat, et disposé à accompagner, et donc cette attitude générale de la place bancaire. Donc voilà, à ce stade, qui est un stade entre guillemets préliminaire ou préalable, les observations que je voulais formuler au nom de notre groupe en quelques 10 minutes à peine, mais vous l'aurez compris. Petit 1, cette vision du contexte économique, qu'on parle bien de la même réalité, qui selon nous, et je crois qu'on en sera d'accord, en tous les cas je l'espère vivement, est quand même en crise profonde, je le répète, et systémique. 2, qu'on ait une maquette financière peut-être mieux équilibrée, même si on appelle de nos voeux la consommation massive et rapide des fonds communautaires, dont on a par ailleurs dit à quel point ils nous préoccupaient. Troisièmement, qu'on réfléchisse à cette question de l'épargne, même si elle ne peut pas être contenue, entre guillemets, à ce stade, dans l'opérationnalité des instruments financiers. Quatrièmement, qu'on l'articule avec la place bancaire au travers d'un comité actualisé ou d'une instance dédiée, mais en tous les cas, qui, selon nous, appelle une réaction et une stratégie. Terminer enfin en disant, pour parler des volumes, Paul Fay l'a dit, je le reprends bien volontiers à mon compte, en l'état, vous ne pouvez pas faire beaucoup mieux. Et 54 millions, c'est de l'argent. On ne peut pas, même quand on est dans l'opposition, toujours tout relativiser. Mais en même temps, on sait que le besoin de financement, il est, même à l'amorçage, même à l'accompagnement, même au soutien, d'une nature beaucoup plus importante. Donc la question demeure, et l'autonomie fiscale, même si elle devait arriver demain matin, ne la résoudrait pas, même si elle nous aiderait à aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Quel est le volume global dont notre économie a besoin, au travers des instruments financiers et au-delà, pour avancer? Vous évoquez une banque territoriale d'investissement. On est d'accord sur le principe, encore faut-il, mais ça va être le cas pour les réflexions que vous proposez, qu'on y mette un contenu qui, à défaut d'être aligné, sera le plus convergent possible. En tous les cas, on reste ouvert au dialogue, parce qu'on considère, vous l'avez compris, et je crois qu'on en est assez d'accord, Président, que la question du développement économique et social, et pour notre part, on ne dissocie pas les deux, ils sont intimement liés, elle est consubstantielle du projet d'autonomie. Et que même si l'autonomie institutionnelle devait, et Dieu sait qu'on se bat pour qu'elle arrive, intervenir demain matin, sans vision économique et sans projet de long terme, elle n'aurait de contenu ou de portée que relative. Or, c'est tout l'enjeu, émanciper, ça passe aussi par le développement économique et donc par les instruments dont vous nous proposez de discuter. Merci. Harry Grazia, Jean-Michel Savé. Oui, merci Président. Oui, simplement une petite réponse à Romain Colonne. Concernant le coût de l'étude de ce matin, ce n'est pas les 200 000 euros proprement parler qui sont en cause, enfin, de notre point de vue, en tout cas de mon point de vue, c'est le montant, un montant important d'études pour un projet qu'on considère quand même hypothétique, en tout cas avec beaucoup de zones d'ombre et une temporalité qui est très longue, à moyen long terme. Donc c'est plutôt ça qu'il faut considérer. Ensuite, sur le fonds FEDER, globalement, si on constate, on prend l'ordre du jour de cette session, on a à peu près, je crois, 9 ou 10 de rapports qui font appel au fonds FEDER. Alors, on sait qu'il y a eu quelques petites rappels à l'ordre concernant le taux d'activation très faible. Là, on semble rattraper. Alors, est-ce que c'est par opportunité ou dans l'urgence qu'on active autant de fonds FEDER sur cette session? En tout cas, nous, ce qu'on ne voudrait pas, c'est que ce soit au détriment de projets plus structurants, hein, d'accord, que ce soit fait un peu dans l'urgence et sans préparation. Voilà, je vous remercie. Harry Grazia,
d'autres interventions? Oui, Josépha Jacomez a la parole. C'est un sujet éminemment important et chaque intervention l'a démontré. Le soutien à une économie qui est effectivement bien souvent et par trop en difficulté, bien souvent et par trop celle d'une économie de dépendance, d'un système de dépendance tourné vers une économie de rente, de consommation, et la volonté de se tourner vers une économie plus productive de biens et de services ne peut être que partagée. De même que la volonté de sortir d'une économie aussi qui s'est hypertrophiée autour de deux secteurs que sont le tourisme et le BTP, qui devront bien évidemment en profondeur revoir leur modèle, c'est un euphémisme, mais c'est une autre discussion, mais aussi la nécessité de diversifier cette économie, et on sait très bien que ce sont des impératifs si nous voulons nous engager vers un projet d'émancipation. Pour cela, vous avez diagnostiqué le cycle, je dirais, de la vie d'une entreprise, de sa création, au soutien lorsqu'elle est en difficulté, à son développement et à sa transmission lorsqu'elle fonctionne. Et on sait aussi qu'aujourd'hui, la vie de nos entreprises, nous sommes dans un tissu composé majoritairement de TPE, de PME en tout cas, et que bien souvent, la vie des entreprises, lorsque l'on vient parler d'ingénierie financière, elles n'ont pas les moyens, parce qu'ici nous parlons d'ingénierie financière de la collectivité de Corse pour les accompagner, mais bien souvent elles n'ont pas les moyens de monter, je vais le dire de manière un peu triviale, sur des grands projets, notamment sur la mobilisation de fonds européens. Et ce qu'il faut aussi penser, c'est une ingénierie d'accompagnement de ces petites entreprises pour qu'elles puissent aussi se projeter, parce que parfois elles vont dans la projection au carnet de commandes. Et qu'il faut accompagner aussi des visions à plus long terme dans une période profonde d'incertitude et de difficultés. Et je crois que ça, l'accompagnement en ingénierie des entreprises manque. Et pourtant, dans un secteur, dans une entreprise, dans une économie fortement marquée par les TPE et les PME, c'est absolument essentiel. Ensuite, vous avez posé la question d'orienter les aides vers des secteurs de production. Comme je vous l'ai dit, on ne peut que suivre. En revanche, il aurait fallu que ce soit plus lisible sur... Alors ça renvoie à d'autres rapports, ça renvoie au SRDE2I, et je l'entends, mais sur la question des secteurs à prioriser également. Parce que nous savons très bien qu'au vu de l'ampleur de la tâche, il va falloir prioriser les secteurs. Ça ne veut pas dire en sacrifier certains, mais ça veut dire être capable de mettre en œuvre un calendrier d'action et de coller là où les secteurs de production sont le plus en difficulté, très certainement, sont le plus en difficulté et vers lesquels nous souhaitons, force publique, je dirais, collectivités publiques, soutenir et accompagner. Dans la question du cahier des charges aussi, ça sera ma première demande, c'est également la question de quelle entreprise. Est-ce qu'on se tient strictement au règlement dicté puisque le levier essentiel, c'est les fonds européens, je vais y revenir. Est-ce qu'on se tient strictement au cahier des charges des règlements européens, ou est-ce qu'on vient renforcer par un cahier des charges d'éco-socio-conditionnalité corse, également linguistique, mais pas seulement, puisque j'ai cru lire des entreprises qui auraient un siège social en Corse ou une succursale, une annexe secondaire. Voilà, il faut être attentif à ça, parce que si on va encourager, nous n'avons pas encore, et nous y sommes loin, un statut d'autonomie, ou comme dans d'autres territoires autonomes, on peut là aussi avoir un regard sur l'installation des entreprises, mais en revanche, à un moment donné, dans les financements, il faut qu'on soit attentif à financer des entreprises corses qui souhaitent se développer dans tous les domaines. Et évidemment, dans les domaines qui sont pour nous des domaines vertueux. La question, je fais aussi une autre incise, il ne faudrait pas que la trésorerie, que l'aide en trésorerie, sur laquelle je vous suis aussi, sur la logique,
où parfois les entreprises sont en difficulté. Vous avez évoqué, pour l'illustrer, la question des entreprises culturelles. Il ne faudrait pas que ce soit une transition pour pallier la longueur des versements des subventions. Parce que si c'est ça, si c'est du relais pour les aider à survivre le temps que la collectivité verse la sub, ce n'est pas du soutien au développement. Donc là aussi, il faut être très attentif. Donc voilà, vers qui on va, quel secteur. Ensuite, et je termine par là, le mois dernier, lors de l'examen du budget et les épisodes précédents de présentation budgétaire, j'ai eu aussi l'occasion d'y revenir, et vous en faites état aujourd'hui. La question de l'ingénierie financière, c'est aussi celle des leviers à notre disposition. Alors je vois qu'on active les leviers européens. Voilà, l'opposition est beaucoup venue, et j'en ai été, vous alerter là-dessus, et sur la question de la mobilisation des fonds européens. Et surtout, et vous comprendrez que ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est la question de la Banque Corse, puisque c'est la banque d'investissement, c'est une vieille revendication. C'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de rappeler dans divers débats budgétaires adossés à la mobilisation de l'épargne. Mais là aussi, il faut qu'on sorte du déclaratif. Il faut qu'on soit sur du concret. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on veut y mettre, qu'est-ce qu'on veut mobiliser. De cette épargne corse qui représente, je le disais le mois dernier, à peu près 11,5 milliards aujourd'hui, quelle est la part mobilisable? Parce qu'elle ne sera certainement pas toute mobilisable. Et comment on y va? Parce qu'effectivement, les 54 millions ne seront très certainement pas suffisants vu l'ampleur de la tâche. Ça, je crois qu'il faut qu'on s'y attelle. Vous avez proposé, monsieur le conseiller, vous avez devancé une de mes questions. J'allais vous demander comment vous comptiez partager le travail avec l'Assemblée de Corse. C'est une revendication qui est une revendication du mouvement national et du mouvement auquel j'appartiens aussi depuis longtemps. Une banque territoriale d'investissement pour aller, une banque corse, nous disons nationale pour notre part d'investissement. Je crois qu'il faut y aller concrètement. Il y a des exemples qui existent, il y a des choses que l'on doit mettre en œuvre. Si vous allez dans ce sens, nous participerons à la réflexion. Je serai force de proposition, mais il faut y aller réellement et dans le concret et très vite, parce que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et si on veut vraiment s'inscrire dans un projet d'émancipation et d'une sortie de la dépendance économique, où il y a du ferma longa fa e un basteranno 54 milioni di l'Europe pour essere divenuti mobilizzati. Ringraziamo. Jean-Paul Panzan a demandé la parole. Il a. Je veille qu'il ne dépasse pas le temps de parole, comme d'habitude, bien sûr. Merci, Président. Non, Romain a exprimé a donné le point de vue du groupe sur ce rapport ambitieux pour l'économie corse et son développement. Moi, je voudrais, en entendant les différentes interventions qui viennent d'avoir lieu, me réjouir parce que je sens que sur un sujet aussi crucial, aussi important tel qu'il a été posé, ensemble avec des nuances et des approches différentes, avec des critiques qui peuvent être entendues, mais également des atouts dans le rapport qui ont été précisés par le Conseil exécutif. Je sens qu'effectivement, on peut faire converger toutes les forces politiques vers des choix majeurs en matière de développement économique. Le rapport exprime, je crois, une vision claire des moyens qu'il faut amplifier, parce qu'il y en a qui existaient déjà, qu'il faut amplifier et mettre en œuvre dans la poursuite, d'ailleurs, du rapport qui est cité dans l'écrit, du rapport Économie à 2030, pour en fait faciliter l'organisation de notre modèle économique pour répondre à moyen terme aux grands enjeux et aux défis que ce modèle économique doit affronter. En ce sens, effectivement, Jean-Christophe dit qu'il manquait le contexte de l'analyse de la crise. C'est possible qu'on puisse avoir une radiographie plus précise, mais je crois que dans le rapport, on sent très bien
on sent très bien, et puis tous les débats que nous avons eus, qu'on connaît aujourd'hui les défis qui nous sont lancés. Je crois que le rapport, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est très politique. Avant d'être clinique et technique, il est très politique. Il explique en quoi ces instruments vont permettre de modifier notre modèle économique. Pour moi, le constat est clair. Notre société est face à un choc. Alors, pas qu'en Corse, elle est face à un choc. Mais la Corse, de par son histoire, de par sa géographie, de par sa structuration de son modèle économique, plus que d'autres, est confrontée à ce choc. Je rappelle que le SRE2I, auquel il a été souvent fait référence dans ce rapport, promeut d'ailleurs déjà une stratégie de développement économique centrée sur la compétitivité des entreprises. On ressentait ce besoin de compétitivité des entreprises et compétitivité dans la production. Le rapport nous propose de développer des moyens nouveaux et des leviers pour atteindre cet objectif, car l'économie corse, et c'est là que, moi je n'emploierai pas le terme catastrophique, même si on sait qu'on est en situation de crise, l'économie corse a des caractéristiques particulières et parfois très contradictoires. Alors, est-ce que cela doit mener à jeter un voile noir sur le modèle économique corse? Je pense qu'en l'analysant plus finement, on verra qu'il y a des atouts, qu'il y a eu des réussites, qu'il y a des réussites à conforter et qu'il y a des défaillances dans certains secteurs et certains domaines qui sont expliqués à travers la cible que recherche l'instrument financier, qu'il y a des efforts et des transformations à accomplir. La Corse présente à la fois un retard important en termes de développement, ça je crois que nous le savons, et un retard aussi d'investissement financier. On le sait, les propositions viennent là certainement pour nous rappeler qu'on a besoin de faire un effort. Donc ce retard sur les investissements financiers et en termes de développement pour conduire des projets innovants, mais elle est aussi, la Corse, elle est déjà, et elle peut s'affirmer, c'est là que je parle des visions contradictoires et des caractéristiques particulières, elle peut s'affirmer comme pionnière dans le domaine des énergies renouvelables. C'est par exemple un domaine dans lequel certainement nous avons déjà de l'avance et nous pouvons prendre de l'avance dans le domaine économique, qui doit permettre de réduire la dépendance que nous craignons tous, la dépendance aux énergies fossiles et favoriser la transition énergétique. C'est pour ça que dans les instruments financiers, et notamment sur les cibles, je pense que le cœur du réacteur, comme a dit le conseiller exécutif, le cœur du réacteur touche à la transition énergétique et touche à la responsabilité sociale des entreprises. Nous avons là un effort important à faire dans l'accompagnement de ces transitions, notamment celui de favoriser des pratiques de responsabilité sociétale en entreprise. Je crois que les instruments financiers qui nous sont proposés sont justifiés car l'économie corse est confrontée à une crise climatique, écologique et un défi démographique également, parce qu'on sait que notre démographie a des failles importantes par rapport à notre modèle économique et que donc les entreprises doivent relever tous les défis de cette crise pour anticiper et pour assurer la pérennité et être compétitives à l'avenir. Il semble urgent de préparer les entreprises aux risques qu'elles encourent si elles tendent à avoir des difficultés, notamment à effectuer leur transition en matière de responsabilité sociétale des entreprises. C'est une trajectoire exigeante qui leur est demandée pour éviter d'une part la remise en cause de certains marchés, parce que dans la compétitivité aujourd'hui, nos entreprises sont confrontées à des remises en cause de certains marchés parce que dans la transition
énergétique, dans la transition écologique, dans la transition climatique et dans la responsabilité sociale des entreprises, nous n'avons pas encore intégré cette culture et ces instruments financiers peuvent nous permettre effectivement de doper et de donner une dynamique à nos entreprises. C'est dans ce sens, moi, que je veux saluer le rôle de l'ADEC, car l'ADEC a constitué déjà un comité de pilotage sur tous ces sujets, des comités de pilotage qui permet effectivement aujourd'hui de pouvoir nourrir les cibles que nous allons viser dans les instruments financiers qui nous sont proposés. Donc, c'est le cœur du réacteur. Je crois que nous avons à aider beaucoup à la transformation des entreprises, alors qu'effectivement, il y a une situation de crise, mais que je ne qualifierai pas, moi, absolument de noire. Je pense qu'il y a des réalités, j'espère qu'on aura une radiographie précise, des réalités qui nous permettent de fixer nos trajectoires. Autre domaine, effectivement, dans le ciblage qui est prévu, c'est celui de l'économie sociale et solidaire dans lequel entre le monde culturel. Je crois que le Conseil exécutif a bien exprimé la position dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Il a exprimé la position que la société corse, elle est naturellement bâtie sur un système d'économie sociale et solidaire. Que son système économique soit fort, soit très fort, ou que son système économique soit faible, l'économie sociale et solidaire est un des maillons de la chaîne important parce qu'il permet le lien de la cohésion sociale, il permet de doper dans les territoires les plus reculés, et nous avons besoin de combattre les inégalités sociales, il permet de combattre effectivement les inégalités et permet effectivement à cette cohésion sociale de donner une dynamique à notre développement économique, parce que l'économie sociale et solidaire n'est pas effectivement une économie de pauvres. Aujourd'hui, elle joue dans la cour des grands. Elle s'est dotée également, l'économie sociale et solidaire, elle s'est dotée de ses propres outils. Il faudra effectivement être en tension dans le domaine de l'économie sociale et solidaire à toutes les questions de gouvernance démocratique, de respect du social d'économie sociale et solidaire, du respect, comme l'a souligné le rapport du CESEC. Mais c'est un deuxième domaine qui devrait permettre à notre économie de se transformer et qui devrait permettre à notre économie d'avoir ses attributs particuliers. Enfin, je termine sur la banque d'investissement. La proposition du Conseil exécutif de créer une réflexion globale à l'Assemblée de Corse me paraît très judicieuse et peut-être très productive de résultats majeurs. Voilà. Harry Gradia, je signale qu'on n'a pas dépassé, il reste 2 minutes. Donc, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? S'il n'y en a pas, je donne la parole à l'exécutif. Merci, Monsieur le Président. Alors, d'abord, merci pour vos interventions qui ont été à la fois, qui ont nourri le rapport, je crois, complété, et je crois que je vais essayer de répondre à l'ensemble des sujets, en tout cas les plus importants. D'abord, peut-être que j'aurais dû terminer par là. Il y a un rapport du CESEC, et ça a été, je crois, dit par un certain nombre d'entre vous, un avis positif du CESEC, mais qui met aussi en avant un certain nombre de points, le point de la condition sociale, en tout cas de l'éco-conditionnalité, y compris aux problèmes sociaux, aux politiques sociales des entreprises. Et bien sûr, on en prend en compte, et Jean-Paul le rappelait à travers la RSE tout à l'heure, c'est un point important de ce rapport, et je le disais aussi parce que, à mon avis, il y a l'aspect social, mais ça renvoie aussi, de manière plus pragmatique aussi, à une notion de compétitivité des entreprises, dont on sait très bien que ça fera partie demain, y compris du scoring, hein, de leur notation par rapport à leur pratique sociale. Donc c'est un point sur lequel je voulais répondre. Paul Quastan nous a interrogé aussi sur un petit peu la cohérence entre la politique d'aide et la politique directe, je dirais, de subvention, et la politique d'aide à travers les instruments financiers. D'abord dire que de manière globale, on est dans une vision, une tendance qui vise à privilégier aujourd'hui les instruments financiers. Christine Combette le soulignait tout à l'heure. On est aujourd'hui dans notre politique d'aide, 60% de la politique d'aide, elle est réalisée par la mobilisation de ces instruments.
et 40% d'aide directe, de subvention. On a inversé cette tendance-là et on est dans cette trajectoire qui n'est pas pour nous un dogme, hein. Ce n'est pas un dogme, mais je pense que c'est une trajectoire plus vertueuse, surtout pour les entreprises et leur modèle économique. Paul Félix et Josepha et bien d'autres m'ont interpellé, ont interpellé en tout cas sur la nécessité aujourd'hui d'activer la réflexion, je ne dirais même plus la réflexion, mais passer en phase action. Et c'était l'objet de mes propos concernant la banque publique territoriale ou Corse d'investissement. Mais c'est ce que je vous propose. Je pense qu'on est à la croisée des chemins. On a beaucoup discuté pendant plusieurs années, y compris dans cette Assemblée depuis 2021, de l'opportunité, de la nécessité d'aujourd'hui de construire cet outil. Je pense que nous y sommes prêts et nous avons commencé, comme je vous disais, ce travail à travers une étude qui a été réalisée par la DEC. Moi, je la mets au pot et je dis commençons à travailler. Voyons-nous rapidement avec les présidents des groupes et les présidents des commissions et commençons à travailler sur une méthode, un calendrier, y compris en mobilisant des experts. J'ai bien compris que ça a été soulevé. Moi, je ne suis pas un expert en ingénierie bancaire. J'ai vu que Paul Félix avait de grandes connaissances. On les prend bien volontiers et travaillons ensemble sur ce sujet. Je pense qu'on peut faire vraiment un chemin fructueux et parce que la volonté elle est extrêmement partagée et transcourant. Christelle, pardon. C'est une photographe. Christine, c'est beau aussi. C'est vrai, c'est là. Sur la difficulté des entreprises, ça a été repris. Oui, c'est vrai que nos entreprises sont fragiles, mais c'est un paradoxe. Elles sont fragiles parce que petites souvent, mais elles sont aussi très résilientes. Et ça, c'est l'autre facette de la pièce. Elles sont aussi très résilientes. On a une économie de résilience, où un tissu économique et des entreprises qui mettent globalement aussi, et c'est ça la fragilité, toute leur force d'action dans la résilience. Ce qui ne leur permet pas souvent de pouvoir regarder plus loin, de se projeter et d'activer les ressorts du développement. Ça, c'est le point de fragilité, mais globalement, on a une économie de résilience avec toutes les contraintes et les surcontraintes que connaît l'économie de la Corse. Vous nous interpellez comme d'autres sur la mécanique financière. Et les 18 millions de FEDER que l'on propose pour venir abonder ces instruments. Là, moi, je réponds à Mme Combette, mais aussi à Jean-Michel Savé. Sur ce sujet-là, on n'est pas dans l'opportunité. On est vraiment dans l'anticipation et la programmation. Quand vous regardez le PO FEDER, il y a une orientation stratégique qui a été identifiée, qui relève, bien sûr, on le comprend bien, de la mobilisation des outils financiers. Donc nous l'avions prévu, nous le mettons en œuvre. Peut-être vous considérez que c'est un peu tard, nous on considère que c'est le bon moment et je veux rassurer aussi sur notre capacité à mobiliser rapidement ces 18 millions. Je l'avais dit lors de la session précédente, globalement, d'après les retours et les besoins de l'économie, on serait sur une capacité dès cette année de mobiliser une dizaine sur les 18. Donc vous voyez qu'il y a une attente du monde économique pour la mobilisation de ces crédits. Jean-Christophe Angelini, tout à l'heure, nous disait, et Jean-Paul a répondu pour partie, que nous sommes dans un document qui, au niveau du contexte, il vous semblait manquer un petit peu d'argumentation. Moi, je pense que c'est vrai, peut-être que dans ce document, on a privilégié la perspective et l'évolution, je veux bien l'admettre, en tout cas parce que moi je crois que ça fait aussi partie du contexte, et que notre volonté, elle a été affirmée, politique, dans le chemin politique notamment des nationalistes, Jean-Christophe, vous le savez, puisque sur ce chemin, on a souvent été compagnons, même si on est aujourd'hui pas forcément d'accord sur tout. Nous, on a toujours affirmé de manière constante que le modèle, on voulait le changer, et je l'ai dit dans mes propos introductifs. Ce modèle-là, le modèle de dépendance, de saisonnalité, de surconsommation, même si aujourd'hui, il produisait de la richesse et il ne conduisait pas dans une économie de crise, je ne pense pas que ça changerait notre position. Et c'est pour ça qu'on a voulu mettre en avant ces éléments de changement. Nous, on pense qu'il faut changer.
et que ce n'est pas juste une question de crise ou de richesse. C'est d'abord une question de nécessité pour la Corse, d'identité, de destin collectif. Je pense que nous sommes nombreux à partager cette vision-là. La situation des entreprises, elle est contrastée, mais je reprends les propos de Jean-Paul Panzani. De notre point de vue, elle n'est pas catastrophique. Vous le savez, elle n'est pas catastrophique. Elle est contrastée. Il y a des indicateurs qui nous disent même que ça va plutôt bien. On n'est pas d'accord avec ça, mais on ne peut pas être d'accord non plus sur une vision de catastrophisme. On est dans une période complexe pour le monde économique, et particulièrement en Corse, parce qu'on est dans une économie de contraintes et de surcontraintes, notamment parce qu'on le sait tous, il y a la question de l'accessibilité des transports qui pèse beaucoup, et ça renvoie y compris au rapport qui va suivre. Pareil, hein, sur la maquette financière, j'ai répondu, je pense qu'on est serein de ce point de vue-là. Les 18 millions de FEDER étaient anticipés et donc programmés. Le choix de la mobilisation, bien sûr, après du recyclage des fonds déjà en activité, ça fait partie d'un fonctionnement habituel, donc il y a un certain savoir-faire. Et la mobilisation par les opérateurs qui seront sélectionnés de contreparties privées est aussi très naturelle. Donc il n'y a pas de souci sur cette mécanique financière. Josépha, simplement vous dire que sur les cahiers des charges, et vous l'avez dit, hein, il est nécessaire de préciser un certain nombre de choses, mais ça fera l'objet des cahiers des charges. Vous savez que tout à l'heure, le président présentera un rapport sur la gouvernance, mais l'idée de mise en œuvre, elle va passer après par la sélection d'opérateurs avec des cahiers des charges précis qui, à la fois, détermineront les enveloppes, détermineront aussi les montants de financement et détermineront aussi les secteurs d'activité, les conditions, bien sûr. Et nous sommes d'accord, il faut éviter les opportunités ou les effets d'aubaine. On le connaît tous dans ce genre de dispositif, donc on va essayer de le faire au mieux. Enfin, je dirais à Jean-Paul et à Romain, d'abord les remercier pour leur intervention, mais ils ont dit tous les deux, ils ont rejoint mes propos sur le fait que nous sommes dans une démarche très politique finalement, hein, et qui vise à travers ces instruments-là, mais à travers demain la constitution d'une banque publique d'investissement corse, cette volonté-là dont je parlais tout à l'heure, de transformer notre modèle et d'en faire un modèle de développement économique, touristique, agricole, à la fois sobre, durable et certainement équitable et donc plus distributif. Ringrazio. Donc, une petite interrogation. Il y a les membres du conseil d'administration de la CADEC, à la personne de Sandra Marchetti, Jean-Paul Panzani et Pierre-Paul. Je nous conseille de vous déporter. Vous savez très bien que si ça ne dépendait que de moi, mais le secrétariat général me fait savoir qu'il vaudrait mieux que vous vous déportiez pour le vote. Vous déportez un peu plus physiquement. Sachant qu'Alex Vinciguar, président, s'est déporté et que Georges Mel aussi. Alors, pour plus de sécurité, on tranchera ces questions avec notre déontologue. Très bien, donc je peux mettre ce rapport aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Encore une fois. Qui est pour? Ringrazio. Donc le rapport est adopté et on peut passer au rapport 102. Donc convention de délégation de tâches à l'Agence de développement économique de la Corse pour la mise en œuvre des instruments financiers du programme FEDER FSE. Aida Baroul. Signor Presidente.
Donc, c'est en quelque sorte la reconduction d'un dispositif qui a déjà été mis en œuvre lors de la période précédente de programmation des fonds d'origine européenne, dans le cadre du mécanisme global qui avait été mis en œuvre et en application du SRDE2I, l'ADEC avait reçu mandat de la collectivité de Corse pour sélectionner par voie de commande publique, lorsque nécessaire, les gestionnaires d'instruments financiers pour le compte de la CDC, autorité de gestion du FEDER, ceci pour la programmation précédente, et intervenant donc dans ce rôle, l'ADEC avait reçu la qualité d'organisme intermédiaire entre, d'un côté, la collectivité de Corse, autorité de gestion, et de l'autre, les gestionnaires désignés par voie d'appel à concurrence par l'ADEC. La période est désormais achevée. Nous avons récupéré un certain nombre de fonds européens que nous avons eu l'autorisation, tantôt l'autorisation implicite par la voie des règlements applicables, tantôt l'autorisation expresse de réinvestir dans le cadre du dispositif qui vient d'être validé par votre Assemblée. Et il convient donc aujourd'hui, à notre sens, de reconduire le dispositif de délégation consentie à l'ADEC dans la continuité des compétences qui ont été dévolues à celle-ci dans le domaine économique. L'ADEC intervient donc comme opérateur de la collectivité de Corse. À ce titre, à développer une expertise, bien sûr, une proximité avec l'écosystème économique, mais également une expérience certaine dans le domaine de l'ingénierie financière, et ce, au cours des différentes périodes de programmation. D'un point de vue juridique, il est rappelé que la délégation de tâches qu'organise le rapport qui est présenté à l'Assemblée de Corse consiste à confier la gestion d'une partie d'un programme européen à un organisme désigné comme intermédiaire, ceci par voie d'accord écrit entre l'autorité de gestion, donc la collectivité de Corse, et l'organisme intermédiaire, à savoir l'ADEC. Cette convention de délégation de tâches visera à titre principal à l'Agence de développement économique de la Corse, visera à lui permettre à titre principal de sélectionner les organismes gestionnaires d'instruments financiers par voie de commande publique, première modalité, ou d'attribuer directement un contrat selon l'article 59.3 du règlement UE régissant la matière, et ceci afin d'assurer le suivi des dits fonds. Ce projet de convention qui désigne l'ADEC en sa qualité d'organisme intermédiaire définit les conditions, moyens et engagements réciproques entre les deux parties contractantes. Elle portera sur les instruments financiers de la priorité numéro 1, donc pour un montant de crédit européen de 18 millions d'euros. Et je vous demande donc de m'autoriser à procéder à la signature de cette convention, à la valider d'abord, autoriser ensuite sa signature pour que nous puissions mettre en œuvre de façon opérationnelle le dispositif dont le principe a été voté par l'Assemblée de Corse à l'occasion du rapport précédent. Henri Graziab, il y a un avis de la Commission des finances qui est un avis favorable. Avec la non-participation du groupe Rousseau-Funo, Corinne Front et l'absence du groupe Avancem et le dépôt de M. Alex Vinciguar. Il y a un rapport de la Commission du développement. Et un rapport de la Commission des compétences des affaires européennes et internationales. Madame Mosca. Avis favorable, Monsieur le Président. Ringraziabi. Dunque, con chi vuole Pia Abaroula. Nîmes. Très bien, Monsieur le Président. Ah, pardon, Christine Combette. Christine Combette. Je vous en prie, vous avez la parole. Monsieur le Président,
Alors, sur le fond du rapport, nous aurions tendance à vous accompagner. L'idée, effectivement, est de reconduire l'ADEC comme organisme intermédiaire pour gérer le dispositif d'ingénierie financière du FEDER, soit 18 millions pour la période 2021-2027. Mais sur la forme, permettez-nous quelques interrogations et réserves. Tout d'abord, la CDC, Autorité de gestion en droit, délègue à une agence la gestion d'une part non négligeable des crédits européens. Quid du contrôle exercé par la CDC et notamment ses élus sur l'utilisation de ces fonds, même s'ils sont fléchés dans la Convention. De plus, à quel moment l'ADEC rend compte devant la Commission du développement ou des finances de l'utilisation de ces fonds qui pourraient auditionner les instruments financiers ayant bénéficié des crédits communautaires pour apprécier leur action en faveur de l'économie. Par ailleurs, nous sommes donc en 2025, ce qui nous renvoie à la gestion que vous avez des fonds européens. Déjà, en mai 2023, 2 années après le début de la période de référence, l'Assemblée de Corse adoptait la maquette financière, donc 2021-2027 du FEDER et du FSE, qui s'élève à 117 millions, 105 au titre du FEDER et 12 au titre du FSE. Au-delà du fait que le vote soit intervenu au 3e exercice, se pose surtout la question des dégagements d'office dont les seuils ont doublé sur cette programmation pour inciter à la consommation. N'oublions pas que dans un contexte budgétaire contraint à tous les échelons, ça a été une chance pour la Corse de continuer à bénéficier de la même enveloppe que lors de la programmation précédente. Notre île et les Hauts-de-France seul territoire épargné de la baisse des fonds européens. Donc, gardons en mémoire aussi l'épisode du FEAMPA. En septembre 2020, pour éviter les dégagements d'office, puisque nous affichons en Corse un taux de consommation de 16% seulement contre 20% au niveau national, nous avions sollicité une baisse de 20% de l'enveloppe dédiée à la Corse, qui était donc passée de 4,5 millions à 4,6 sur l'ensemble de la période, l'idée étant alors d'éviter le dégagement et le recalibrage à la baisse pour la programmation suivante. Donc nous regrettons donc toujours ce manque d'anticipation. On a l'impression qu'on se rattrape sur la fin pour éviter donc ces dégagements et consommer à tout crin sans boussole ou ligne directrice, même si c'est bien que l'ADEC se voit attribuer 18 millions d'euros au titre des investissements financiers. D'ailleurs, cette session fait un peu figure de rattrapage en matière de FEDER, alors que les politiques qu'il finance sont déjà engagées et presque sur la fin. Je pense aux 4 dossiers numériques que l'on traitera plus tard, qui représentent plus de 4 millions de FEDER, 60%. Après que la collectivité de Corse ait financé le reste directement lors des premiers exercices et aurait pu prévoir des cofinancements et les soumettre à notre Assemblée plus en amont. J'en profite pour regretter justement que le choix de sélection des projets numériques soit traité à la carte. Notre collectivité, par ailleurs autorité de gestion, semble faire le tri sur ce qui lui paraît opportun pour elle, au détriment des autres territoires qui ont déposé des dossiers, certains depuis 2022, sans aucune réponse ne leur soit apportée, voire même qu'un appel à projet ne soit encore formalisé. Cette logique est contraire à l'esprit même des fonds européens et je tenais à vous confirmer que le maire d'Ajaccio et président de la CAPA a saisi Bruxelles pour que ces dysfonctionnements soient connus et audités. Les interrogations croissantes des élus de l'opposition sur la gestion des fonds européens depuis plusieurs mois vous ont peut-être encouragé à le faire. Cela est notre rôle et le vôtre de nous entendre. D'un point de vue global, c'est dommage que l'on soit une fois de plus dans l'urgence et dans l'impréparation. Je vous remercie, Monsieur le Président. D'autres interventions? Non, Monsieur le Président. La réalité, elle est toujours différente selon le point de vue d'où on la regarde.
ça fait partie du débat contradictoire. Tout à l'heure, notre collègue Jean-Christophe Angeli disait, j'écoutais, c'était un échange entre élus de l'Assemblée. Vous avez tout à fait le droit de voter contre, vous avez tout à fait le droit d'exprimer vos désaccords et vos réserves. Et la majorité, me semble-t-il, a aussi le droit de constater que vous votez contre et de dire qu'elle n'est pas d'accord lorsque vous votez contre. C'est le débat démocratique. Et là, je ne suis pas du tout... Non, mais pas de façon générale. Mais là, non, je parlais de façon générale. Là, je préjuge pas, j'espère même. Pour tout vous dire, je suis très stressé, j'attends un taux de vote favorable qui est à la baisse. Et nous essayons d'avoir une meilleure programmation, une meilleure consommation. Mais pour répondre à Christelle, très rapidement, bon, on peut présenter une réalité objective de différentes façons. Moi, je vais redire, sous le contrôle du dossier, sous le contrôle des élus et sous le contrôle de l'administration. Premièrement, nous ne sommes pas en retard. La période de programmation, c'est 2021-2027. Toutes les régions de France et d'Europe ont un décalage de 2 ans. Nous avons jusqu'à 2029 pour consommer. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y avait une sorte de clause de réserve de performance qui était corrélée à notre capacité à consommer, y compris la queue de crédit, si j'ose dire, la queue de crédit européenne de la programmation précédente. Bon. Je rappelle que nous avons eu des auditeurs, on connaît la sévérité de la consommation de la Commission européenne en la matière, on connaît la complexité des règles, c'est la raison pour laquelle, c'est vrai, il y a des inquiétudes récurrentes sur chaque période de programmation, à la fois sur la capacité à consommer, c'est un problème souvent d'ingénierie, notamment pour les porteurs de projets, et ensuite, il y a la capacité à bien consommer en respectant les règles, puisqu'on peut avoir, vous le savez, des contrôles, et que, par exemple, le pourcentage admis d'erreurs est à la baisse, et que si on dépasse ce pourcentage d'erreurs, c'est la remise en cause sur la totalité qui peut intervenir à titre de sanction. Donc on est dans un système qui est extrêmement exigeant et générateur, effectivement, de stress, aussi bien pour les équipes administratives que pour les élus. Ceci étant, sur la programmation précédente, celle sur laquelle nous avons programmé et consommé, c'était à titre principal l'actuelle présidente de l'Assemblée de Corse, qui était en charge des crédits européens, et ça a été ensuite Flora Mattei. Nous avons eu un contrôle. On a constaté la consommation à 100% des crédits européens, 117 millions d'euros, et également nous sommes allés chercher, vous le savez, 32 millions de crédits REACT-EU. Donc, je dirais, on a été sur une consommation optimale qui nous place aussi aujourd'hui avec un regard toujours aussi exigeant, mais plutôt a priori favorable de la part de la Commission européenne. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, est-ce que les taux de consommation, au moment où nous parlions, et notamment au moment où nous avons été interpellés par les uns et par les autres, étaient satisfaisants? Non, ils étaient bas. Et ils étaient bas pour des raisons objectives, qui ne tiennent pas à la carence de la collectivité de Corse, qui tiennent, je l'ai dit, aux difficultés, notamment aux difficultés d'ingénierie. Et la Corse et les régions et territoires d'outre-mer sont les deux catégories de collectivités qui ont un problème en début de programmation, notamment sur la consommation. Est-ce que nous sommes aujourd'hui revenus sur les ratios normaux à l'aune d'une programmation ? Oui, nous sommes avec notamment le rapport qui vient de passer et qui n'est pas un rapport de circonstance. Au contraire, je pense que jamais nous n'avons autant réfléchi, y compris de façon partagée avec les acteurs économiques, sur la façon de réemployer les fonds qui ont été restitués à la collectivité de Corse, autorité de gestion. Il ne vous a pas échappé, ça a quand même été souligné, y compris par les interventions de l'opposition, quelles que soient les critiques ou les réserves, que nous avons dégagé un panel large d'outils financiers aux fins de couvrir l'ensemble du spectre des besoins des acteurs économiques, avec une vision économique et sociale qui, pour le coup, est affirmée, qu'il s'agisse de soutenir l'innovation, qu'il s'agisse de continuer à soutenir, par exemple, on en parlera, je ne sais pas, l'exportation, qu'il s'agisse de soutenir l'économie sociale et solidaire. Donc, on est dans quelque chose de tout à fait construit. Quatrièmement, et vous avez remarqué que
dans cet hémicycle, à plusieurs reprises, vous m'avez tendu la perche, y compris en présentant la réalité à votre façon, sur la question des fonds européens au bénéfice de la CAPA et de la ville d'Ajaccio. Je n'ai jamais choisi de répondre, y compris, plus exactement, j'ai choisi de ne pas répondre. De la même façon, lorsque j'ai pris connaissance par le journal des démarches du maire d'Ajaccio et du président de la CAPA, j'ai fait le choix de ne pas répondre. Là, vous venez encore aujourd'hui, publiquement, et c'est votre droit, et sans doute votre rôle d'opposante, d'affirmer que nous aurions une gestion à géométrie variable des dossiers. Moi, je vais vous dire très clairement les choses. En matière de fonds européens, comme dans toutes les autres aides ou dispositifs de soutien, la collectivité de Corse soutient les acteurs et les projets dans une logique d'équité, et nous les soutenons toutes et tous avec la même disponibilité et le même engagement. Et lorsque nous aurons un peu de temps, y compris dans cette Assemblée, peut-être lors d'une prochaine session, ou peut-être même dans le cadre d'expression publique, je reprendrai la liste des dispositifs de soutien qui ont bénéficié, et c'est bien volontiers, à la ville d'Ajaccio et à la communauté de l'agglomération du pays ajaccien, dans tous les domaines, les infrastructures routières, le domaine de la culture, le domaine du sport, tous les domaines dans lesquels nous avons vocation à intervenir. Et vous verrez que non seulement la ville d'Ajaccio n'a jamais été maltraitée, non seulement la communauté d'agglomération du pays ajaccien n'a jamais été maltraitée, mais je dis aussi, mais je n'en tire pas de fierté particulière, que là où, avant notre arrivée aux responsabilités, il y avait eu des situations objectives d'inéquité par rapport à la ville d'Ajaccio et par rapport à la CAPA, eh bien moi j'ai corrigé cela à travers une discrimination positive en faveur de la ville d'Ajaccio, de la CAPA et de la région ajaccienne. Le premier exemple, vous le savez, je le redirai, c'est celui des routes, où entre 2002 et 2015, avec une mandature de droite et une mandature de gauche, il y avait eu 0 € pour le PEI au titre des infrastructures routières à Ajaccio. Nous, lorsque nous sommes arrivés, nous avons constaté cette injustice. Il restait 100 millions d'euros. On en a mis 80. Le Conseil exécutif en a mis 80 pour Ajaccio et le Grand Ajaccio. Alors ne venez pas d'inéquité. Dernier mot sur les orientations qui sont des orientations définies par l'autorité de gestion en concertation avec les bénéficiaires, c'est-à-dire aussi bien les collectivités que les acteurs économiques, et des orientations qui sont validées par la Commission européenne. Il y en a une qui est très claire, c'est sur la mobilité douce. Dans cette orientation sur la mobilité douce, il est prévu que sont financées au titre des fonds européens les voies vertes. Et parmi les voies vertes, la première à avoir été financée, il se trouve que c'est celle qui va des Sanguinaires jusqu'à la rive sud du golfe d'Ajaccio. Donc, là encore, ne venez pas parler de discrimination. Par contre, puisque vous en parlez, je n'en aurais pas parlé, le projet du téléphérique. Le projet du téléphérique ne rentre pas dans les orientations actuelles telles qu'elles ont été validées depuis le début de la programmation. Et la ville d'Ajaccio et la CAPA le savent très bien. Donc, lorsqu'on est venu nous demander de modifier, avant même que je puisse répondre, après on terminera sur la forme, la réponse était déjà connue. Et c'est pour ça aussi qu'à mon avis, vous avez répété en boucle de façon inexacte que nous ne consommions pas les crédits. Les crédits, et notamment sur l'axe qui concerne la mobilité douce, qui peut effectivement concerner également les téléphériques, mais qui, dans le règlement que nous avons adopté bien longtemps avant la demande de la CAPA, ce n'est pas un règlement qu'on a adopté pour exclure le téléphérique. C'est un règlement qu'on a discuté il y a plusieurs années et qu'on a validé avant même que l'idée du téléphérique ne soit validée par le PTIC, parce qu'il y a une carence en matière de voies cyclables et de voies douces, et que nous avons décidé ensemble de concentrer les crédits au titre de la mobilité sur les voies douces. Donc le règlement existait, il était en cet état. Ce que est venu demander la CAPA,
C'est premièrement de modifier le règlement, et deuxièmement de prendre des crédits et de les distraire pour aller de projets que nous avons décidé de soutenir, notamment des projets de voies douces et de sécurisation, par exemple pour les cyclistes. Et je rappelle que votre président de groupe, à plusieurs reprises, m'a interpellé publiquement en disant également qu'on n'en faisait pas assez pour la sécurité des cyclistes et pour la mobilité douce en termes de déplacement à pied, de déplacement PMR, de vélo, etc. Et donc, nous n'avons même pas eu le temps de répondre. Et dernier mot, je vais vous le dire, je n'en aurais pas parlé. J'ai été à la fois surpris et déçu de découvrir par le journal que le maire d'Ajaccio avait écrit à la Commission européenne sans juger bon de m'en avertir, sans juger bon de me faire tenir copie de son courrier, pour dire que, selon lui, le Conseil exécutif de Corse avait une vision partiale et que nous gérions les fonds de façon injuste et inéquitable. Il a écrit noir sur blanc. J'ai été surpris qu'il l'écrive, j'ai été déçu qu'il l'écrive, et j'ai été déçu qu'il ne me prévienne pas. J'ai été déçu qu'il viole le principe élémentaire, au-delà de la courtoisie, du contradictoire. Donc moi, la Commission européenne, dans un deuxième temps, m'a fait tenir ce courrier, après que j'en ai connu l'existence par la presse. J'aurai l'occasion de répondre, et la Commission européenne aura, si elle le souhaite, et si elle souhaite donner une suite à la saisine et à l'interpellation du maire et président, maire d'Ajaccio, président Capa, elle aura l'occasion de nous départager. On verra ce qu'elle dira. On verra ce qu'elle dira sur l'inéquité que vous invoquez, vous, ou sur l'équité dont je me réclame, moi. Donc, je vais mettre aux voix ce rapport. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Donc 45, sauf. Est-ce que c'est la totalité du groupe sauf? Très bien. Qui est pour? Donc on peut passer au rapport suivant, qui est le rapport numéro 100. L'importance d'intensifier le soutien à l'export des entreprises corses. Vous avez la parole. Ringrazio, bonjour Presidente. Alors, c'est dans la continuité, bien sûr, vous l'avez compris, du rapport précédent sur les instruments financiers, y compris d'ailleurs dans la continuité du rapport sur la gouvernance de ces outils. Vous le savez, l'économie en général, elle nécessite forcément d'élargir les marchés des entreprises et qu'on ne peut pas, dans une vision de développement de l'économie, se contenter à un seul marché local, y compris quand s'il est qu'insulaire. Donc la question de l'export, la question de la recherche de nouveaux marchés, elle est consubstantielle à la nécessité de savoir se projeter et se développer dans un environnement économique concurrentiel. Et donc à la nécessité de renforcer la compétitivité des entreprises, y compris dans un nécessaire accompagnement vers les transitions des modèles de production, de commercialisation, de rémunération, que l'on veut plus diversifier, dans un but de réduire la vulnérabilité de ces entreprises. Et donc la stratégie d'export, elle participe incontestablement à cette vision, à cette démarche-là. Elle a été initiée par la collectivité de Corse et par cette Assemblée il y a déjà une dizaine d'années, sous la mandature précédente. Elle a produit déjà ses effets. Aujourd'hui, il y a à peu près plus de 400 entreprises, c'est noté dans le rapport, qui ont une stratégie d'export. Alex Vinciguer le rappelait tout à l'heure, on a multiplié par 4 le chiffre d'affaires de l'export en même pas une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est plus de 83 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisé par les entreprises à l'export. Donc ça peut paraître faible, mais c'est un effort important et une réussite importante qu'il faut signaler. On a réussi à le faire d'abord parce qu'il y a une politique globale liée à notre condition d'insulaire
est lié à un aspect important de l'économie, je le disais tout à l'heure, c'est celui des transports lorsqu'on est une île. Et donc, l'attitude offensive que nous avons eue, notamment depuis 2017, avec des tarifs de fret extrêmement retravaillés et dynamiques, font que ça a boosté cette économie d'export. Aujourd'hui, vous savez que les entreprises qui vont à l'export bénéficient d'un tarif export plus de 20 € hors taxe du mètre linéaire transporté, qui peut descendre jusqu'à 15 €. Donc c'est un effort conséquent qui est porté par la collectivité de Corse et qui a permis le développement de cette stratégie d'export. Sauf que, ça a été dit ce matin par mon collègue Jean-Félix Acquavive, aujourd'hui on est dans une situation de bouleversement de cette politique de transport, avec des coûts liés aux taxes et aux quotas payants sur les gaz à effet de serre qui risquent d'impacter fortement les compagnies maritimes, et notamment les compagnies maritimes corses, et qui vont forcément avoir un effet sur les prix des matières et marchandises transportées. Donc moi, je voulais signaler en premier niveau d'abord l'effort qui a été fait par la collectivité de Corse via l'Office des transports sur le prix du fret notamment, et qu'aujourd'hui cette politique est menacée et qu'il faudra se mobiliser. Et je le dis aussi au monde économique. S'il n'y a pas une mobilisation forte du monde économique sur ce sujet, et dans les mois qui viennent, on risque de se voir, un peu comme nous l'avons subi dans l'aérien, voir les tarifs du maritime augmenter, notamment les tarifs du fret. Donc il y a une mobilisation d'urgence à mener pour pouvoir maintenir, pour cette politique d'export, des tarifs au niveau et qui permettront à nos entreprises d'être compétitives. Ça, c'est le premier niveau et c'est le travail qui a été mené par l'Office des transports. Mais après, il y a un deuxième travail qui est mené au quotidien par les services de l'ADEC, qui a été initié sous la mandature précédente, alors que le président était Jean-Christophe Angelini, justement, on en parlait tout à l'heure en continuité, et qui consiste à d'une part, un repérage des entreprises, notamment des TPE, qui pourraient se lancer dans cette aventure qu'est l'export, qui demande un accompagnement fort, puissant, puisque c'est une dynamique qu'il faut enclencher et que souvent nos toutes petites entreprises n'ont pas les moyens, y compris d'ingénierie, pour se lancer vers la conquête de ces nouveaux marchés. Donc il y a ce niveau de repérage qui est mené en partenariat avec les opérateurs, notamment les consulaires et la CCI qu'il faut saluer pour le travail qu'elle mène avec l'ADEC. Il y a un deuxième travail qui est plus là, appelé booster d'accompagnement d'action pour les entreprises qui sont prêtes, qui ont déjà expérimenté, pour continuer à les accompagner dans le développement de leur stratégie d'export et dans la conquête de nouveaux marchés. Ça, c'est fait aujourd'hui encore avec le soutien de Business France, j'y reviendrai. Et enfin, il y a un travail à produire qui arrive, qui est un travail de points d'appui à la fois territoriaux, c'est un travail avec les territoires, avec les communautés de communes ou les communautés d'agglomération qu'on va mener pour pouvoir, dans les territoires, repérer des acteurs déjà qui ont des politiques en matière d'export ou des compétences qui pourront servir de point d'appui aux initiatives qui pourraient mener, cette fois-ci à l'échelle des territoires. Puis, il y a un autre niveau de points d'appui qui seront plutôt des points d'appui internationaux. Et là, ce que l'on recherche, c'est de s'appuyer notamment sur Corsica Diaspora pour pouvoir se servir de cette structure et donc des Corses de la diaspora qui sont nombreux et qui occupent des places au niveau international au sein des entreprises ou dans les administrations, et se servir d'eux pour qu'ils soient les relais de cette stratégie d'export, les relais de ces entreprises qui voudraient à la fois réseauter, avoir de nouveaux contacts, pouvoir accéder à de nouveaux marchés. Je pense que là, nous pensons que là, il y a une ressource importante qu'il s'agit de mobiliser. Donc on veut, en travaillant avec Corsica Diaspora, pouvoir avoir accès à cette ressource, et de la même façon, on veut aussi mobiliser cette ressource sur le territoire corse, en Corse, parce qu'on pense aussi que ces Corses de la diaspora, par leurs compétences, leur expérience, peuvent servir, y compris à l'entrepreneuriat ou à l'écosystème économique en Corse, et peuvent aussi bénéficier, à travers le retour de talent, la Corse pourrait bénéficier aussi de ces compétences. Donc, des dispositifs existants, repérage,
accompagnement, action, dispositif à créer, points d'appui territoriaux et points d'appui internationaux. Pour cela, on a un dispositif qui existe et qui fonctionne bien, et c'est l'objet de ce rapport, du renouvellement de la Convention, qui fonctionne avec Business France, qui sont des experts, donc des stratégies d'export, qui sont à la fois outillés, je dirais, en ressources humaines, qui sont outillés en moyens financiers, qui sont outillés en réseau d'entreprises et de partenaires publics, et qui donc sont indispensables aujourd'hui lorsque on veut vraiment bâtir une stratégie réussie d'export. Donc l'idée, c'est de conventionner, de reconventionner avec Business France à travers un fonds de concours, parce que les 200 000 € qui vous sont proposés aujourd'hui à travers cette convention, abondés par la collectivité de Corse, ils seront en fonds de concours. C'est-à-dire que c'est un argent qui va servir directement et exclusivement aux entreprises. On le met à disposition de Business France qui l'utilise pour financer les stratégies individuelles ou collectives des entreprises qui auraient un plan, une volonté, une action liée à l'export, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit collective, comme il y a pu avoir par exemple au Maroc ou comme il y a eu dernièrement en Belgique. Donc, Business France permet d'avoir accès à ce type de manifestation, à ce type d'accompagnement, et la collectivité de Corse, à travers son financement, permet la réalisation pour ces entreprises, la prise en charge pour ces entreprises de ces coûts-là. 200 000 €, c'est le volume financier qui vous est demandé de voter aujourd'hui comme participation de la collectivité, mais à ce 200 000 €, ils pourront être complétés, si besoin, par une intervention complémentaire des fonds FEDER, puisque là aussi, c'est une orientation stratégique qui avait été anticipée et qui permettrait, sur ces opérations d'export ou d'innovation, de mobiliser des fonds européens. Donc voilà pour ce rapport, avec un objectif, je terminerai par là, qui vise à atteindre les 1000 entreprises exportatrices d'ici 2030 et de doubler le chiffre d'affaires dont je vous ai parlé, de 83 millions d'ici 2030. Donc c'est un objectif ambitieux, mais qui s'inscrit, comme je disais précédemment, dans une démarche plus globale et qui rejoint inévitablement, y compris le rapport sur les instruments financiers qui doivent servir aussi à permettre à nos entreprises de s'équiper, de s'armer pour pouvoir être au rendez-vous, y compris de l'export. A ringraziarvi. A ringraziarvi. Dunque, c'è un rapporto, due rapporti, uno della Commissione economica, micro. Avviso un favorevole, non partecipazione al gruppo Sofiuno, assenza di un gruppo Corinfront e di Josefa Giacometti Pirida. A ringraziarvi e c'è un rapporto della Commissione des Finances. Merci, Président. Donc, avis favorable, non-participation d'Unsofiono, Corinfront et Avancemo. Et avis favorable de Fapoboulou. Déport de M. Alex-Vinciguer. Merci. A ringraziarvi. Donc, il y a Donjo Luccione qui a demandé la parole, est là. Ringraziarvi, caro Presidente, Monsieur le Conseil exécutif, chers collègues. Bon, merci pour la présentation de ce rapport qui vise donc à intensifier et renforcer le soutien de la collectivité de Corse à l'export des entreprises insulaires. Quand on parle d'export, Monsieur le Conseil exécutif, et vous l'avez dit, on parle bien sûr d'activité, de compétitivité de notre tissu entrepreneurial. On parle aussi des enjeux globaux liés à notre modèle de développement économique. Et au-delà, et ça fait sens par rapport au débat qu'on a eu ce matin et précédemment, on parle aussi à la question des transports, notamment des transports extérieurs, y compris maritimes, et à l'enjeu de rayonnement et de visibilité de notre économie, de nos entreprises et de notre pays en dehors de nos frontières. Ce que nous voulons dire du côté de Fapopoulou-Insem, c'est que nos convictions profondes de nationalistes corses, selon lesquelles la Corse n'est pas destinée à être ad vitam aeternam une terre seulement de consommation, basée sur quelques activités, avec une forte dépendance,
ces convictions, elles sont confirmées par le contexte corse et par le contexte mondial. Contexte mondial, depuis l'élection du président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, retour du protectionnisme en force, droit de douane, guerre commerciale. Donc, ça renforce notre objectif et notre logique d'accompagner les entreprises corses à l'export, surtout lorsque l'on sait qu'il y a eu un certain nombre, les chiffres figurent dans le rapport, d'évolution positive de l'export des entreprises corses sur le territoire et le continent nord-américain. Et au-delà du contexte mondial qui est bouleversé et dont la Corse n'est pas extérieure, il y a bien sûr les caractéristiques de notre économie, de sa structure, mais aussi de sa dynamique, que l'on peut qualifier de croissance économique appauvrissante. C'est, sous contrôle d'Alex Vinciguerra, je crois, la notion qui avait été retenue notamment lors du processus de Beauvau, y compris avec le gouvernement français à Paris, avec une forte dépendance à l'extérieur, une forte dépendance à la saisonnalité, une forte dépendance aussi à l'activité, par exemple, du tourisme. Et donc, en cas de choc exogène, on a des acteurs économiques et sociaux qui sont dans des situations de grande difficulté. Donc, bien sûr, nos convictions de nationalistes corses qui visent à transformer, pour reprendre le terme de transformation, le modèle économique de la Corse et à construire une économie productive, redistributive, s'inscrivant dans les grands enjeux de transition écologique, sociale et de développement durable d'une économie respectueuse de l'identité de ce peuple et de l'environnement de ce pays, elle se trouve aujourd'hui affermie par ce contexte corse et international. Ceci étant posé, dire aussi que ce qui a été décidé par cette majorité territoriale depuis décembre 2015, par les conseils exécutifs et majorités successives, et ce qui a été fait, qui porte ses fruits et qui paie, sans mauvais jeu de mots, je crois que c'est le choix d'une politique volontariste en matière d'export. On a une doctrine, on a une vision, on a un projet qui se traduisent dans des documents stratégiques. Jean-Christophe Angelini parlait du SRDE2I, révisé, Alex, Économie à 2030. Ça, ce sont les grandes orientations stratégiques. Et c'est une politique qui est non seulement celle de l'ADEC, puisque vous êtes le président de l'ADEC, mais vous êtes aussi conseiller exécutif en charge du développement économique, des finances et du budget de la collectivité de Corse. Mais c'est une politique publique déployée par l'ensemble de la collectivité de Corse, de ses agences et offices. Il y a bien sûr les dispositifs de l'ADEC, notamment ce fonds de concours à l'internationalisation qui produit ses fruits. Mais il y a aussi, et on en parlait ce matin, vous y faisiez référence, la politique de l'Office des transports de la Corse. Parce que l'ADEC, à travers ce fonds d'internationalisation et d'export, elle va, je dirais, à l'étranger, hors France continentale. Par contre, et là on voit toute la nécessité d'une intervention complémentaire de l'Office des transports de la Corse, grâce aux économies générées par la très bonne gestion financière, de la dotation de continuité territoriale notamment, qui a permis de générer 50 millions d'euros d'économies 2016-2017 sur le service public maritime, on a pu mettre en place non seulement une baisse du fret pour les biens de consommation, de 46 € avant 2015 à 40 € aujourd'hui, donc moins de 13%, mais au-delà de cette baisse, on est venu créer 2 tarifs sur le fret maritime préférentiel, spécifiques, conformes à nos orientations, le tarif export et le tarif export plus, qui sont extrêmement préférentiels. Donc un dispositif qui n'existait pas. Là où on est à 46 € sur les biens de consommation, on est passé à 40, mais au-delà de la consommation, on est sur une logique de production et d'exportation, puisque tarif export, on passe de 46 € à aujourd'hui 20 €, c'est une baisse d'environ 57%, et tarif export plus, on passe de 46 € à 15 €, c'est une baisse de 67%. Donc là, ce sont des faits qui font suite à une décision politique conforme à une vision. Les faits sont là. Et ils produisent des résultats, puisque je crois que, par exemple, pour la filière clémentine, Monsieur le Président de l'Office des Transports, vous en parliez ce matin, on a eu sur une année une progression des exportations de près de 26%. On peut parler aussi, grâce notamment aux outils déployés par l'ADEC, des 150 entreprises qui ont bénéficié du fonds de concours à l'internationalisation depuis 2018. Aujourd'hui, on a environ 400 entreprises exportatrices. Vous l'avez dit, Alex Vinciguerra l'a dit ce matin, on a multiplié par 4 en quelques années le volume des exportations, qui est aujourd'hui à environ 83,7 millions d'euros. Sur un an, une progression de 35% de ces exportations.
On peut citer par exemple l'Asie. On parle souvent des filières agroalimentaires, la filière du vin, on parle aussi bien sûr de tout ce qui est nouvelles technologies, mais on peut parler aussi de la cosmétique qui se développe. Cosmétique, on est passé par exemple, grâce à cette filière, à un volume de vente qui a été multiplié par 10 en un an sur la Chine et par 3 pour le Japon. Donc on voit que la Corse, et ça fait aussi écho au débat qu'on a eu ce matin, y compris sur le GECT, sur l'ouverture et les marchés constitués ou marchés à créer, elle a son épingle du jeu à tirer. Donc, mesdames et messieurs, chers collègues, monsieur le conseil exécutif, pour notre part, vous ne serez pas étonnés, nous vous accompagnerons. Et à droit constant, je souligne que vous fixez un objectif à atteindre en 2030, l'objectif de 1000 entreprises exportatrices, un objectif ambitieux, courageux. On évaluera. À droit constant, nous pouvons faire des choses, mais pour notre part, et nous faisons des choses, là nous sommes responsables et compétents, mais pour notre part, nous considérons que le levier fiscal et le pouvoir législatif seront des instruments essentiels pour booster la production, favoriser les exportations et donc mettre en place un modèle économique créateur de richesse et d'équilibre conforme aux orientations de cette majorité et aux intérêts du peuple corse. Ringrazio-vi. Ringrazio-vi. D'autres demandes d'intervention? Oui, Christelle Combette, la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, valoriser et diffuser nos productions au-delà de nos frontières est bien entendu une ambition légitime. Et accompagner nos chefs d'entreprise dans leur démarche d'exportation relève pleinement de notre responsabilité collective. Cependant, le rapport qui nous est présenté aujourd'hui ne constitue pas une avancée notoire. Il réaffirme une fois encore un accord déjà ancien dont les objectifs et les moyens sont répétés depuis plusieurs années. Donc vous soulignez à juste titre que la majorité des entreprises concernées relèvent des filières agroalimentaires, viticoles, technologiques et cosmétiques. Donc excepté ce dernier secteur qui connaît un véritable essor, notamment en Asie, les autres secteurs ont toujours été les piliers traditionnels de nos exportations. Toutefois, le bilan, selon nous, mériterait une présentation plus approfondie devant notre Assemblée. Il aurait été utile d'identifier plus clairement les entreprises ayant bénéficié du dispositif et de éventuellement pouvoir les auditionner afin de recueillir leurs ressentis et leurs propositions. Cela permettrait d'améliorer l'efficacité du soutien. Vous évoquez donc une augmentation de 35% du nombre d'entreprises exportatrices, soit 400 entreprises, dont 150 auraient bénéficié d'un appui depuis 2018. Désormais, vous fixez un nouvel objectif, atteindre donc 1000 entreprises exportatrices dans les 5 années à venir. Nous sommes évidemment disposés à relever avec vous ce défi, mais nous nous interrogeons sur quelle base, sur quelle étude vous vous êtes appuyé pour déterminer ce chiffre, un chiffre qui selon nous semble ambitieux, certes atteignable aussi, uniquement si l'ensemble des relais acteurs économiques et publics sont mobilisés, pour que les entreprises, justement, aient pleinement connaissance des dispositifs existants. Or, dans votre rapport, nous sommes surpris que la seule référence concrète qu'il y ait de relais en matière de soutien promotionnel soit l'association Corsica Diaspora. Et ne pensez-vous pas qu'il puisse y avoir un conflit d'intérêts ? Donc, nous vous proposons d'être vigilants sur ce sujet. Je vous remercie. Ringrazio-vi. D'autres demandes d'intervention? Oui, Alex Vinciguer, vous avez la parole. L'exportation et ce qu'a exposé le conseiller exécutif en charge du développement économique, c'est un signe, la santé de l'exportation, c'est un signe aussi de bonne santé de l'économie corse. Quand on a 400 entreprises qui exportent, ça veut dire 400 entreprises
qui ont décidé d'avoir un raisonnement global et non plus local, d'avoir une action de diffusion de leur identité. Et l'identité dans un monde global, c'est important. Et l'identité corse, aujourd'hui, on peut dire qu'elle est reconnue sur beaucoup de continents. Et aussi, évidemment, pour exporter, il faut exporter des produits de qualité. Donc on a au moins 400 entreprises qui exportent des produits identitaires et de qualité. Ça, c'est le premier élément qui me fait rejoindre les commentaires de Jean-Paul Panzani en disant que l'économie corse, il faut toujours avoir une vision très contrastée. Lorsqu'on l'examine, on a aussi des choses qui vont et qui vont bien. Atteindre 1000 entreprises à horizon 2030, c'est finalement avoir que 5% des entreprises de production qui soient concernées. Il y en a à peu près 20 000 entreprises de production de biens et services. Ça, c'est avoir que 5% des entreprises qui soient concernées par l'export. Moi, je pense que c'est un objectif atteignable et je suis persuadé qu'en 2030, on aura bien plus que 1000 entreprises qui exporteront. Ringraziavi. Dastre domande. Jean-Christophe Angelini. Due parole. Le débat, au-delà des mesures d'accompagnement, de la dynamique qu'il souhaite installer, il est positif parce qu'il met en exergue une certaine vision de l'économie. Quelques idées simples. Il faut penser la capacité des entreprises à exporter relativement à la sociologie de nos entreprises corses. Quand vous avez 92 ou 13% de TPE et que quelques centaines de nos entreprises dans ce panorama-là sont en capacité d'export, parce qu'elles ont la singularité, parce qu'elles ont l'ingénierie, parce qu'elles ont le savoir-faire, parce qu'elles ont les débouchés, c'est effectivement un indicateur qui est intéressant. Là où je suis, non pas en désaccord, mais un peu en décalage, c'est sur l'idée des 1000 entreprises. Le problème, à mon avis, c'est moins le nombre d'entreprises en capacité d'exporter que les volumes financiers générés par la dynamique d'export. Pour le dire autrement, il vaut mieux en avoir 500 ou un peu plus qui génèrent, comme c'est le cas aujourd'hui et dans des proportions plus fortes encore, des dizaines, des centaines de millions d'euros de flux, que des milliers qui, dans un geste d'export, non pas désespéré, mais un peu difficile, générerait pour elle-même d'abord, parce que dans le domaine de l'entreprise, pas de la philanthropie, et pour l'économie en général, des flux qui seraient plus modestes. Donc, on peut partager l'objectif des 1000, mais il faut le corréler à un volume d'affaires, à un flux global, qui, je le redis encore, peut dépendre, entre guillemets, d'un nombre d'entreprises plus ou moins importantes, le sujet étant la volumétrie financière de la dynamique d'export plutôt que le nombre d'entreprises en capacité de le faire. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est sur la question des relais dans la diaspora économique ou au-delà. On avait déjà sensibilisé en d'autres temps sur la nécessité d'un réseau global, sans contrepartie financière, au moins pour une partie des choses à faire, sans, dirons-nous, subvention publique au sens strict, mais dans un principe collaboratif, ce qui implique, ce n'est pas le moment aujourd'hui, mais qu'on ait à un moment donné, ça peut sembler éloigné, mais c'est de notre point de vue très très proche, un débat au fond sur ce qu'est la diaspora. Les nationalistes, puisqu'il est question de notre corpus idéologique, et tant mieux, et de notre héritage politique, lorsqu'ils ont écrit sur la diaspora,
en dehors des initiatives remarquables qui ont pu naître dans le monde associatif, et je parle de l'expression politique, voire institutionnelle, ils ont écrit, je cite, agence du retour, etc., etc. Toutes choses auxquelles, sans qu'on ait à se renier, ce n'est pas le propos, nous croyons beaucoup moins aujourd'hui, parce que dans un univers globalisé, pour des gens, vous l'avez dit, Président Giovanna Angeli, qui ont souvent, et tant mieux pour eux et pour nous, des postes importants à des niveaux stratégiques, la question est moins celle du retour physique dans l'île que des moyens d'une contribution à une trajectoire de renouveau. Moi, je connais 100 personnes, j'exagère pas, qui à des degrés divers, en offrant des stages, en permettant l'apprentissage ou l'alternance, en étant disposés à réfléchir à de la recherche et développement dans le privé, à l'ouverture d'une antenne, d'une boîte secondaire, etc., parce qu'ils sont corses ou profondément amis de la Corse, sont potentiellement dans cette trajectoire. Mais aucun d'entre eux, ou presque, ne me dit « je rentre et je m'installe de nouveau, etc. » Parce que le moment n'est pas à ça, parce que c'est un peu plus compliqué, même si ce n'est pas le débat du jour. Donc, je pense qu'il faut qu'on sorte d'une approche, et je ne dis pas que c'est votre propos, hein, mais je parle pour les nationalistes en général, presque mythifiée de la diaspora, pour tendre vers une approche pragmatique et opérationnelle. Qu'est-ce que ces dizaines de milliers de nos compatriotes peuvent offrir à notre île, sans nécessairement, tant mieux pour ceux qui rentreraient, mais on voit bien que c'est le cas d'une minorité, sans avoir donc à opter pour un retour complet et définitif. Il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, on le voit de plus en plus, il y a des entreprises qui marquent un intérêt stratégique pour la Corse, qu'à rebours de certaines idées reçues, nous n'accueillons pas pour notre part avec hostilité ou réserve. Nous pensons qu'elles peuvent être guidées par des considérations intéressantes pour notre territoire et avec lesquelles aussi il faut qu'on établisse un dialogue. Donc je crois que dans cet univers à la fois féroce, ultra compétitif, entre guillemets, qui n'est pas spécialement marqué par la bienveillance, il y a une place pour nous, incontestablement, et que la pire des tentations, précisément, et je maintiens, même si j'ai écouté avec attention ce que disait Jean-Paul, notre constat d'une économie en crise systémique, c'est parce que le temps est à la crise qu'il faut résolument continuer à s'ouvrir. Et pas, même si c'est confortable intellectuellement, penser qu'il vaut mieux se replier sur nos bases, y compris géographiques et physiques, et cultiver ou sauver ce qui peut encore l'être. Il faut poursuivre dans ce mouvement dynamique et continuer d'y croire, non pas de manière incantatoire, mais de manière précise. Donc oui, il faut cartographier des compétences économiques à l'échelle de la France, du continent européen, au-delà, identifier des personnes ressources, des nœuds de réseau, des têtes de pont, et mutualiser avec elles, avec eux, un certain nombre de passerelles et d'éléments de collaboration. Terminer en disant que ceci, quand on étudie, et ça a été modestement le cas de notre groupe et de tant d'autres ici et ailleurs, les dynamiques d'export qui fonctionnent, qu'est-ce qu'on voit? On voit un modèle anglo-saxon pour partie, les Basques l'ont mis en œuvre, notamment lorsqu'ils ont subi la crise de la sidérurgie et que sur un pas de temps très court, ils ont réinventé leur économie, à une époque un peu plus lointaine où une délégation de Corse allait leur rendre visite pour ensuite revenir en créant Femogui. À cette époque-là, il y avait cette idée de cluster qui associait sur quelques objectifs stratégiques des éléments publics
des soutiens, des subventions, des compagnies de transport, etc., des mesures d'accompagnement, et bien sûr, des éléments privés. C'est une approche consolidée qu'on gagnerait à cultiver, tant le mouvement ne peut se réduire à un privé qui souhaite exporter et un public qui souhaite l'accompagner. Il y a une approche à l'amont qu'il faut travailler, et ça rejoint, c'est des objectifs, et j'en aurai terminé, du développement économique. Parce qu'après tout, derrière la question de l'export, se niche une autre question, plus fondamentale encore, c'est quel type d'économie? Est-ce qu'on va massifier 3,5 millions de touristes, des productions semi-industrielles, la masse comme solution? Ça ne marche pas. Ou bien est-ce qu'on va se singulariser, miser bien sûr sur la logique de masse dans certains sujets, et en même temps sur la qualité et parfois même l'excellence pour certains autres. Quand vous citiez la demi-douzaine de secteurs stratégiques autour desquels on exporte, il y a Corse Composite, au sens de l'entreprise, et quelques autres. C'est un exemple intéressant parce que quand elle s'est créée, il y a peu de gens qui misaient sur sa survie. Vous l'avez visitée il y a encore quelques jours encore à la faveur d'un déplacement ministériel, et aujourd'hui elle est plus forte encore. Mais ce qui est intéressant, c'est deux choses. Un, elle a constitué autour d'elle un écosystème et un noyau de sous-traitants ou de co-traitants qui travaillent dans des domaines connexes et qui viennent renforcer la compétence propre de l'entreprise. Et deux, cet écosystème, eh bien aujourd'hui, il exporte dans des secteurs qui, il y a 10 ans, 20 ans, auraient donné lieu à des caricatures, des éléments clés pour le secteur aéronautique mondial sur des niches extrêmement précises. Et c'est ça la clé, déterminer le degré de précision et les cibles que l'on vise autour d'objectifs stratégiques. Donc moi, je ne serai pas plus long. Terminer en disant ces quelques éléments, non pas de différenciation absolue, mais de décalage, en tous les cas de complément. Deux, donc, en appeler à ce que, dans le cadre de l'actualisation du SRDE2I et de la politique d'export, en vous remerciant, Président, pour la mention faite au passé et aux efforts déjà consentis, eh bien, on intègre donc cette question des clusters, des écosystèmes autour d'une dizaine maximum d'objectifs stratégiques, et bien sûr, en écho à ce que le territoire est capable de produire et d'exporter, qu'on cartographie ce réseau d'acteurs et qu'on se donne collectivement les moyens, au sens non pas d'une diaspora mythique, mais d'une diaspora économique, de réussir cette politique. Je vous remercie. Ringraziabi, lasciate un monde. No, non è mica. Dunque, ma parola all'esecutivo, da parola al Presidente. Ringraziavi, Presidenti. Alors, merci d'abord à Don Lucioni et Alex Vinciguer qui sont intervenus tous les deux pour mettre en avant des points fondamentaux, je crois. La question que j'avais citée des transports chez nous dans une politique d'export réussie. Donc, c'est valable, le coût des transports, on le sait, c'est valable aujourd'hui pour le déplacement, pour le tarif résident, pour l'économie touristique, mais aussi pour les stratégies d'export. Et c'est bien de l'avoir rappelé parce que il pèse, en tout cas dans la volonté de réussite de cette politique. Alex aussi, je crois, dans ses précisions, et je crois dans les chiffres qu'il a donnés aussi, nous donne, y compris en termes de perspective, la démonstration qu'on pense que c'est extrêmement réalisable. C'est aussi une réponse à Christelle Combette sur ces aspects-là. C'est un objectif qui est, somme toute, mesuré, j'ai envie de dire, et qui est largement atteignable. Et ça fait écho après aux propos de Jean-Christophe Angelini. Vous dites que peut-être faudrait-il mieux concentrer une stratégie sur un nombre plus restreint d'entreprises. C'est une question que vous soulevez, que sur un nombre plus important qui aurait des volumes d'affaires moins élevés.
Je ne sais pas, vous savez, là, moi je crois que quand on est chef d'entreprise, et vous le savez, ce qui va à un moment donné conditionner la réussite d'une action économique, c'est sa rentabilité, hein, et ses marges de profit, y compris, parce que c'est comme ça que ça marche. Et on peut avoir une action extrêmement profitable en termes d'économie sur des volumes plus petits. Ce n'est pas la règle, mais ça peut être aussi la règle. Donc tout ça, il faut le mesurer toujours avec prudence. Moi, je crois qu'on a un tissu, au contraire, de TPE, qu'on peut mobiliser parce qu'il y a des savoir-faire, il y a des compétences, il y a des productions de niche qui appellent nécessairement la possibilité d'aller trouver des marchés extérieurs. J'en reste persuadé. Et ce que l'on voit et le constat que l'on fait démontre cela. On a pris l'exemple effectivement de l'agroalimentaire, qui est le secteur d'activité phare en termes d'export, mais il a extrêmement muté, évolué ce secteur, il faut le dire. Aujourd'hui, on exporte de l'eau, on exporte de la bière, enfin, de manière importante, et avec de véritables réussites. Donc, tout ça ne s'oppose pas, il faut suivre, il faut évaluer, il faut construire, y compris, j'entends Jean-Christophe Angelini sur l'idée de cluster, nous on a parlé de booster, c'est peut-être un petit peu plus modeste aujourd'hui, mais on est dans cette dynamique-là, de constituer des réseaux, des écosystèmes, pour vraiment être en capacité de se professionnaliser et de réussir ces stratégies-là. Après, nous sommes d'accord, je pense qu'on participe tous ici à la nécessité de mobiliser les dizaines de milliers de Corses de la diaspora. Bon, là aussi, il n'y a pas d'opposition entre les stratégies de retour. Je partage à peu près cette analyse aujourd'hui, hein, qui existent, mais qui sont plus majoritaires, mais qui sont aussi intéressantes, hein, en termes de compétences qui pourraient venir irriguer le tissu entrepreneurial corse, mais surtout, hein, c'est comme ça que je crois que je l'ai présenté, en termes de points d'appui à l'international, parce que pour le coup, là, on sait qu'on a vraiment des ressources qu'on pourrait mobiliser et qui seraient extrêmement, je le pense, motivées et allantes dans ce challenge-là, et nous, on le propose de le faire avec la structure Coursiga Diaspora. Je ne vois pas, Madame Combette, quelconque risque de conflit d'intérêts. Je ne mesure pas à ce stade-là, mais au contraire, nous, on pense que c'est une structure qui mérite d'être sollicitée pour réussir ce beau projet. Aringrazia, donc je vais mettre aux voix ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Donc, sauf Youno, pardon. Donc, Corinne Front ne participe pas. Qui est pour? Très bien, le rapport est adopté. Donc, on peut passer au rapport numérique avec le rapport numéro, on va vous dire ça, 98, donc rapport d'information sur le déploiement et la commercialisation du réseau très haut débit pour la Corse. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Dunque, abbiamo fatto la scelta con l'aiuto e l'appoggio dei servizi di presentare un blocco di cartolari consacrati all'acconciamento numerico, perché spesso si tratta a quando un rapporto, a quando l'astro non si era mica di maniera chiara a politica globale che noi cerchiamo, mi si pare con una certa riescita, vedremo mica dunque a politica globale che noi cerchiamo di mettere in ballo. Dunque, prima di tutto voglio ringraziare la squadra sana di numerico e una pensata più particolare per il direttore Enrico Ferrari, che ha avuto, sapete forse, un accidente grave in vacanze, montagna, sapete facile scalate, è cascato e si è struppiato dunque se non sapete mica mandatelo un piccolo scritto, un piccolo messaggio, perché ha straziato, ora cominciando da meglio e di sicuro l'aspettiamo e speriamo che andrà bene al più presto. E poi voglio salutare il signore Pietri, Pagani, Vican e tanti altri
che lavorano assai in questi cartolari strategici. Dunque, per principiare la presentazione, dopo farà l'accordo perché ci sono i rapporti con i voti e poi ci sono rapporti di informazione, ci è apparso importante ogni volta che c'è un voto di spiegare in che quadro generale su voto interviene. Dunque, a arrivare in qualche parola, nanta a locomotiva della nostra strategia numerica, vale a dire a spardiera di arreda dell'altissimo debito numerico e poi dopo per la radio di altri rapporti. Allora ci eravamo ingaggiati a arrivare davanti all'Assemblea di Corsica per fare un punto. Dice radio semplicemente per noi è comunque un motivo di contentezza. Normalmente da qui a Ubiu, a Uadime, forse a fine dell'annata, a Corsica sana sarà coperta in Cusareda, Baladì, a Zabede, 7.000 chilometri di Vibiu, Baladì 192.000 prese, erano previsti solo 170.000, ce ne adesso 192.000 per tenere conto della crescita della popolazione e Baladì che tutti i paesi di Corsica, da Ubiu-Tiugu a Ubiu-Maiò, hanno essere coperti. Rammento che c'era due zone dette AMI, Bastia e Accio, sottomesse a una diamma a privato, ma che per il resto della Corsica c'era proprio il rischio di una rompitura numerica e senza parità numerica e sviluppo numerico si sa che non ci può mica essere una strategia globale di sviluppo economico per l'interno et per la montagne. Quelques mots rapidement sur le volume de ce chantier qui a quand même été un des chantiers majeurs des mandatures successives depuis 2015. Un investissement de 327 millions d'euros, 52 millions d'euros de subventions publiques avec une optimisation des cofinancements puisque sur ces 52 millions de subventions publiques, 34,6 millions ont été financés par l'État. Il faut l'en remercier. 6,8 millions au titre du PEI, 28 millions au titre du Fonds pour la société numérique. 67% donc de subventions publiques d'origine étatique et 33%, donc 17,2 millions d'euros de financement sur fonds propres de la collectivité de Corse. Je rappelle que dans le cadre de la négociation de ce contrat, nous avions également institué des clauses visant à assurer le ruissellement le plus large possible pour l'ensemble des entreprises de Corse et pour les salariés existants ou à venir de ce contrat financé par des fonds publics. Et notamment, nous avions mis en place des clauses qui ont été jugées valables par le tribunal administratif. Je rappelle qu'il y avait eu un recours du représentant de l'État à l'époque qui considérait que les clauses que nous avions rédigées pour chercher à garantir le maximum de retombées pour les entreprises locales avaient été, au plan administratif, considérées par le représentant de l'État comme potentiellement illégal. Il y avait eu un recours devant le tribunal administratif, un recours qui a été rejeté. Et donc ces clauses, je tiens quand même à le dire, aujourd'hui, 6 ans après le début d'exécution du contrat, elles ont permis aux entreprises corses de travailler, bien sûr. Elles ont permis également de dispenser 60 000 heures de formation, notamment avec l'AFPA, que
institution que je remercie, son directeur, M. Lec, notamment, et toutes les personnes qui ont contribué à ce partenariat. 65 000 heures d'insertion, le tout ayant permis de diplômer 300 apprentis avec un taux d'insertion avec des CDI pour 91% de ces 300 apprentis. En termes de qualité, les ouvrages construits, vous le savez, ont fait l'objet en temps réel de contrôle de validité et d'expertise dans le cadre d'ailleurs d'une AMO, et ça fera l'objet d'un des rapports qui vous est soumis. Je rappelle que d'un point de vue technique, le réseau qui est actuellement déployé et qui est en fin de déploiement est un réseau d'excellente qualité. Par exemple, un des critères principaux pour évaluer la qualité du réseau, c'est le taux de succès au premier raccordement. C'est un taux extrêmement haut de 94 ou 95%, qui est très au-dessus de la moyenne nationale. Un souci particulier également a été accordé à la sécurisation du déploiement de ces 7000 kilomètres. Je rappelle, il y avait eu des questions, notamment notre collègue, Jean-Michel Savé, s'interrogeait sur l'aérien. Donc, je rappelle que si on avait dû enfouir, je me le suis fait préciser encore, pour anticiper peut-être des questions, ça aurait été 500 millions d'euros supplémentaires. Donc, c'était totalement inenvisageable. Par contre, on avait pris un engagement, c'était d'enfouir chaque fois que c'était possible et rationnel économiquement, y compris en essayant de croiser nos travaux avec, par exemple, les entreprises type EDF, etc. Par contre, on s'était engagé à ne rajouter aucun poteau et cet engagement a été tenu puisque sur 140 000 poteaux Orange et EDF existants actuellement en Corse, nous en avons simplement rajouté 20 en tout et pour tout pour des raisons techniques impératives. Donc aujourd'hui, très concrètement, vous avez dans le rapport qui est joint l'ensemble, je dirais, du contenu du déploiement de ce réseau très haut débit. Je pense vraiment que c'est une opération stratégique, structurante, qui, par elle-même déjà, est constitutive d'un changement de paradigme dans notre façon de penser la connexion de la Corse à son environnement méditerranéen, européen, mondial et universel, dans le domaine professionnel, mais également dans tous les domaines. Je dis c'est un rapport à lui-même qui modifie déjà ce paradigme, mais ce qui est encore plus intéressant, j'en dirai quelques mots, y compris en termes de perspective, c'est que cet engagement en faveur du déploiement du très haut débit s'inscrit dans une vision stratégique, non seulement du numérique, y compris avec des opérateurs spécifiques, je pense bien sûr à la CITEC, au-delà de nos services en interne, mais avec une vision globale qui intègre y compris les développements technologiques les plus récents. Et j'aurai l'occasion, dans quelques semaines, probablement la prochaine session, ou plus tard celle de juin, de vous présenter un rapport sur le travail que nous avons mené en termes d'intelligence artificielle, non seulement comme outil à mobiliser dans le cadre, je dirais, de la mise en œuvre des compétences de la collectivité de Corse, mais également l'intelligence artificielle comme élément central de notre stratégie de souveraineté numérique dans le cadre de notre schéma directeur territorial de l'aménagement numérique. Un mot enfin pour dire, et je ne peux pas le passer sous silence, que la politique qui a été menée ces dernières années et auquel peu croyaient, en tout cas quelques-uns avaient émis expressément des réserves en disant « nous n'y arriverons pas, ça va prendre beaucoup plus de temps, on n'ira pas dans les villages, il y aura trop de difficultés techniques, etc. etc. » Ces références un peu pessimistes, peut-être alimentées aussi par des difficultés antérieures, sont aujourd'hui, et je pense de façon définitive, derrière nous. Nous sommes en passe de réussir
Et lorsque nous aurons réussi dans quelques mois, je le dis avec fierté, pas pour le Conseil exécutif, mais pour l'institution collectivité de Corse de façon générale, et aussi pour exprimer ma gratitude à la fois au service de la collectivité de Corse et à l'ensemble des intervenants dans ce dossier, nous serons un des territoires en France avec des caractéristiques identiques, par exemple les territoires de montagne et les territoires ruraux, qui a le meilleur taux de couverture en termes de très haut débit. Et lorsqu'on regarde les autres îles méditerranéennes, y compris au-delà de la France, cette position en tête du classement est identique. Donc moi, je suis heureux et fier que cette entreprise ait été menée aujourd'hui quasiment à son terme. Je voudrais simplement, puisqu'il s'agit d'un rapport d'information, peut-être directement, avec votre autorisation, Monsieur le Président, et celle de l'Assemblée de Corse, basculer sur un rapport qui, lui, va donner lieu à vote, mais où je le présente maintenant, où je le présente après. Alors, je rappelle simplement que, je l'ai dit tout à l'heure, il nous a paru de bonne politique d'être accompagné d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage visant, au fur et à mesure du déploiement, à assurer les contrôles et audits du réseau déployé afin de vérifier le bon fonctionnement des éléments du réseau, de mesurer la réalisation des objectifs, de s'assurer des respects des prescriptions techniques inscrites dans la convention de DSP. Ce sont des matières d'une telle technicité et il y a un tel travail que, bien sûr, ça ne pouvait pas être fait uniquement en interne par nos services, sous l'autorité du DGA, Michel Codopacini, que je salue. Et là, comme dans d'autres dossiers que j'aurai l'occasion de vous présenter aujourd'hui, comme dans toute la stratégie du numérique, nous mobilisons l'ensemble des dispositifs existants, et notamment les fonds européens. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes inscrits au titre de la priorité numéro 6, faire de la Corse un territoire numérique inclusif, et de l'objectif spécifique au sein de cette priorité, renforcer la connectivité numérique. Nous nous sommes positionnés pour un financement du FEDER à concurrence de 60% de cet AMO, c'est-à-dire 840 000 € sur un coût total de 1,4 million d'euros, un coût qui est largement amorti par la sécurisation induite par l'intervention indispensable de cet AMO. Voilà ce que je voulais dire dans la première partie de la présentation sur le rapport, sur le déploiement du très haut débit. Je vais terminer en citant la visite du ministre Ferracci, Marc Ferracci, le ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie, qui, vous le savez, a passé 2 jours en Corse. Et sur ces 2 jours qui ont été extrêmement denses, il y a eu un déplacement, vous le savez, pour inaugurer le NRO, c'est-à-dire le nœud de raccordement optique d'Evisa. Donc, je rappelle, le déploiement du très haut débit, c'est 72 nœuds de raccordement et 192 000 prises, 7 000 km de fibres. Donc, il y a sur tout le territoire de la Corse des nœuds de raccordement, comme leur nom l'indique, c'est là que convergent et que sont ensuite redispatchées les données. Concrètement, à Evisa, et vous connaissez les villages, c'est le maire d'Evisa l'a dit, comme les élus qui étaient présents, le président de l'Interco, l'ensemble des maires concernés, c'est la vie, ou en tout cas la possibilité de la vie qui revient. Je ne dis pas que le très haut débit peut à lui seul sauver les villages, mais je dis qu'il ne peut pas y avoir de stratégie gagnante de développement des villages de l'intérieur et de montagne s'il n'y a pas le très haut débit. Par exemple, sur l'activité économique, y compris par exemple les agriculteurs, tous les chefs d'entreprise, mais également l'enseignement, on y viendra, ou les activités culturelles. Donc concrètement, le NRO d'Evisa, au-delà de l'aspect technique, il dessert les communes de Marignane, de Rennes, de Cristinaccia et d'Evisa. Autrement dit, 266 locaux ou maisons raccordables à Marignane,
236 à Rennes, 105 à Christinach et 383 à Evisa. Sur la commune d'Evisa, par exemple, 351 des prises prévues sont déjà construites, soit 92%, et les dernières seront construites avant le mois de juin. Et toutes les prises construites sont déjà commercialisées ou en voie de commercialisation. Donc, c'est globalement une réussite. On va rester vigilant jusqu'au terme de cette opération. Mais lorsqu'elle aura été achevée, c'est-à-dire avant la fin de l'année, nous pourrons considérer que nous avons ensemble placé la Corse en tête du peloton des territoires, et notamment des territoires insulaires, en matière de desserte numérique de très haut débit. Président, il y a un vote sur la prise date, donc il y a une délib. Donc on va ouvrir le débat avec votre accord, on fait voter la prise date et après je vous donne la parole. Je reviendrai pour présenter formellement l'autre rapport. Très bien, merci. Donc, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ce rapport? Oui, Michel Savé. Merci, Président. Oui, Monsieur le Président exécutif, tout d'abord, je vais souligner quand même un point positif. On va commencer par le bon côté des choses. Vous avez tenu vos engagements en termes de rapport que vous étiez engagé sur, donc, pour fournir un rapport périodique au minimum une fois par an. Vous avez tenu cet engagement et ça nous a permis finalement de suivre ce projet de près et de voir un petit peu donc l'évolution de la migration de cette infrastructure de fibre. Alors, effectivement, hein, il y a beaucoup de points positifs. Hein. On va être objectif. Il y avait quand même, moi, ce qui depuis le début m'interpelle, c'est qu'il y avait donc un budget de 52 millions d'euros qui était alloué donc par la collectivité de Corse. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au fil de l'eau, alors soit c'est par oubli, soit c'est peut-être pas forcément de la pure migration, mais sont venus se greffer un certain nombre de budgets complémentaires. Alors, pas forcément sur le cœur du projet, mais en tout cas sur des problématiques qui étaient par exemple de mise en résilience. Alors, je ne suis pas là en train de vouloir polémiquer, hein, parce que je pense qu'un réseau doit être le plus sécurisé possible, mais un réseau de base tel qu'on le livre doit être toujours résilient à minima. Donc, or, en fait, quand on fait la somme, alors je ne sais pas si on a tout engagé ou si ça va encore s'étaler sur un an ou deux, mais il y avait eu en 2023, en mars 2023, à l'occasion du rapport de déploiement, il y avait eu une rallonge de 30 millions d'euros qui avait été fléchée pour la mise en résilience du réseau. Alors, en 2024, alors c'est aussi pour ma compréhension, hein, en 2024, on avait mobilisé 10 millions d'euros. Alors, à l'époque, il me semble que c'était du PTIC, hein, en 2024. Donc, on avait mobilisé 10 millions d'euros, toujours dans la mise en résilience qui concernait à peu près 80 communes les plus excentrées. Et là, une fois de plus, j'avais été positif. On peut tout à fait comprendre qu'à un moment donné, ce soit très très coûteux de migrer les communes les plus retirées. Et voilà. Après, donc en gros, si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, il y a peut-être eu une estimation un petit peu optimiste du coût global de la migration, et on peut le comprendre également, hein. Sachant qu'après, il y avait aussi eu un petit peu, une rallonge d'un an suite à la Covid, mais qui a été à peu près appliquée sur tout le territoire national. Et là, finalement, on se retrouve à peu près avec encore quelques mois de retard sur ce que devait être le terme. Mais là aussi, on ne va pas chipoter, il n'y a pas de problème là-dessus. Ce qui est important, finalement, au bout du compte, c'est la qualité du réseau. Donc là, je passe au second rapport. On note que vous avez donc missionné un AMO pour se charger, je dirais, de la vérification et du contrôle de la qualité. Alors cet AMO, je le conçois tout à fait, est important. C'est un AMO qui va aller jusqu'à la réception définitive de la migration, du projet, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait un document final qui matérialise la réception du réseau. Ça, c'est le premier point. Et donc, ensuite, que j'avais comme question... Non, après, c'est sur le point course. Donc, en fait, nous, sur ce dossier-là, bien sûr, c'était une prise d'acte, mais
on va être positif et dire que le projet donc, a été mené à bien. Vous l'avez pris, vous, à votre charge, et je pense que ça a été fait de manière positive. Donc simplement, reste ce petit bémol sur un petit dérapage budgétaire, même si ça a été compensé par des fonds qui soient pétés ici au FEDER, mais au bout du compte, on suppose que le travail sera réalisé dans les règles. Merci. Ringraziabi, Nadine Vagione, Barula. Ringraziabi, Signor Presidente. Ringraziabi. Alors, quelques idées à retenir. D'abord, c'est l'innovation et la modélisation. Les autres régions en ce domaine nous envient. Elles nous regardent de près parce qu'elles n'ont pas eu les mêmes modalités de conception. Elles ont pris davantage de retard et elles n'ont pas travaillé main dans la main entre les différents partenaires de l'opération, des opérations. Ça, c'est une chose qu'il faut souligner. Donc, on a été innovant et on a eu surtout un modèle qui a été regardé de très près par d'autres régions et bien au-delà, puisque même la Sardaigne enviait notre façon de travailler et de se développer aussi vite. On a pu voir aussi qu'il y a eu une entente entre les différents partenaires, alors qu'on a réussi à battre en brèche ce doute qui nous habite perpétuellement chaque fois qu'on a quelque chose à réaliser. On a tendance à voir le verre à moitié vide. Je me souviens en commission, on était sceptique sur les volumes et plus on avançait, les objectifs étaient atteints et plus les doutes basculaient sur la qualité et finalement, on n'est pas encore au bout puisqu'il nous reste encore quelques semaines, mais nous nous en rapprochons et cette opération est une véritable réussite, c'est un succès, on peut dire que c'est un succès mené par la collectivité de Corse puisque ce réseau appartient à la collectivité de Corse, il est fait pour la Corse et par les Corses. Et je crois qu'il faut insister là-dessus, c'est qu'on n'a pas à douter de notre savoir-faire. Pourtant, dans un domaine, vraiment qui est un domaine en pointe, on est tout à fait en mesure de répondre, de se former et d'avoir aujourd'hui acquis un véritable savoir-faire. Donc, des points extrêmement vertueux dans ce domaine. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, puisque là on est essentiellement sur deux aspects, l'aspect financier, le cofinancement, on a su aller chercher des fonds et ça répond à la problématique des rapports qui ont été présentés tout à l'heure par le président de l'ADEC, et des aspects plus stratégiques, plus opérationnels, qui sont d'un ordre infrastructurel et en matière d'équipement. Je crois que, à la différence des autres audits, puisque c'est de ça qu'il s'agit essentiellement, le contrôle a été mené sur la totalité, l'intégralité du réseau, alors que dans les autres régions, ils ont travaillé par échantillonnage. Donc là, on a quand même, en bout de course, la garantie d'un réseau qui, évidemment, peut aussi, à droite et à gauche, avoir des malfaçons, c'est évident, hein, mais qui, très globalement, va être livré avec un état une qualité de fonctionnement qui va nous permettre de délivrer la communication jusqu'à l'habitation, jusqu'aux habitations. Donc, ce qu'on doit retenir aussi, c'est cet écosystème local, on l'a dit et il faut le redire encore, qui a été pourvoyeur d'emplois, pourvoyeur de compétences et qui a acquis un savoir-faire, dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt de la Corse et
de façon assez rare, on peut le dire, sur des gros chantiers comme celui-ci qui ont duré 6 ans, il y a eu un vrai travail qui a été mené dans le sens de la Corse et main dans la main avec l'ensemble des intervenants sur ce grand projet. Donc moi je retiens des aspects extrêmement positifs. Alors ça contraste peut-être un peu avec nos doutes que nous avions tout à l'heure sur le développement économique. Nous avons pourtant là un exemple opérationnel de ce qu'on est capable de faire, qui produit du développement, qui produit de la richesse, qui produit des compétences. Donc, il y a évidemment à contraster on ne peut pas en faire une généralité, bien sûr, mais nous devons croire en ce qui est fait dans cette collectivité, par cette collectivité, et pour la Corse et pour les Corses. Je vous remercie. Président, sur l'aspect déploiement, redéploiement, je n'ai pas grand-chose à dire. Je n'ai pas la compétence pour évaluer. Je suppose, à la lecture du rapport, qu'il y a quand même une réussite indéniable sur laquelle il n'y a pas lieu de discuter. Juste quelques questions comme ça, parce que il y a quand même des choses dans la presse qui nous interpellent, on dira comme ça. Il y a eu donc en 2018, le 16 octobre, cette convention qui a été signée d'ESP avec l'opérateur SFR Collectivité. Je passe sur, depuis, donc il y a un délégataire qui s'appelle Corsica Fibre, qui déploie donc ce réseau très haut débit sur ce territoire. Et on a été alerté quand même, je le dis, notre groupe, entre autres, par une situation qui suscite justement mon intervention et une question que je vous pose. Corsica Fibre, nous dit-on, est filiale de XP Fibre, qui détient 100% de Corsica Fibre. XP Fibre, c'est, je bascule, c'est SFR. Le SFR, qui au 19 mars dernier, ça disait, tente depuis donc, de mettre en vente XP Fibre, dont on pense qu'il peut être une acquisition américaine. SFR aussi, on nous dit, je prends le texte qu'on me donne, on nous dit qu'elle a une dette qui dépasse les 24 milliards, qu'elle a vendue depuis à CMA CGM, que nous connaissons très bien, puisque il fait partie du paysage politique et maritime corse, notamment RMC, BFM TV, BFM Business. Et donc, il y a un contrat de concession qui est souscrit entre la CDC et SFR pour 30 ans. Alors, la question qu'on se pose avec notre groupe, c'est en quelque sorte d'assise financière. Est-ce qu'on a une sécurisation de la suite? Parce que, bon, quand on nous dit que SFR a quand même, à l'euro on parle, 24,5 milliards de dettes, et qu'il y ait quelque part dans la fibre corse, on voudrait voir s'il y a eu, si vous confirmez ou pas, ou en tous les cas, quelles sont les dispositions que l'on peut prendre pour nous rassurer ou pour infirmer, même à la limite, ce qu'on nous communique. Voilà. C'est important, parce que bon, beaucoup en parlent, vous le savez. Donc il vaut mieux en parler au-delà des réussites, et là on en convient, il n'y a pas d'équivoque sur le déploiement. Fous et Labour qu'il continue, et même plus que ça, mais je crois que c'est la question financière pour nous aujourd'hui, au regard de ce qu'on nous donne, je précise bien, et je dis ça avec beaucoup de prudence quand même, mais en tant que de la Corse, il me semble évident d'abord d'en prendre connaissance et d'en parler, puisqu'on l'a communiqué, d'avoir votre point de vue sur cette situation-là. Voilà, merci. Ringraziavi, altre domande? Gebori. Ringraziabi. Bon, je vais être très bref. Moi, simplement, en tant que maire du rural, je veux juste insister, même si le président l'a largement souligné,
sur l'importance extrême du déploiement de la fibre dans les territoires ruraux, dans les petites communes comme la mienne. Cela permet évidemment de corriger ce qui aurait pu être assimilé à une injustice sociale si l'accès facilité à un outil devenu nécessaire, notamment pour nos jeunes, dans le cadre de leurs activités scolaires ou même de loisirs, n'était pas facilité grâce à la fibre. Mais d'une manière générale, pour tous les administrés, pour certains, cela participe à les sortir d'un certain isolement. Cela permet également à des personnes, à des familles, de se fixer de manière permanente dans nos territoires, car ils peuvent y exercer leur activité professionnelle, notamment lorsque celle-ci est permise par le télétravail. Cela permet un travail plus rapide également et plus efficace pour les services administratifs communaux. Et bien évidemment, cela est bénéfique pour les commerces dans les villages qui sont concernés par l'utilisation de l'outil informatique. Donc, en résumé, le haut débit représente un atout socio-économique évident, plus qu'évident même, pour le rural et participe à la lutte contre la désertification et à la revitalisation de nos villages. C'est important de le répéter et de saluer donc tout le travail qui a été réalisé. La ringrazio. Vi ringrazio, signor Presidente. 3 parole. C'ho la rete grassi che a Corsica abbia un arnese di sviluppo economico, sociale e culturale con questa rete informatica. Penso che è più importante che deve aver fatto forse una rete d'autostrade. Tutto il mondo parla di questo, ma penso che è più importante di avere questa rete informatica perché chi oggi lo sviluppo a lunga ondata di un territorio tiene più alla trasmissione dell'informazione che allo spiazzamento fisico di gente. E dunque con questo siamo aperti a modernità. Vi ringrazio. Ringraziabi, lasce domande. No, dunque je confirme que même dans le rural profond, Monsieur le Président, la fibre est là. Et ça, le mien, le rural profond, le mien. Le mien aussi. Voilà. Donc c'est quelque chose de vraiment appréciable. Donc je mets le rapport. Pardon, Monsieur le Président, excusez-moi. Vi ringrazio, qualche risposta in furia. È vero che ogni volta che ci siamo sguasi c'è sempre un paesano, quel che sia, che dice ma in di me non cagiuglie, è vero. Ma ad aiuglie, sapete chi? No. State assente, normalmente un contratto previsto che tutta la Corsica Casana deve essere coperta. Dunque cercheremo a fare valere il nostro diritto a copertura totale. Che è il primo affare. Il secondo affare, per rispondere al nostro collega amico Jean-Michel, non c'è mica stato crescita o sviamento. On ne parle pas de la même chose. On s'est peut-être mal exprimé. On a voté un principe de financement de 30 millions. C'était des autorisations de programme. Par tranche de 10 millions. 10 millions, pour l'instant, on n'a pas les financements et on a simplement inscrit les AP. On souhaite le faire financer par le PTIC. Ces 10 millions d'euros, ils sont consacrés à la résilience de l'ensemble des réseaux. Principalement, ce n'est pas le très haut débit qui est concerné, c'est le haut débit qui est géré par Corsica, comment ça s'appelle ? Corsica haut débit, et c'est également la résilience sur les téléphones portables, etc., etc. Donc on est exactement dans l'enveloppe qui avait été fixée initialement. Et pour vous répondre, oui, la mission de l'AMO va jusqu'au déploiement achevé et donc permet de sécuriser l'ensemble de l'opération. Donc je dirais que même si on avait dû rajouter ça, on serait quand même dans une très bonne affaire. Merci donc à Nadine Nivagioni et à Jean-Marc Borri pour avoir rappelé, mais vous l'aviez fait aussi, hein, Saverio et Jean-Michel, les effets positifs et extrêmement positifs de cette opération. Merci également à Pierre Jong. Alors, c'est vrai que ça ne doit pas nous empêcher de faire les routes
pour les véhicules, mais que ces routes-là, ces routes de l'information, elles vont être de plus en plus essentielles. Et donc, ailleurs, on a souvent un retard, et même un retard historique qu'on n'a pas encore tout à fait comblé. Là, je pense que nous avons pris un coup d'avance, à nous de savoir le garder. Pour répondre à Saverio Lugiani, donc je pense que l'inquiétude, bon, on sait que ce sont des très grands groupes à l'échelle internationale qui se positionnent sur ce type de contrat. Je rappelle qu'il y a déjà... Alors, d'abord, on a un contrat qui a essayé de sécuriser au maximum. On est dans un contrat de délégation de service public. Bien sûr, notre délégataire peut être vendu ou acheté. Exemple, délégation de service public dans le maritime, il peut y avoir des transformations. On l'a vu avec la Méridionale qui a été rachetée par CMA-CGM. Nous avons quand même une clause d'agrément. Là, il y a eu un changement dans la nature juridique de la société co-contractante. Nous avons été informés et nous avons validé ce changement. Je signale par ailleurs, deuxième catégorie de garantie, que nous avons des garanties contractuelles qui s'imposent quel que soit le délégataire. Donc, si demain il y a un rachat de tout ou partie du capital de SFR, FTTH ou de la société sous son nom actuel, la société qui viendra au droit du co-contractant actuel sera tenue au même niveau d'engagement. Troisième et dernière garantie essentielle, c'est le fait que ce réseau qui a été construit, c'est un bien de retour. Donc il nous appartient. À la fin de la délégation de service public, c'est nous qui redevenons propriétaires d'un réseau. Et ça, c'est quand même une garantie extrêmement importante. Donc voilà, je pense avoir répondu à vos questions et je reste à votre disposition dans le cadre de la présentation des autres rapports, puisque et je fais la transition vers ces autres rapports. Il faut à la fois achever en la réussissant cette opération, et l'idée, c'est bien de connecter les autres systèmes numériques qui existent, par exemple ceux des établissements, qui ont été faits à un rythme différent et sur un modèle distinct, et bien de croiser et articuler et coordonner désormais, mais on le verra, ces réseaux pour renforcer la capacité numérique, par exemple, des collèges et lycées de Lille. Donc je mets aux voix pour la prise d'acte. Qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour. Ringraziabi, donc pouvons continuer. Cu Uraburtu 94. Demande de financement des opérations de contrôle. Demande de financement, je l'ai présenté, je le fais très rapidement. On a donc dans notre programme FEDER-FSE 2021-2027 un objectif spécifique intitulé « Renforcer la connectivité numérique ». Sur cette ligne budgétaire, il y a 5 millions d'euros de crédit FEDER. On vous propose de mobiliser cette ligne budgétaire à concurrence de 840 000 euros hors taxes. Ces 840 000 euros hors taxes représentent 60% du coût total de l'AMO qui nous accompagne pour déployer le très haut débit. Et je précise que contrairement aux subventions d'État, les financements FEDER peuvent être sollicités et intervenir après que l'opération ait commencé. Ringraziabi, dunque penso che c'è un rapporto della Commissione de l'aménagement, donc Nadine. Avviso favorevole, non partecipazione di Avansem e un soffio no, e assenza di Corinne Front e Josefa Giacometti Pireda. Avis de la Commission des finances. Avis favorable, Monsieur le Président. Merci. Donc, l'avis du CESEC, avis favorable à la demande de financement des opérations, contrôle et audit du réseau très haut débit de la Corse. Donc, qual è chi vuole intervenire? Nimo. D'accordo. Allora,
aujourd'hui présente. Pouemou Gouda. Donc, je mets le rapport aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Abstention du groupe Avancem et Corinne Front. Qui est pour? Ringraziabile. Donc, poi passare a Ugartulare 97, rapport d'information relatif à l'espace numérique de travail LEA. Et la parole. À la fois, un peu sur le modèle précédent, un rapport d'information et derrière un rapport de demande de financement à partir de la mobilisation de fonds européens. Donc sur le rapport d'information relatif au espace numérique di travail, LEA, donc vous savez que cet espace numérique a été créé dès 2010 par la collectivité de Corse. Il permet à l'ensemble de la communauté éducative, les enseignants, les élèves, les familles, les personnels, d'accéder de manière centralisée et sécurisée à toutes les ressources et services qui leur sont destinés. Alors il y a eu bien sûr, après la mise en service de cette plateforme, des évolutions techniques d'abord, à partir de 2019, une amélioration de l'ergonomie de la plateforme, un plan de formation structuré et la démocratisation de l'usage de l'EIA qui s'est nourri de ce travail l'a rendu mobilisable au moment du Covid. Donc on a eu du nez, je dirais, de mettre en place ce renforcement, puisque au moment du Covid, bien sûr, il y a eu une véritable explosion des connexions. Pendant l'année scolaire 2020-2021, 6,5 millions de connexions. Et bien sûr, la plateforme qui était extrêmement opérationnelle et dont l'utilisation avait été rendue plus aisée et avait été vulgarisée à travers l'épisode de 2019, a été systématisée et a notamment permis le recours à la plateforme bien d'assurer la continuité pédagogique, notamment bien sûr pendant les périodes de confinement et d'enseignement à distance. Le nombre d'utilisations de connexions a diminué, mais on est quand même, par rapport au Covid, mais on est quand même très haut puisqu'on est à 5 millions de connexions par an. La plateforme compte aujourd'hui près de 80 000 utilisateurs, c'est-à-dire pratiquement un habitant de Corse sur 4, et elle s'est continuellement modernisée, élargie. Par exemple, aujourd'hui, cette année, l'EIA s'est enrichi de son dos une bibliothèque numérique inclusive pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. En 2024, la collectivité de Corse a abandonné son prestataire historique, It's Learning, pour faire le choix d'une nouvelle solution, la solution NEO, avec un marché public notifié en avril 2024 pour 4 années scolaires. Grâce à la mobilisation des équipes de la collectivité de Corse, mais également du rectorat, des établissements, avec l'engagement des enseignants et le concours de l'éditeur, la bascule entre les deux plateformes techniques a été menée dans les délais impartis et avec une rentrée scolaire au moment de sa mise en place qui s'est déroulée sans difficulté majeure. Pour info, depuis la rentrée 2024, 93% des comptes enseignants et élèves sont activés régulièrement. La mise en œuvre de cette nouvelle plateforme se prolonge d'un programme d'accompagnement et de formation qui est extrêmement dense et qui sera poursuivi tout au long des 4 années de marché public. La bibliothèque numérique pour les enfants en situation de difficulté, soit qu'ils aient des besoins éducatifs particuliers, soit par exemple les élèves dyslexiques, renforce l'accessibilité et l'équité éducative. À noter ici, mais j'en parlerai en conclusion de la présentation de ces rapports, que le nouveau LEIA est disponible également en langue corse. Et donc c'est à la fois, je dirais, un outil évolutif, moderne, qui est devenu indispensable dans l'offre pédagogique de Corse, mais qui incarne aussi dans le domaine éducatif notre volonté
politique, notamment formalisée dans le schéma de développement d'aménagement numérique Smarties, ou notre volonté politique de faire de la Corse un territoire leader en matière de numérique, mais un numérique qui n'est pas subi, parce qu'on sait qu'il peut y avoir aussi des effets de bord négatifs, un numérique qui est conçu et construit pour être un levier d'éducation, de formation et d'émancipation des citoyens d'aujourd'hui et de demain. Et je ne peux pas terminer cette présentation sans souligner que dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, la réussite de l'EIA, c'est aussi la réussite du partenariat entre la collectivité de Corse et l'éducation nationale et le rectorat. Donc on a des points de débat, on a des points de désaccord quelquefois, mais on a aussi des points importants de synergie, de rencontres et d'efforts partagés pour des résultats, me semble-t-il, fructueux. Arrive à Diaby, demande d'intervention. Oui, Nadine. Arin Raziabi. Là aussi, quelque chose qui pourrait nous paraître anodin. On peut se dire, eh bien, toutes les régions ont certainement leur espace numérique de travail. Ce n'est pas le cas. En tous les cas, sous cette forme, ce n'est pas le cas. On a bien sur la Corse, et là il faut saluer les services de la collectivité qui font preuve vraiment d'innovation, puisque dans tous les établissements, collèges et lycées, le système est identique. Un élève change d'établissement, eh bien, il ne sera pas dépaysé du tout. Il va suivre de la même façon, utiliser les choses de la même façon. Même chose pour un enseignant. Il change d'établissement, eh bien, il va pouvoir avoir la totalité de ce qu'il a pu déposer sur la plateforme, parce que vous pouvez faire des classes virtuelles, vous pouvez utiliser des documents, vous pouvez déposer des documents, vous pouvez en créer de nouveaux, vous pouvez créer des MOOC, enfin des tas de choses qui aujourd'hui rentrent dans des pédagogies nouvelles, et on voit bien que là encore, le système éducatif en Corse est vraiment à la pointe de ce qui peut se faire en matière de numérique et de pédagogie. Donc ça, je crois qu'il faut le souligner, parce qu'il y a vraiment une équité territoriale. Personne n'est exclu de ce dispositif. Tous les élèves de lycée au collège peuvent en bénéficier. Donc je crois que c'est vraiment à saluer. Et ceci, c'est évidemment en partenariat avec le rectorat, mais c'est financé par la collectivité de Corse. Je vous remercie. Ringraziavi. D'altre domande? No. Presente. Vabbè, donc metto à voto pour prise d'acte ce rapport. Donc, qui est contre la prise d'acte? Chi s'abstient? Chi ne participe pas? Chi è pour? Unanimità, ringraziabile. Possiamo continuare con il rapporto 93, demande de cofinancement concernant la mise en œuvre de l'espace numérique de travail. Et la parole dans la continuité. On a attribué ce marché pour une période de 4 ans. Ensuite, il faut faire vivre la plateforme, il faut l'alimenter, la nourrir, la faire évoluer, la maintenir. Donc c'est un coût de 1,7 million d'euros hors taxe pour la période de 4 ans. C'est un marché public, hein, je vous le rappelle. Donc nous sollicitons un cofinancement FEDER, toujours sur la ligne tirée parti des avantages, la ligne objectif spécifique tirée parti des avantages de la numérisation au bénéfice des citoyens, des entreprises, des organismes de recherche et des pouvoirs publics, pardon. Donc cette ligne, elle a été dotée de 6,7 millions d'euros de fonds FEDER, et on propose de la mobiliser pour ce projet à concurrence de 1 020 000 euros, c'est-à-dire 60% du coût total des 1,7 million d'euros que coûte la plateforme LEIA. Ringraziabile, il y a un rapport de la Commission du développement. Voto favorevole. La Commission des finances. Favorable, Monsieur le Président. Le CESEC.
Cagliari. Le CESEC émet un avis favorable sur ce rapport. Demande d'intervention. Il n'y en a pas. Ah, pardon, vous Félix Benedetti. Moi, je me pose une question en lisant le rapport. L'enveloppe financière de dépenses, il y a bien 1 700 000 € entre 2024 et 2028, mais vous mettez une ligne en dessous, recettes. Moi, si je lis un rapport, les recettes elles viennent en déduction de la dépense. Donc, le delta financé, normalement, c'est pas 1,7 million. Alors, il faut m'expliquer c'est quoi des recettes. Réponse du président du conseil exécutif. J'en déduis que les recettes vont être comme souvent en la matière. Très bien. Donc je mets au voie ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Arringraziabi, unanimité. On peut continuer avec le rapport 99. Rapport d'information relatif au bilan d'activité de l'extension Internet. C'est peut-être plus logique de passer le rapport 98 sur la demande de financement du réseau des très hauts débits des EPLE, puisqu'on était sur... Comme vous voulez. On était sur les... Comme vous voulez, hein, je vous en prie. Ah oui, ah oui. Rapport 98. En fait, l'espace LE, c'est l'espace numérique des collèges et lycées, et donc on l'a financé, on l'a présenté d'abord, on l'a financé ensuite, et là il s'agit de renforcer le réseau très haut débit des EPLE, puisque le réseau de très haut débit des EPLE, il a été mis en place de façon spécifique et dédiée dès 2015 et il est devenu opérationnel depuis 2016. Alors là, c'est un réseau qui est adapté aux attentes et aux besoins de la communauté éducative. Donc il couvre l'ensemble des lycées et des collèges de Corse, il garantit des accès à Internet de qualité. Il harmonise les raccordements au débit, il optimise l'accès à l'espace numérique LEI et donc c'est important aussi, il organise l'équité entre les grands établissements, entre guillemets, et les petits au sens de la taille. Les petits au sens de la taille sont souvent aussi ceux du rural et de l'intérieur. Donc c'est un outil majeur en termes d'offres pédagogiques. Alors, le réseau actuel apporte satisfaction à la communauté éducative par sa performance, par sa qualité de service, mais aussi, il faut le dire, avec un taux de panne qui est relativement bas. Néanmoins, il convient de renforcer la qualité de service avec la mise en œuvre de liens de secours. C'est la résilience avec la redondance, avec de nouvelles fibres optiques dédiées. Donc la commission permanente avait approuvé le renouvellement de ce réseau. C'est l'opérateur Corsicat Networks qui a un marché public qui a été notifié en avril 2022. Et dans ce cadre-là, donc, il y a un coût de 2,5 millions d'euros hors taxe. Toujours le même principe de financement. On préconise de financer à travers notamment un cofinancement FEDER à concurrence de 60%, c'est-à-dire 1,5 million d'euros hors taxe. Et je rappelle que ce réseau relie donc 50 sites, à savoir les EPLE de Corse, le rectorat et la collectivité de Corse. Arringrazia, il y a un rapport de la commission de développement. Rapport de la commission des finances. Avis favorable, Monsieur le Président. Et il y a un rapport du CESEC. Donc, le CESEC émet un avis favorable sur ce rapport. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Nadine. Divento specialista di un numerico. Bon, ciò che si vuole custodire è che prima ogni stabilimento pagava il suo abbonamento. Face che quelli che avevano una dotazione debole, pigliavano un abbonamento al livello di sua dotazione e non avevano mica tutti lo stesso livello di flusso. Invece qui tutti i licei e collegi
hanno gli stesso flusso, sono tutti a altissimo flusso e si può dire che c'è un'egualità d'accesso. Il punto più importante secondo me, secondo punto è che questi di noi dà possibilità di un costo che non è tanto alto e c'è dunque un'economia finanziaria e un'economia nata l'insieme di un progetto. Dunque ringraziamo qui torna l'iniziativa di Adimartia Smart Isola, in cui si fa parte di tutte le azioni e qui fanno parte di tutto il dispositivo che è offerto da Adimartia strategica. Vi ringrazio. Ringraziamo, altre domande? No, les égouttis, tutto va bene. Dunque mettiamo questo rapporto a voto. Dunque, chi è contro? Chi s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Unanimité a ringraziarvi. Donc, possiamo continuare con 99, rapport d'information relatif au bilan d'activité de l'extension Internet.co sur l'année 2024. Et la parole. L'extension, je ne l'ai pas celui-là. Radiomic. Je ne le trouve pas. Oui, je l'ai. Donc, je rappelle que l'extension Puntugursega, celle qui orne nos adresses e-mail notamment, elle a été lancée en 2016. Elle s'adresse aux particuliers, bien sûr, aux entreprises, aux associations, aux collectivités et à la diaspora, donc aux Corses de l'extérieur. Donc, elle est bien sûr un élément fort de notre identité numérique et de notre identification numérique. À titre d'anecdote, je me rappelle de l'étonnement mêlé d'une pointe, je ne dirais pas de jalousie, mais d'envie d'un élu sarde qui était venu en Corse et qui m'avait dit questo non l'abbiamo ancora, come è devato. Et ça avait été, manifestement, il avait perçu comme un marqueur fort. Donc je crois que c'est une initiative qui venait, à titre principal, il faut le dire, de nos services, du numérique, même si l'initiative et la proposition nous ont séduites. Mais aujourd'hui, ça marche. Notamment, vous l'avez vu, 2370 noms de domaine Puntugursega à la fin de l'année dernière, en progression de l'ordre de 2,5%. La plupart des adresses actives, pour répondre à une question qui a été posée en commission, et un panel de personnes physiques ou morales ayant opté pour cette extension extrêmement diversifiée, puisqu'il y a des particuliers, mais également des entreprises, des collectivités ou encore le monde associatif. Trois facteurs principaux expliquent sans doute le succès Puntugursega. D'abord, il s'agit d'un domaine géré par la collectivité de Corse, donc les pétitionnaires ont un interlocuteur qui bénéficie d'un capital de confiance, parce que c'est un interlocuteur, notre institution fiable, de proximité, disponible, au moins sur ce point-là, et je pense et j'espère de plus en plus dans beaucoup d'autres. Deuxième facteur de succès, le fait que les règles de sélection pour obtenir l'accès à Puntugursega sont strictes et donc ont pour objet et pour conséquence
de repousser ce qu'il est convenu d'appeler les cyber-squatteurs, c'est-à-dire des entreprises qui utilisent un domaine pour vendre des produits ou des services qui peuvent être illicites. Et le troisième facteur, c'est que la diversité des personnes physiques et morales que nous avons su attirer autour de ce nom sont en fait un panel et une image de la société insulaire dans sa diversité, son dynamisme et sa vitalité, notamment les entreprises dans le domaine privé qui ont fait ce choix-là. Donc c'est un peu un drapeau numérique et un élément d'une marque territoriale. À l'approche de son 10e anniversaire, Puntu Gursiga se porte bien. J'aurais aussi, je souhaite rendre hommage à M. Louveau, qui était une personne qui nous a accompagnés pendant plus de 10 ans avec engagement et professionnalisme dans ce projet et qui malheureusement a tragiquement disparu avec son épouse lors du séisme survenu récemment en Birmanie. Donc j'adresse à la famille de monsieur et madame Louveau nos condoléances émues et attristées. Ringraziabi. Donc, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Oui, Nadine. Custidinu torna un successo, siamo a 2000, mi pare, tra 2400 e 2500 domini. Se noi paragoniamo a Parigi, siamo più numerosi a portare la bandiera numerica, Puntu Gursiga, traduce proprio una radighera al nostro territorio, è proprio un fenomeno d'acquisto. Donc, primo punto. Secondamente, abbiamo detto su fenomeno di plurisettoriale, posto che potremmo pensare che solo l'intraprese di turismo sarebbero state più attratte da su brutto, ma infatti no. Si vede che tutti i domini economici hanno già si indirizzo numerico, dunque è una ona, e poi l'ultimo di assicurizzazione, perché chi costituisce il servizio numerico di collettività ha sempre un occhio in maniera permanente a quelli che si vorrebbero chiappare su sa marca, ciò che noi chiamiamo il cyber squatting, così di fatto è più securizzato e dunque è una maniera di dare fiducia alle nostre intraprese, collettività e associ che piano su Puntu Gursiga. A ringraziarvi. Oui, Jean-Michel. Oui. Merci, Président. Oui, juste 2 mots sur ce rapport et j'anticipe aussi sur le suivant, puisqu'en fait, on y est presque, sur le financement à hauteur de 530 000 euros. Oui, alors là, quand même un petit bémol par rapport à ce que j'ai pu exprimer par avant. On est sur une croissance, on est à 2370 prises en 2024 et en 2018, on était à 1285. C'est un programme de promotion du Puntu Gursiga qui court a priori depuis 6 ou 7 ans. Donc à raison à peu près de 70 000 euros par an. Et ce qu'on constate effectivement, c'est qu'il y a un essoufflement. On a une croissance de 23%, plus de 16, 17, etc. Et on est aujourd'hui, depuis 2023, sur des croissances autour de 3-4%. Donc on voit bien que ça s'essouffle, malgré le fait que, a priori, donc cette promotion à travers ce fonds FEDER se poursuit à hauteur de 70 000 euros par an. Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part... Il a un autre indicateur que vous avez un ratio que vous avez inventé. Alors vous avez été très imaginatif pour trouver un ratio, je vous taquine un peu, où on sera en premier. C'est le ratio donc, du nombre de stocks par PIB par habitant. Donc plus on
on baisse le dénominateur, plus on augmente le ratio. Donc là, je reconnais que vous avez trouvé un bon filon. Bon, ceci dit, si on fait... Alors, il y a eu en gros plus 1000 prises depuis 2018, d'accord ? Si on considère que sur ces 1000 prises, il y en a eu la moitié en croissance naturelle et l'autre moitié en croissance liée à la promotion, donc ça veut dire qu'il y a eu 500 prises liées aux actions de promotion du Punto-Gors, sur 500 000 euros, ça nous ramène à 1 000 euros la prise. Enfin, pas la prise, pardon, le Punto-Gors. Voilà. Donc là, c'est là que je pense qu'il faut, et on retombe encore dans les travers qu'on peut avoir sur des financements de 500 000 euros qui sont étalés sur 6 ans, mais qui à la fin finissent par avoir un bilan qui est relativement faible. Donc il faut être vraiment vigilant là-dessus. Ceci dit, j'espère que le Punto-Gors progressera et prospérera dans les années futures. Je vous remercie. Dernier petit commentaire, mais ça c'est en off. Vous avez signalé, pas en off, je m'excuse, c'est pas le bon mot. Vous avez signalé la Sardaigne, effectivement. Ils n'avaient pas le Punto Sardaigne, mais il faut quand même rendre hommage à l'ancien président de la Sardaigne, Renato Soro, qui était un précurseur dans le domaine et qui avait créé notamment Tiscali, le fournisseur d'accès à l'époque. Voilà, je vous remercie. Ringraziavi, lascia domande. Non, juste un petit complément. Je signale que le 6.2b et le 6.2a, son point court, c'est aussi, ça ne figure pas à la page 26 sur les satellites, mais je pense que c'est un petit oubli qui sera rectifié. D'abord, Monsieur le Président. Oui, c'était simplement pour vérifier si vous lisez tous les rapports, Monsieur le Président. Non. Donc il faudra être attentif pour redynamiser, c'est certain. En tout cas, on sollicite des crédits, on a une planification sur plusieurs années. Après, si on ne les consomme pas, on tacte, mais on essaiera de comprendre pourquoi il y a ce tassement et, le cas échéant, de retrouver une dynamique plus forte. Ringraziavi, donc je mets le rapport au voix pour la prise d'acte. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Tout le monde ringraziavi, donc possiamo continuare con il finanziamento. Donc le rapport suivant, numéro 98, je crois. Donc c'est le coût total du programme. 95, pardon. 600 000 euros hors taxe sur la période 2021-2028. Donc sollicite 60% de financement, de cofinancement FEDER, c'est-à-dire 360 000 euros hors taxe. Ringraziavi. Donc il y a un rapport de la Commission du développement, Nadine, un rapport de la Commission des finances. Avis favorable. Et un rapport du CESEC. Le CESEC émet un avis favorable au rapport relatif à la demande de cofinancement au titre du programme FEDER-FSE, corps 2021-2027, pour la mise en œuvre opérationnelle et le développement de l'extension Internet Punto-Gors. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Un chilémique. Donc, je mets au voie le rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Unanimité. Ringraziavi. E penso che Mabassa au 96, rapport d'intervention relatif à l'opération Digital Factory in Paese. Et dans ma rôle. Oui, donc je disais tout à l'heure qu'à partir de la locomotive que représentait le projet de déploiement du très haut débit, on avait essayé, premièrement, de développer un écosystème vertueux pour accompagner ce déploiement, et deuxièmement, que ce déploiement lui-même s'inscrivait dans une stratégie plus large dont j'ai eu l'honneur de présenter quelques éléments à travers les dossiers subséquents. Sur l'écosystème global, il y a deux opérations
complémentaires que je souhaite évoquer. La première, c'est l'adressage. On n'en a pas parlé, mais je pense que c'est un élément extrêmement important, aussi bien qui conditionnait l'efficacité, à travers la géolocalisation, l'efficacité de la desserte numérique, mais qui s'est également traduit par, je dirais, un vrai travail linguistique, culturel, patrimonial, de réappropriation du nom des lieux. Donc ce travail il a été engagé, donc je le rappelle, dans le cadre de ce travail de constitution de plan, de proposition d'un plan d'adressage. Il était le corollaire du déploiement du très haut débit. Il a été porté, vous le savez, notamment par le comité de massif. Ça a été une réussite avec un cofinancement pouvant aller jusqu'à 100%, hein, c'est un type d'opération, et généralement de 80%. Je rappelle que donc on a mobilisé 2,5 millions d'euros à ce titre. Dans le rapport, puisque le président Vannes, il lit tout, page 12, il y a deux très belles photos, dont une d'Ardiusta Muriciu, notre collègue et ami Poggio Caitu, qui est à Rinquinada, je ne sais pas où c'est, mais vous nous le direz, à quel endroit dans le village. Et je cite ça parce qu'en arrière-plan de ces noms, il y a bien sûr toute l'histoire de la communauté villageoise qui réapparaît. Et je suis heureux de le souligner parce que je m'étais contrarié avec vous sûrement au moment où on a vu qu'il y avait des panneaux de village sur la route entre Bastia et Ajaccio qui avaient été orthographiés de façon insatisfaisante. Donc j'ai eu l'occasion d'en parler avec les services. On a essayé de mettre en place des procédures qui permettent d'éviter ce genre d'erreurs qui sont plus qu'urticantes, blessantes pour chacune et chacun d'entre nous, fonctionnaires, élus ou l'ensemble des citoyens. Mais encore une fois, en Corse comme ailleurs, on souligne souvent avec acuité ce qui ne va pas. Il faut aussi souligner ce qui va bien. Et cette politique d'adressage, 328 communes qui ont engagé un processus d'adressage et 226 qui l'ont mené jusqu'à son terme au jour d'aujourd'hui. Et donc avec une harmonisation, avec des noms qui sont retrouvés dans la mémoire collective et des lieux qui retrouvent le lien avec le passé et qui permettent ainsi à celles et ceux d'aujourd'hui eh bien de s'approprier cette histoire collective. Donc ça, pour moi, c'était important de le citer, comme il est important de citer l'opération que nous avons menée en corollaire du développement du très haut débit. C'est pas tout d'avoir le très haut débit, encore faut-il savoir s'en servir et savoir se servir de l'outil numérique. C'est évident et presque naturel pour les plus jeunes. Notre génération, on va dire, avec des réussites différentes, on a essayé de s'y mettre, mais pour les personnes un peu plus âgées que nous, souvent, il y a une méconnaissance totale, et notamment dans les villages où, précisément, le très haut débit doit permettre de rompre les logiques d'isolement. Et donc, c'était important de mettre en œuvre cette opération Digital Factory in Paese. Ça a été 17 journées d'inclusion numérique dans chacune des 17 intercommunalités de l'île, en dehors de la CAB et de la CAPA. Donc, chaque journée du programme était bâtie sur un socle d'activités basé sur des ateliers numériques à destination des jeunes et des moins jeunes, avec des conférences pour les sensibiliser au sujet numérique et de l'accompagnement pour les personnes rencontrant des difficultés, et notamment, bien sûr, par exemple, les personnes âgées. Donc, nous avions un partenaire associatif, l'association Mao Corse, qui œuvre depuis 2008 dans le domaine, et je salue Jean Lech, son principal responsable. Le bilan, c'est donc 17 journées
avec plus de 2230 participants de tous âges. Alors, bien sûr, là aussi, les ratios, Jean-Michel, si on le rapporte à la population, ce n'est pas énorme, mais c'est des gens qui, sans doute, ne seraient jamais venus au numérique dans les 17 intercommunalités concernées et qui, là, ont eu l'occasion d'un apprentissage qui va leur permettre de se servir effectivement du très haut débit. Et juste un mot pour finir sur la perspective, je vous en ai parlé, donc j'aurai l'occasion de revenir vers vous rapidement, je l'ai dit, sur la question de la souveraineté numérique de façon générale. Je voudrais le poser un peu comme une ouverture sur nos travaux à venir. Nous avons notamment réfléchi, mais à titre principal, sur les services de la collectivité de Corse, je les remercie, mais ça faisait partie d'une commande politique. Nous avons réfléchi depuis un peu plus de 2 ans à la création d'un service public de la donnée et de l'intelligence artificielle pour la Corse. Donc ce projet vise à instaurer un cadre de confiance technique, juridique et même éthique, parce qu'on sait que la généralisation du numérique soulève des problèmes éthiques importants, et à faire converger les acteurs publics, privés, académiques et institutionnels autour des grands enjeux liés aux données d'intérêt général et à leur utilisation au service de la Corse, et notamment dans des domaines stratégiques. Je pense par exemple à la santé, à l'aménagement territorial ou encore à la transition écologique. Donc on a travaillé pas mal là-dessus. Moi j'y vois 3 catégories d'enjeux principaux, numérique et intelligence artificielle, mais avec une acuité encore plus grande pour l'intelligence artificielle. Premièrement, c'est le recueil et la conservation de la donnée. Donc je crois que là, il y a un vrai enjeu éthique et politique. Je prends un exemple. Beaucoup d'entre nous sont abonnés à l'excellente revue ROB. Il y a un article sur l'intelligence artificielle et la langue corse. Ça nous ouvre des perspectives immenses. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec un acteur privé du secteur que je souhaite, c'est M. Romain de ce NIC, que peut-être vous connaissez, qui a noué un partenariat avec l'Office du tourisme de Calvi pour une expérience immersive en matière d'intelligence artificielle extrêmement intéressante, et qui a également noué un partenariat avec le soutien de la collectivité de Corse, mais un partenariat avec le rectorat de Corse sur la langue, pour avoir en quelque sorte une intelligence artificielle sous le contrôle des professeurs en langue corse pour les élèves. Parce qu'on se rend compte que même dans le secteur bilingue ou immersif, que les enfants ont une vraie difficulté à un moment donné entre l'école où ils apprennent le corse et une société où on parle de moins en moins corse, et une transmission familiale qui se fait de moins en moins. Avoir un interlocuteur à travers l'intelligence artificielle qui puisse accompagner l'enfant dans son apprentissage de la langue et lui répondre sur un mode ludique, etc., dans son quotidien, c'est une perspective, mais c'est aussi une perspective qu'il faut encadrer, parce qu'on sait bien que l'intelligence artificielle, elle peut réunir, mais elle peut aussi isoler et couper du monde. Donc il y a des enjeux qui sont des enjeux fondamentaux. Mais il y a également un autre enjeu en termes de collecte de la donnée et de protection de la donnée. C'est d'abord qui va décider, par exemple, M. Romain de Souzny qui fait un fonds. Il a un outil sur l'intelligence artificielle, j'en parle, c'est dans le domaine public. Il a été reçu à l'UNESCO. Il a fait une conférence devant des linguistes et devant des spécialistes de l'intelligence artificielle sur le rapport à la langue et aux langues minorées et les perspectives que peut offrir l'intelligence artificielle.
Mais à travers son outil, donc, il y a différentes déclinaisons, culture, patrimoine, langue, éducation, tourisme, et c'est à ce titre qu'il a noué ce partenariat avec la ville de Calvi. En gros, il s'agira de faire une expérience d'intelligence artificielle sur les traces de Christophe Colomb, avec une visite à la fois physique dans la citadelle de Corté et l'intelligence artificielle avec un hologramme qui va... Christophe Colomb va accompagner ses visiteurs et répondre à leurs questions à travers une chasse au trésor. Bon, je dis ça pourquoi? Parce que ce qu'il m'a expliqué, je ne connais pas moins bien la matière que beaucoup d'entre vous, c'est qu'il s'est rendu compte que toutes les données qu'il introduisait étaient récupérées par les GAFA. Puisqu'aujourd'hui, les GAFA ont accès à l'intégralité des données. Ils s'en sont rendus compte comment? Leur intelligence artificielle avait produit un artefact. Ils ont identifié l'artefact et ils l'ont retrouvé sur des serveurs d'intelligence artificielle relatifs à la langue corse, sur lesquels, bien sûr, ils n'ont aucune prise et qui sont gérés par des grands opérateurs du secteur. Ça veut dire demain qu'il y a un double problème. Quelle est l'autorité légitime pour alimenter une banque de données, par exemple, sur la langue corse, et comment faire pour qu'elle soit, en quelque sorte, protégée, y compris des intrusions qui peuvent être malveillantes, etc., etc. Donc là, il y a ce premier enjeu sur lequel il faut réfléchir. Le deuxième enjeu, c'est la valorisation. Une fois que nous aurons réussi, si nous le souhaitons, à mobiliser l'intelligence artificielle pour nous aider à constituer une base quasi infinie de données dans tous les domaines de la langue, de la culture, de l'histoire, du patrimoine de la Corse, comment faisons-nous pour la sécuriser? Là, c'est un débat à la fois éthique, juridique et politique. Considère-t-on que ce type de données relève d'un bien commun? Vous vous doutez que nous considérons que oui, et qu'il ne faut pas que ce type de données soit demain capté ou détourné à des fins mercantiles par des opérateurs qui sont uniquement mus par une logique demain de rentabilité économique, une logique capitalistique ou autre, par exemple d'appauvrissement ou de normalisation de la langue. Mais une fois qu'on a dit ça, se pose immédiatement la question, qui est légitime? Au-delà de la question technique, comment sécurise-t-on? Qui est légitime pour être le gardien de ce coffre-fort des données de l'intelligence artificielle? Et ça, ce sont des abîmes insoupçonnés de réflexion à mener de façon collective. Et même chose pour la valorisation. Alors, il y aura des valorisations privatives avec des opérateurs économiques, agiles, qui vont, à partir de l'intelligence artificielle, inventer des produits qui vont être des produits touristiques, des produits patrimoniaux, des produits culturels, etc., etc. Comment faisons-nous, nous, institutions publiques, pour valoriser, par exemple, ces éléments de culture, de langue, de patrimoine, dans une logique d'utilité publique et d'intérêt général? Comment l'intègre-t-on dans le champ du système éducatif global? Comment le maîtrise-t-on? Comment construisons-nous des garanties juridiques, éthiques, pédagogiques? Donc c'est un champ quasi inépuisable de réflexion, et modestement, à travers le travail qui a été produit et qui est en voie de finalisation par les services de la collectivité de Corse, il y aura un rapport qui proposera à l'Assemblée de Corse de réfléchir autour de ces notions et sans doute de commencer à prendre des décisions, notamment, et je le dis, Julien Paoli n'est pas là, mais il aura l'occasion de l'exposer demain, je le dis peut-être un peu avant lui, et j'espère qu'il m'en excusera, nous, on a engagé la révision du PADUC, vous le savez. On a beaucoup dit qu'il y avait un certain nombre d'enjeux qui n'avaient pas été totalement identifiés, et pour cause en 2015. Les enjeux liés à l'intelligence artificielle, par définition, en 2015, on ne pouvait pas y penser. Et nous, on est assez favorables, mais ça fera partie du travail à mener en commun, à ce qu'il y ait
par exemple, parmi les nouvelles orientations stratégiques, ou une orientation stratégique qui en regroupe et qui en recoupe certaines du document actuel, une orientation stratégique autour de la notion de bien commun. Qu'est-ce que l'Assemblée de Corse, le Conseil exécutif, donc la collectivité de Corse, institution qui a en charge la défense des intérêts matériels et moraux de la Corse et du peuple corse, qu'est-ce que notre institution veut considérer comme bien commun, et dès lors qu'un bien est un bien commun, comment organise-t-on sa protection, sa transmission et sa valorisation? Ça vaut pour l'eau, ça vaut pour la terre, ça vaut aussi, à notre avis, pour des données venues du numérique ou de l'intelligence artificielle, et la liste n'est pas exhaustive. Ringraziabi. Donc, il y a un avis du CESEC. Le CESEC salue la réalisation de l'opération Digital Factory in Paese et prend acte de la transmission au rapport d'information la concernant. Il souligne l'attention particulière portée dans ce rapport et la qualité de la graphie des toponymes. Donc, qual est qui vuole intervenire? Oui, Madame Cognetti. Merci. Écoutez, moi je veux saluer ce qui a été fait, puisque au sein de la communauté des communes de Pasquale-Eba, nous avons pu le mettre en place sur la commune de Calagouche, et toutes les écoles du territoire étaient venues, y compris une population âgée, et c'était vraiment un dispositif qui s'inscrivait parfaitement dans le développement du numérique, et surtout une réponse adaptée à la population, que ce soit les jeunes ou les personnes âgées. C'est une opération à renouveler, parce qu'une fois ça ne suffit pas. J'espère que nous pourrons mettre en place d'autres dispositifs de ce genre, vraiment au cœur des territoires. Ringraziabi, lascerei domande. Dani. Voilà, moi je crois que c'est un sujet qui est crucial pour l'avenir de notre île. Cette initiative qui a été lancée en décembre 2022, elle s'est bien étendue sur 17 mois et elle a couvert les 17 communautés de communes insulaires. Et son but, c'était vraiment d'accompagner les citoyens dans l'usage du numérique au quotidien, en partenariat avec Corsica Fibre et l'association MAO, qui est un accélérateur d'inclusion numérique et d'innovation. C'est bien plus qu'un simple projet technologique, c'est un engagement fort en faveur de l'inclusion numérique, un moyen de réduire la fracture numérique et de garantir ainsi à chaque citoyen, indépendamment de son âge ou de son lieu de résidence, pour qu'il puisse bénéficier des opportunités offertes par le numérique. Ces ateliers et rencontres organisés dans le cadre de cette opération ont permis de sensibiliser les citoyens aux non et aux risques qu'apporte le numérique. Nous avons déjà pu constater les premiers résultats positifs de cette initiative. Ces journées conviviales organisées autour de l'inclusion numérique ont rencontré, je crois, un franc succès avec un nombre de participants important, avec des ateliers parents-enfants, des initiations à la réalité virtuelle et un accompagnement personnalisé pour une bonne maîtrise des usages numériques. Ces actions concrètes montrent que nous sommes sur la bonne voie pour faire du numérique un véritable levier de développement pour la Corse. Cependant, je crois que notre travail ne doit pas s'arrêter là. Nous devons continuer à soutenir cette initiative et à investir dans les infrastructures de qualité. Le déploiement du réseau de très haut débit est une priorité et nous devons veiller à ce que chaque commune, même la plus reculée, puisse en bénéficier. C'est pourquoi il est important que cette demande de financement des opérations de contrôle et d'audit du réseau de très haut débit de la Corse soit actée au titre du programme Corse FEDER FSE 2021-2027. Moi, je voudrais aussi souligner l'importance de la formation et de l'accompagnement des citoyens. Le numérique évolue rapidement et il est essentiel que nous adaptions nos compétences en conséquence. Les conseillers numériques jouent un rôle ici clé dans cette démarche et nous devons continuer à les soutenir et à renforcer leurs moyens d'action. En conclusion, Digital Factory in Paese, c'est une opportunité unique pour la Corse de se positionner comme une région leader en matière d'inclusion numérique. Ensemble, faisons en sorte que cette initiative soit un succès
et que chaque citoyen puisse pleinement bénéficier des avantages du numérique. Ringraziavi. Ringraziavi, lastre domande, intervenzioni. Romain Colonna. Merci, Monsieur le Président. Je me vois mal intervenir sur ce rapport sans le lier aux autres parce qu'il y a, je crois, aujourd'hui une cohérence totale. Donc, il y a eu des interventions, notamment par Nadine Ivajoni sur chacun des dossiers. Et je voulais, pour ma part, faire une intervention finale sur ce rapport en englobant la problématique qui a été soulevée par les autres rapports. Moi, je crois que ce qu'on a voté depuis tout à l'heure au sujet du numérique, c'est, je l'avais déjà dit dans cet hémicycle, mais une véritable révolution numérique. Et en termes de politique publique, je crois que là, c'est véritablement un sans faute. Il faut féliciter l'exécutif et bien évidemment les services qui ont travaillé avec l'exécutif pour la bonne réalisation de ces dossiers, parce que là, on est en train de voter tout un certain nombre de dossiers qui concourent tous à ce qu'on appelle dans le jargon numérique la souveraineté numérique. Et on passe de quelque chose qui était à l'état de néant, si je puis dire, quasiment, à véritablement au-delà des bases, plus que les bases, plus que les fondations, à la construction réelle d'une souveraineté numérique. Pour la sensibilité politique que je représente à ce micro, c'est tout à fait satisfaisant. Je voudrais rappeler une donnée, on en a déjà parlé dans cet hémicycle, mais qui est importante et qui ne figure pas dans les rapports puisqu'elle est derrière nous, c'est que la collectivité de Corse a investi plusieurs millions pour l'acquisition, dans le cadre du câble sous-marin de l'Ariné, de paires de fibres pour multiplier, je l'ai déjà dit à ce micro, pour multiplier à peu près par 600, 700 le débit, le flux entrant externe qui arrive en Corse. C'est juste énorme. Et non seulement on multiplie par 600 ou 700 l'arrivée du débit, mais en plus on le sécurise à tous les niveaux. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a voté un rapport sur le déploiement de la fibre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et on arrive quasiment à son terme, l'ensemble des foyers de Corse vont pouvoir bénéficier du très haut débit. Donc on a une politique externe d'acquisition de flux et on a une politique interne de redistribution du flux. On a, avec le point court, SIGA, quelque chose d'important, c'est l'identité digitale et numérique. Aujourd'hui, on n'est pas sur du .fr, on n'est pas sur du .com, on n'est pas sur du point je ne sais quoi, on est sur du point court, SIGA, qui correspond à notre identité territoriale et à notre souveraineté numérique. Dany vient d'en parler à la suite de la présentation du rapport par le président de l'exécutif. Le rapport actuel, c'est important ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle l'inclusion numérique. Il y a eu 17 journées en Corse, dans 17 PCI de Corse, pour de la formation, pour de la diffusion et pour réduire la fracture numérique. Donc c'est quelque chose en termes de démocratie numérique et digitale qui est extrêmement important, porté par notre institution. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des exclus permanents du numérique. On a eu des rapports qui déclinent cette stratégie numérique au niveau éducatif, avec notamment le rapport LEIA où pour les établissements, la connexion au très haut débit. Donc là, on a vraiment un tout qui est extrêmement cohérent. Et le président de l'exécutif en a parlé à la fin de son intervention. On a un dernier point qui est en cours d'élaboration, c'est celui du stockage de la donnée. Et notamment pour le numérique, et je sais que les services sont au courant, le stockage de la donnée, et je regarde aussi bien Cafaz en le disant, le stockage de la donnée éducative est aussi important que le stockage de la donnée de santé. Et cette donnée-là, j'ai envie de dire que ça soit celle de la santé à titre individuel et à titre collectif pour les hôpitaux par exemple, ou la donnée éducative à titre collectif et à titre individuel aussi, nous appartient.
Et donc, il faut bien qu'on réfléchisse non seulement aux moyens de diffusion et de formation, mais aussi aux moyens de stockage. La donnée aujourd'hui, et ça a été dit, je le dis avec mes mots, c'est l'or noir du XXIe siècle. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important et on ne peut pas, en tant que nationaliste corse et en tant que collectivité de Corse qui représente les intérêts moraux et matériels du peuple corse, se satisfaire qu'un certain nombre de données soient hébergées ou ailleurs stockées et en possession des GAFA notamment, et ça a été dit par le président de l'exécutif. Donc là, il y a quelque chose d'extrêmement important. Monsieur le Président, vous vous demandiez comment on pouvait stocker cette donnée. Moi, j'ai une petite idée. Vous l'avez cité dans l'un des rapports. Il y a par exemple la CITEC, mais on pourra en reparler. Mais je terminerai dessus. Je le dis en souriant. On a une structure qui aujourd'hui affiche toutes les garanties de beaucoup de data centers ou que beaucoup de data centers nous enviraient. Je veux dire, aujourd'hui, la CITEC, que ce soit en termes de sécurité, en termes de labellisation et en termes de bonne santé financière, affiche toutes les garanties. Alors, bien évidemment, le stockage de la donnée, ça doit faire appel à des marchés publics et tout, donc je ne rentre pas dans ces considérations-là. Mais je termine en disant qu'aujourd'hui, la collectivité de Corse est majoritaire, je vous remercie d'avoir cité la CITEC, est majoritaire au capital d'une structure qui est une structure de pointe, en termes notamment, pas que, mais de data center et de stockage de données. Donc là, je pense que la boucle est bouclée, si je puis dire. Il y a la question de l'intelligence artificielle qui maintenant doit rentrer dans nos considérations. Mais on a vraiment un tout cohérent. Et moi, je voulais très sincèrement vous féliciter parce qu'il n'y a pas une approche qui serait exclusive du numérique ou du digital, mais on a une politique publique qui est au service du peuple corse et on peut tous s'en féliciter. Ringraziabi, lascia domande. No. Consigliere esecutivo, presidente di esecutivo. Ringrazio. Donc c'est un rapport d'information. Donc je vais mettre au voix pour la présidente. Qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour. On est tous pour la présidente. Donc abbiamo finito qui i rapporti. Nanta un numerico e va passare au sociale. Dunque, con rapporto 83, convention pluriannuelle de financement avec la Gerontopole, le Gerontopole di Corsica 2025-2027 e da parola alla consigliera esecutiva. Ringraziavo, Presidente. Cari consigliere, en 2023, en décembre, je présentais à votre Assemblée le projet de création du Gerontopole de Corsica, outil qui est particulièrement innovant pour répondre de manière systémique aux enjeux de prévention du vieillissement. La Corse se devait d'anticiper dans ce domaine et je vous le rappelle, il n'y a encore qu'une dizaine de Gerontopoles en France. Le Gerontopole a pour mission de rassembler et de mettre en réseau au niveau territorial les acteurs du bien vieillir. L'objectif est surtout de disposer d'un outil spécifique à la Corse qui réponde de manière adaptée à nos problématiques, en particulier au regard du développement des maladies chroniques et des besoins en matière de recherche dans ce domaine. Il sera donc complémentaire au projet de création du CHU. Le Gerontopole de Corse a pour ambition de fédérer les acteurs insulaires institutionnels de la recherche, du soin, de la formation et de l'entreprise autour du bien vieillir, d'accompagner l'innovation et la silver economy dans un cadre éthique, d'aider les territoires à s'ajuster à la transition démographique, d'anticiper et d'accompagner la prévention du vieillissement de la population corse. J'insiste sur la prévention du vieillissement parce que quoi qu'on fasse, si on n'anticipe pas sur la prévention du vieillissement et la prévention en santé, il n'y aura jamais suffisamment de médecins et jamais suffisamment d'hôpitaux. À présent, la collectivité de Corse souhaite s'engager à un partenariat pluriannuel avec le Gerontopole sur la période 2025-2027 à hauteur de 125 000 € par an. L'ARS de Corse participe également au financement de la structure
à hauteur de 60 000 € et le budget global est de 256 950 €. Il a également été demandé à la structure de trouver d'autres sources de financement, notamment la CNSA, et de répondre à des appels à projets en émergeant des programmes européens. La collectivité de Corse a aussi souhaité confier 2 missions spécifiques au Gérontopole, piloter la mise en place d'un observatoire du bien vieillir, mettre en place et animer un club des citoyens, afin de mener une réflexion et des actions autour de la citoyenneté des personnes âgées. Ainsi, avec le Gérontopole d'Igourse, nous disposons d'un nouvel outil territorial particulièrement innovant, véritable assemblier au service des politiques publiques du vieillissement. Il vous est donc proposé d'approuver cette convention et d'accompagner l'association. Ringraziavi. Ringraziavi. Dunque c'è un rapporto della Commissione sociale. Presidente. Frédéric. Donc, ce rapport a été présenté par Madame Gianelli Colonne, la directrice de l'action sociale. Madame Evelyne Galogne a souligné l'importance stratégique du Gérontopole en lien direct avec les défis majeurs posés par le vieillissement de la population en Corse, où d'ici 2050, un habitant sur 3 aura plus de 65 ans. Créé en 2023, ce Gérontopole incarne une volonté d'anticipation, de structuration et d'innovation autour de cette transition démographique. Elle a salué la portée de la Convention inscrite dans une démarche de long terme, ainsi que les actions déjà mises en œuvre, lutte contre l'agisme, formation des professionnels, accompagnement des aidants, développement de l'habitat inclusif et de la cyberéconomie, en cohérence avec les politiques déjà engagées par la collectivité. Elle a également insisté sur le caractère innovant du pilotage participatif qui associait les aînés et les associations, soulignant qu'il s'agissait là d'un véritable engagement politique en faveur d'une Corse plus inclusive. Madame Fagne a évoqué à ce titre le Club des citoyens, souvent présenté comme un espace d'expression et de co-construction ouvert aux aînés et aux acteurs associatifs. Madame Gianelli Colonne a explicité qu'il s'agissait bien du club citoyen en cours de mise en place par le Gérontopole. Un appel à candidature avait été lancé afin d'inviter les seniors volontaires à se manifester. Ce club se réunira régulièrement et s'inscrira dans une véritable dynamique de réflexion et de proposition avec une méthodologie qui sera progressivement déployée. Madame Galogne d'Istria a souligné faire également référence au pilotage du Gérontopole qui reposait sur une véritable co-construction avec l'ARS et d'autres partenaires. Ce pilotage se distinguait aussi par sa dimension très participative, ce qui, selon elle, était à la fois pertinent et innovant. S'agissant de l'élargissement à de nouveaux partenaires, Mme Santa Duval a souhaité savoir si des particuliers pouvaient également y être associés ou y participer. Madame Gianelli Colonne a confirmé que cela était tout à fait envisageable. L'association le prévoyait et devait le formuler dans le cadre de son règlement intérieur. Pour l'instant, il était vrai que seule une petite part de financement a été prévue via les adhésions et les contributions citoyennes. Cependant, l'équipe de Gérontopole envisageait également de lancer des recherches de financement auprès d'acteurs publics, mais aussi potentiellement de partenaires privés. L'enjeu étant justement de ne pas reposer uniquement sur des financements publics pour assurer la pérennité de cette structure. En conclusion, Mme Fagne a tenu à souligner que ce projet s'inscrivait pleinement dans le programme de l'Assemblée de Corse, Imbeciae, qui mettait l'accent sur le bien vieillir en Corse. La Commission ne pouvait que soutenir et accompagner le Gérontopole dans cette démarche. La Commission a émis un avis favorable avec une non-participation des groupes Avancem, Unsofeno et Corinne Front. Je vous remercie, Monsieur le Président. Il y a un rapport de la Commission des finances. Donc, avis favorable de la Commission des finances, avec non-participation du groupe Unsofeno, Corinne Front et absence du groupe Avancem. Il y a un avis du CESEC. Donc, le CESEC a émis un avis favorable au rapport de Monsieur le Président du Conseil exécutif. Donc, j'ouvre le débat. Est-ce qu'il y a des interventions? Frédéric Dansard. Merci, Monsieur le Président. Madame la conseillère exécutive, le rapport qui nous est présenté aujourd'hui s'inscrit dans une dynamique essentielle pour l'avenir de notre territoire. Celle d'un vieillissement démographique, à la fois accéléré, massif et profondément structurant pour nos politiques publiques. D'ores et déjà, près d'un tiers de la population corse a plus de 60 ans et nous savons qu'à l'horizon 2030, ce sont plus de 128 000 personnes qui seront concernées, soit
35% de notre population. Ce constat, au-delà de la statistique, est un appel à l'action. Et c'est bien dans cette optique que la collectivité de Corse a décidé de structurer une réponse territoriale ambitieuse en accompagnant la montée en puissance du Gérontopole di Corsica. Créé en 2023 à l'initiative de la collectivité, le Gérontopole est aujourd'hui plus qu'un centre de ressources. C'est un véritable réseau d'intelligence collective qui fédère des acteurs publics, scientifiques, économiques et citoyens autour d'une ambition commune, celle du bien vieillir en Corse. Je souhaite saluer ici le travail des gens engagés, tant dans le diagnostic territorial que dans la mise en œuvre d'initiatives concrètes, prévention, santé mentale, innovation technologique, transformation des pratiques professionnelles ou encore accompagnement des territoires. Mais je voudrais insister sur un axe stratégique qui doit désormais être pleinement structuré à l'échelle de notre île, celui du développement d'une véritable silver economy corse. Le vieillissement de la population, bien que porteur de défis, est aussi une opportunité de création d'activités économiques non délocalisables liées à la santé, à l'habitat, aux mobilités adaptées, aux services à domicile, au numérique. Une opportunité aussi de valoriser les compétences locales, d'innover et de soutenir l'emploi, en particulier dans nos zones rurales où les besoins sont importants et où les réponses peuvent générer une dynamique positive pour les territoires. Le Gérontopole a engagé une première structuration de cette filière à travers la création d'un club des entreprises de la silver economy en lien avec l'ADEC, l'Université de Corse et plusieurs partenaires de terrain. Il faut désormais aller plus loin, formaliser une stratégie territoriale de la silver economy pour la Corse en s'appuyant sur les acteurs existants avec des outils de soutien à l'entrepreneuriat, des appels à projets, un accompagnement de l'innovation sociale et technologique, des formations communes. La silver economy, ce n'est pas un secteur à part, c'est un levier transversal de notre développement économique, social et territorial. C'est aussi une manière concrète de lutter contre l'agisme en changeant le regard sur l'âge et en faisant du vieillissement non un repli, mais un vecteur de lien social, de dignité et de création collective. Le Gérontopole doit devenir à la fois le centre de gravité et le moteur opérationnel de cette ambition. Je souhaite que la collectivité de Corse accompagne activement cette structuration en mobilisant les outils économiques à sa disposition, en coordonnant les acteurs publics et privés et en favorisant l'émergence de projets pilotes dans nos territoires. Je dirais pour conclure que ce rapport et la convention qui l'accompagne ne sont pas un simple soutien financier. Ils constituent un investissement stratégique, une réponse à une urgence sociale, mais aussi un pari sur l'avenir d'un territoire qui choisit de faire du bien vieillir un marqueur important de notre projet de société. Vous l'aurez bien compris, Madame la conseillère exécutive, le groupe FAPO votera favorablement ce rapport afin de poursuivre ensemble cette ambition collective. Vi ringrazio. Ringraziamo. D'autres interventions? Oui, Cathy Cognetti. Merci Madame la Présidente. Alors, le vieillissement de la population constitue une tendance lourde qui marquera les prochaines décennies. On avait accompagné le lancement de cette initiative et nous sommes contents du résultat. L'association est structurée autour de 6 orientations: sensibilisation, prévention, transformation des pratiques, silver economy, territoire, recherche et innovation. L'association anime à la demande de la CDC l'Observatoire du bien vieillir dans le but de réaliser un diagnostic territorial, d'où la présente convention pluriannuelle qui prévoit un versement d'une subvention de 375 000 € sur la période 100 000 € en 2025, 125 en 2026 et 2027 et 25 000 en 2028. Nos interrogations formulées en commission des finances par mon collègue Georges Mel ont vite trouvé une réponse par les services qui nous ont rassurés sur le plan de financement et la participation de l'ARS. Sans compter que d'autres pistes sont envisagées, celle des fonds européens et le positionnement sur les appels à projets que l'association travaille avec l'ADEC. Nous devons
avoir une approche prudente en termes d'emploi pour éviter que la CDC ne soit contrainte d'augmenter sa contribution. L'élu du rural que je suis, investi auprès de nos aînés, c'est l'expérience que la tendance haussière annoncée en termes de vieillissement de la population insulaire touchera davantage l'intérieur de l'île et nos villages. Il nous faut donc anticiper et mettre en place des mesures concrètes. Le déséquilibre d'encadrement médical va se creuser. Ce gérontopole doit être une vigie pour le bien vieillir. Sa montée en visibilité et son rôle doivent être confirmés. Ça doit, par exemple, être un partenaire de l'ARS lors des rencontres territoriales en santé. Je vois qu'il y a un événement le 29 avril sur Ajaccio, donc un temps fort pour les personnes âgées et la prévention. Nos aînés étant de plus en plus fragiles et exposés à toute forme de pathologie, le gérontopole doit être informé et associé à tout ce qui touche le maillage médical ainsi que l'infrastructurel de type EHPAD. Mais je voudrais sensibiliser aussi, et je sais qu'il y sera sensible, la conseillère en charge de ce dossier. Il y a urgence aussi dans d'autres domaines. Je pense notamment à l'actualité, au service chirurgie gynécologique au centre hospitalier de Bastia. Et nous avons été destinataires d'un courrier, notamment concernant la chirurgie mammaire. En résumé, l'hôpital de Bastia est le seul à disposer d'un agrément pour la chirurgie du cancer du sein organisé autour de 3 praticiens, dont une personne a été informée le 1er avril dernier qu'elle n'était pas renouvelée par l'administration hospitalière. Et apparemment, il n'y aurait pas d'explication valable. 2 autres chirurgiens menacent désormais de se démettre de cette décision, si cette décision devrait se confirmer, actant la fin de la chirurgie mammaire à Bastia, alors que c'est le premier cancer diagnostiqué dans l'île et qui touche bon nombre de seniors aussi. Alors, pour participer à toutes ces décisions, pour avoir une voix qui porte, pourquoi ne pas envisager aussi que le gérontopole ou qu'il y ait un siège sans même voix délibérative à l'ARS ou au conseiller de l'administration des hôpitaux. Dans un contexte de pénurie médicale, il est illusoire de croire qu'une équipe puisse être reconstituée rapidement, notamment au sein du centre hospitalier. Il est important que notre collectivité se mobilise et puisse préserver l'offre de soins publics pour que toutes les femmes, sans oublier les difficultés que connaît le centre hospitalier. Et je sais, Madame la conseillère, que vous serez vigilante pour ce dossier qui touche aussi la Corse et les femmes. Je vous remercie. La ringrazio e Piergiong. Vi ringrazio, signor Presidente. A testimoniare come Presidente di un associo che gestisce una casa d'accolta di persone anziane di Gentuletti con 100 impiegati e voglio dire che ha preso in carica oggi non è più quella di 30 anni fa e non è più quella da 20 anni. E per questo è importantissimo per gente come noi da avere su Gerontopole che riflette la trasformazione delle case accolta e di mestieri, perché è assai difficile da avere gente qualificata e spero che su Gerontopole potremo avere gente veramente di prima trinca per curare i nostri anziani. Vi ringrazio. La ringrazio, altre domande? No, ma la consigliera. Ringraziavi. Allora, per rispondere prima a Frédéric Dansard et à Cathy Cognette, bon, oui, effectivement, le gérontopole d'importance, puisqu'on est dans l'anticipation, là aussi, hein, il faut vraiment prévoir. Il faut, puisque la population vieillit déjà en Corse, on est déjà presque à une inversion des courbes. Sur la Corse, en tout cas, il y a plus de personnes âgées de 60 ans que de jeunes de l'âge de 15 ans. Donc, il faut faire du vieillissement de la population un atout et non pas un handicap. C'est bien ça le but du gérontopole, de pouvoir agréger toutes les volontés. Et c'est pour ça qu'aussi Frédéric a employé le terme d'agisme, mais c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on rejette la personne âgée, puisqu'au contraire, il faut que l'on en fasse un atout. Et je crois qu'un des atouts importants,
je me tourne vers Jean-Christophe Angelini aussi, parce qu'on avait déjà parlé quand il était à l'ADEC, c'est la Silver Eco, et que vraiment, cette fois-ci, il faut qu'on y aille ces années à venir. On a déjà commencé à travailler avec certaines entreprises. Vous parliez du Centre Corse, Cathy, c'est un atout énorme. Par exemple, je pense à la rénovation de maisons anciennes, je pense non seulement à la rénovation, mais à l'adaptation de l'habitat pour la personne âgée, puisqu'on le sait, il y a des contraintes quand même malgré tout. Si on veut qu'ils vivent en meilleure forme, et plus, vous savez que la chute chez la personne âgée, c'est une des causes les plus importantes de décès, que ce soit à très court terme ou au moyen terme ou à long terme. Il faut vraiment que l'on arrive à adapter ces logements et faire que nos artisans, notamment du Centre Corse, puissent travailler. Pour répondre à votre question sur l'hôpital, oui, je suis au courant. Juste avant de redescendre, d'ailleurs, j'étais en communication avec un des directeurs. C'est un problème interne à l'hôpital. La personne dont vous parliez travaille en même temps sur le privé. Et donc, je pense que dans les hôpitaux, il y a encore des difficultés pour pouvoir articuler les deux activités publiques et privées. Mais je pense que ça va, j'espère en tout cas que ça va se régler et que la chirurgie, puisque c'est une spécialiste de la cancéro-mammaire, effectivement, de la cancérologie du sein, et que seul l'hôpital de Bastia a la compétence, il faut absolument que l'on arrive à régler ce problème. Mais je pense qu'on devrait y arriver. Arin Graziav. Arin Graziav, donc je vais mettre au voie ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Unanimité. Arin Graziav, on peut passer au rapport 91 sur le plan de soutien à l'investissement des établissements et services du médico-social 2022-2026, bilan et évolution du dispositif. Eda Barol. Arin Graziav, Monsieur le Président. Donc, l'objet de ce rapport est d'une part de vous présenter un bilan du plan de soutien à l'investissement, le PSI, et d'autre part d'adopter des modifications qui nous permettront d'aller plus loin dans l'accompagnement des établissements médicaux, sociaux et sociaux. Je le rappelle, c'est un choix ambitieux et inédit que nous avons fait d'intervenir en investissement pour l'amélioration du cadre de vie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. En effet, à notre arrivée aux responsabilités, nous avons fait le constat des besoins énormes de réhabilitation et de modernisation de l'ensemble du parc des établissements médico-sociaux en Corse, jusqu'alors de la compétence des conseils départementaux. Ce type de soutien en investissement n'avait jamais été proposé auparavant. Quelques améliorations avaient été apportées au cours des dernières 30 années, mais très peu, et c'était vraiment resté à la marge. Cet effort financier démontre la volonté du Conseil exécutif de Corse de mener une véritable politique de rattrapage partout en Corse. Ce plan proposait de mobiliser 15 millions d'euros pour la période 2022-2026 pour la modernisation de ces structures. Alors, je peux vous dire que le PSI, comme nous le supposions, a répondu de manière efficace dans sa mise en œuvre aux besoins des établissements et services médico-sociaux. À ce jour, moins de 3 ans après le vote, son taux d'engagement est de 90%. Près de 14 millions sont individualisés, 48 dossiers instruits. Parmi ces 14 millions d'euros, 8 millions d'euros sont dédiés, je tiens ici à le rappeler, à la relocalisation de l'EHPAD de Génie sur le site du nouvel hôpital d'Ayach au Sillette. Nous avions axé nos priorités autour des investissements suivants: la réhabilitation architecturale et bâtimentaire avec la possibilité d'éligibilité des frais d'ingénierie, le numérique, les équipements divers nécessaires au fonctionnement et permettant d'améliorer les conditions de prise en charge et ou les conditions de travail des salariés. Vous avez la liste complète des projets qui sont annexés dans le rapport. Il est également rappelé que ce plan a permis d'accompagner la transformation de l'offre rendue nécessaire par l'augmentation des maladies neurodégénératives, par la création d'unités de vie adaptées au sein de nos EHPAD. Et c'est une demande forte des EHPAD actuellement. Je souhaite aussi revenir sur le fait que cet outil s'est articulé avec des financements complémentaires, de l'ARS bien sûr, mais aussi avec le travail d'accompagnement des projets menés en transversalité par les services. Nous avons par exemple mobilisé le comité de massif ou le règlement des interventions de la DGA sociale. Cela a permis de minimiser l'impact sur le prix de journée pour les bénéficiaires, c'est-à-dire presque sans coût supplémentaire pour les usagers et leurs familles. Cette démarche de maîtrise des coûts est d'ailleurs complétée dans notre travail au quotidien avec les établissements, notamment lors de la tarification par une demande d'optimisation et de rationalisation du fonctionnement, et ce, afin de limiter les envols budgétaires. C'est une politique publique qui est concrète pour les bénéficiaires, pour leurs familles et pour les salariés. Ils voient leur cadre de vie au travail se transformer ou s'améliorer.
La qualité de la prise en charge doit être améliorée encore et répondre à notre objectif de transformation de l'offre. Alors, quelles sont maintenant les perspectives? 2 projets pour être représentés au Conseil exécutif prochainement. La relocalisation sur le site de la Miséricorde à Ayach du foyer d'hébergement Casatoy, porté par la DAPI dans le Poumont. Le foyer d'accueil médicalisé de Goigne vers le site de Bigou, à proximité de l'EHPAD de Jeanne d'Arc. Ça reste encore un projet à améliorer. Des projets ambitieux portés par des établissements publics ont également sollicité une participation qui, pour l'instant, sont mobilisés à hauteur de 20 millions d'euros. Ça va être la relocalisation de Corti-Tato sur la ville de Corti, la reconstruction de l'EHPAD et de l'USLD, l'unité donc de soins de longue durée dans le cadre du projet global de la reconstruction du centre hospitalier de Bastille. Compte tenu des montants et comme pour la relocalisation de l'EHPAD Eugénie Ayach, il sera proposé à votre Assemblée une autorisation de programme spécifique pour ces projets en fonction des crédits alloués lors des différentes étapes budgétaires de notre collectivité. Nous souhaitons également, dans le cadre du règlement du PSI, permettre une évolution en permettant de garantir des emprunts sur le modèle de ce que nous faisons déjà sur les projets de construction des bailleurs sociaux. Elle constitue une aide économique indirecte pour les porteurs de projets, permet de mobiliser plus facilement des financements. Une proposition de modification du règlement est donc annexée à ce rapport. En conclusion, je dirais que ce rapport est une illustration concrète de la politique d'Invita Bay que nous portons. Il démontre l'engagement fort en direction de nos anciens et des personnes en situation de handicap, mais aussi pour les familles qui les accompagnent et les salariés. Les montants consacrés sont conséquents, mais les besoins sont encore plus importants, nous le constatons. Ringraziavi. Ringraziavi. Donc, il y a un rapport de la commission sociale. Merci, Monsieur le Président. Juste l'avis. Hein, Juste l'avis. Oui. Très bien, pas de souci. Donc, la Commission a émis un avis favorable avec une non-participation des groupes Avancem, Moussofuno et Corinne Front. Merci. Donc, il y a un rapport de la Commission des finances. Avis favorable de la Commission des finances, non-participation des groupes Avancem, Moussofuno et Corinne Front. Il y a un avis du CESEC. Le CESEC prend acte de la communication du rapport relatif au bilan et aux évolutions du PSI des ESMS. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Evelyne, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la conseillère exécutive, le rapport qui nous est présenté aujourd'hui met en lumière un enjeu fondamental pour notre territoire, celui de l'adaptation et de la modernisation de notre offre médico-sociale. Dans une Corse où, comme vous l'avez dit, le vieillissement de la population s'accélère fortement, avec une augmentation de 58% des plus de 75 ans d'ici 2030, il nous appartient d'anticiper, de structurer et d'agir. C'est tout le sens du plan de soutien à l'investissement lancé en 2022 et doté de 15 millions d'euros sur les fonds propres de la collectivité de Corse. En 3 ans à peine, ce plan a permis d'accompagner 48 projets structurants sur l'ensemble de l'île. Des projets allant de la réhabilitation de bâtiments vétustes à l'équipement numérique, en passant par l'adaptation des lieux de vie et la modernisation des outils de travail. Je veux saluer ici la qualité du travail mené par les services en lien avec l'ARS et l'articulation mise en œuvre avec d'autres dispositifs comme le comité de massif ou le règlement des interventions médico-sociales qui ont permis des avancées très concrètes. Des établissements ont été rénovés à Corti, in Ayach, in San Fiorenzo et anche in Portivecchio. Ces rénovations ont permis la création de chambres individuelles, d'unités spécialisées pour les troubles cognitifs et l'intégration d'équipements modernes. Dans le champ du handicap, qui nous est cher quand même, la masse de Tatone, l'IME2 ou encore la femme de Fontanelle ont bénéficié de réhabilitation qui améliore à la fois l'accueil des personnes et les conditions de travail du personnel. Ce plan a aussi permis de corriger les inégalités territoriales en soutenant des structures dans les zones rurales comme dans les pôles urbains. Il a renforcé l'équilibre Haute-Corse, Corse du Sud, tout en habilitant davantage de places à l'aide sociale pour que l'accès aux services soit égal pour tous. Sur le plan numérique, grâce au Ségur, plus de 3 millions d'euros ont été investis. Les établissements aujourd'hui sont mieux équipés, les données médicales sont sécurisées, les parcours de soins mieux coordonnés. Nous pouvons donc nous féliciter des évolutions récentes du règlement encadrant le PSI, avec notamment l'introduction de garanties d'emprunt.
Cet outil apporte de la souplesse aux porteurs de projets tout en garantissant un cadre de gestion serein et maîtrisé. Cependant, ce plan n'est ni une fin en soi ni une réponse unique. Il s'inscrit dans une stratégie plus large qui fait du maintien à domicile une priorité, qui soutient l'habitat inclusif en misant sur une offre souple et adaptée du parcours de vie. L'autonomie ne se pose pas en silo, elle est un continuum de solutions allant de l'aide à domicile jusqu'à l'accueil en établissement, en passant par toutes les formes intermédiaires que nous devons encourager. Le projet de relocalisation du FAM de Gouagne ou à Vigo illustre cette dynamique, celle d'un territoire solidaire, attentif à toutes les vulnérabilités, capable de garantir un accueil de qualité partout et pour tous. Donc nous soutenons ce plan pleinement, ce plan d'investissement, car il est un levier précieux pour bâtir une Corse plus inclusive, plus juste et plus humaine. Arim Rajabi, lascerei domande? No. Madame Goussière. Arim Rajabi et Madame Gallone, et oui, effectivement, c'est un plan qui est extrêmement important, qui n'est pas terminé, hein, puisqu'il nous reste quand même pas mal d'établissements, je me tourne vers Pierre Jong notamment, qui ont besoin d'amélioration, de rénovation bâtimentaire ou de rénovation énergétique. Mais nous avons déjà pas mal de projets sur la table. Arin Graziavi. Arin Graziavi, donc je vais mettre au voie ce rapport. Qui est contre? Président, Pierre Jong, pardon. Je dois préciser que je ne peux pas voter en tant que gestionnaire d'EHPAD. Très bien. Donc Pierre Jong se déporte. Donc je mets au voie le rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Unanimité, sauf Pierre Jong qui s'est déporté. Arin Graziavi, donc on peut passer au rapport numéro 103, qui est l'approbation de la demande de financement FSE relative aux accompagnements renforcés d'une part des bénéficiaires du RSA et d'autre part des mineurs non accompagnés et jeunes majeurs. Arreda Barola. Arin Graziavi, bonjour Présidente. Ce rapport s'inscrit vraiment dans notre lutte contre la précarité. Il concerne la mobilisation des fonds européens au titre du Fonds social européen, le FSE, par l'insertion sociale et professionnelle des publics en situation de fragilité sociale qui sont accompagnés par la collectivité de Corse. Donc ça concerne les bénéficiaires du RSA et les mineurs non accompagnés, les MNA, qui, je vous le rappelle, sont confiés et qui sont sous l'autorité du président de l'exécutif. C'est une proposition de nouvelles recettes dans le champ des politiques sociales au bénéfice de nos publics les plus fragiles que je porte devant vous. Pour l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, au titre du FSE, nous sollicitons des financements européens pour l'accompagnement de publics spécifiques, à savoir des travailleurs non salariés, comme les auto-entrepreneurs, qui ne génèrent pas assez de ressources pour satisfaire leurs besoins primaires. Ils ont un emploi précaire et ne leur permet pas une sortie positive du dispositif RSA. Les bénéficiaires de contrats aidés au sein d'associations ou de communes. Nous avons constaté que ces profils multiplient aussi les difficultés périphériques à l'insertion, tels que le logement, la mobilité, les formations. Ils sont identifiés comme prioritaires dans notre pacte territorial d'insertion qui a été voté par notre Assemblée en avril 2024. L'objectif est donc de travailler avec eux au moyen d'un accompagnement. Aussi, la collectivité de Corse sollicite pour la période 2025-2029 le financement de 7 équivalents temps plein qui sont des agents déjà en poste. Il n'y a donc pas de recrutement, ainsi que des frais indirects qui sont liés à la mise en œuvre de cette approche. Le montant est d'1 310 400 €, qui correspondent à 70% du coût total de cet accompagnement. Ce sont donc des recettes qui s'inscrivent bien évidemment dans une logique de réduction de la précarité. Le second volet de ce rapport concerne le public spécifique des mineurs non accompagnés et des jeunes majeurs. Ce sont des enfants étrangers, isolés, qui se trouvent sur le sol français, privés de leur famille et qui sont confiés à notre collectivité au titre de sa mission de protection de l'enfance. Le nombre de MNA confiés à chaque collectivité en charge de cette mission est déterminé par une clé de répartition nationale qui est calculée annuellement par le ministère de la Justice. Nous n'avons aucunement le choix sur la clé de répartition. Aujourd'hui, la collectivité de Corse prend en charge 228 MNA et ex-MNA qui sont devenus donc des jeunes majeurs. 160 sont sur le continent, mais nous finançons leur place. 68 en Corse.
Nous constatons, au vu du contexte international, que le nombre de MNA en file active est en augmentation régulière. Je vous rappelle que ce sont souvent des jeunes qui arrivent de zones de conflit ou dans des territoires qui ont des parcours vraiment de très grande précarité et fragilité. Ces jeunes qui ont 16-17 ans nous sont confiés. Un accompagnement spécifique est donc nécessaire pour les accompagner vers l'autonomie. À leur majorité, ils sont confiés à l'ASE, y compris les MENA. S'ils souhaitent être suivis par nos services, ils peuvent le faire jusqu'à l'âge de 21 ans. Il n'y a pas de sortie sèche du dispositif de prise en charge par notre collectivité. Parce que souvent, on a vu que certaines collectivités, à 18 ans, les laissent libres de partir et bien souvent, malheureusement, on les retrouve dans la rue. Un mineur sur 4 qui sort de l'ASE est compté parmi les grands précaires. Il bénéficie aussi d'un accompagnement approprié en matière d'éducation, d'accès aux droits sociaux, de culture, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources, comme la plupart des jeunes peuvent en bénéficier de la part de leurs parents. Cet accompagnement permet donc de prévenir les risques liés à leur situation de fragilité, mais aussi de faciliter leur insertion sociale. Pour assurer une prise en charge la plus efficiente possible, nous avons mis en place au sein de la direction de la protection de l'enfance un bureau dédié aux MNA ou aux jeunes majeurs. Je tiens à souligner les moyens importants que nous avons mobilisés dans le domaine de la protection de l'enfance, qui est un sujet majeur et vous avez pu suivre l'actualité ces dernières semaines. Pour répondre aux enjeux et couvrir les besoins dans ce domaine, entre 2023 et 2024, nous avons augmenté de 30% le budget consacré à l'aide sociale à l'enfance. Aussi, la collectivité souhaite la prise en charge par les fonds européens pour la période 2025-2029 pour mener cette mission de 8 équivalents temps plein, ainsi que la prise en charge de 2 renforts ETP en 2025, puis en 2026, et la prise en compte de freins indirects, soit 2 226 000 € pour la période 2025-2029. C'est la proposition que nous ferons à l'autorité de gestion, au comité de programmation, au regard des disponibilités budgétaires du PE-FEDER et PFSE. Vous en conviendrez, au regard des enjeux prioritaires d'insertion et d'accompagnement, nous en fassions une priorité. Arin Raziavi. Arin Raziavi. Donc, il y a un rapport de la commission sociale. Je vous donne l'avis simplement, Monsieur le Président. Alors, un avis favorable avec une non-participation des groupes Awansem, Oussoufluno et Corinne Front. Arin Raziavi. Merci, Signor Présidente. Alors, comme l'a souligné ce matin la conseillère exécutive et comme vous venez aussi de le dire encore, Madame Bianca Fadzi, ce matin vous avez répondu à la question orale de notre collègue Pierre-Paul. La collectivité de Corse, elle est engagée depuis plusieurs années dans l'insertion sociale et professionnelle des publics en difficulté. Alors, je vais concentrer mes propos sur les bénéficiaires du revenu de solidarité active, tandis que ma collègue Françoise Campagne abordera la situation des mineurs non accompagnés. Alors, notre engagement, il est à la fois social, économique et humain. Alors aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé de FSE, mais le recours au Fonds social européen Plus est une nécessité budgétaire et un choix stratégique. En effet, le RSA doit être vu comme une étape transitoire vers une insertion durable et non comme une fin en soi. Il est aussi crucial de dépasser des discours qu'on peut avoir qui sont parfois stigmatisants. Les bénéficiaires, souvent, ont des parcours cabossés et rencontrent des obstacles. Alors, on les nomme freins, mais souvent, ce sont des freins qui sont cumulés, tels que l'isolement, des troubles psychiques, la précarité éducative ou numérique, des ruptures familiales, ce qui peut entraîner un sentiment de relégation et de perte de confiance. Alors, notre responsabilité, elle est de répondre à ces défis avec une stratégie, certes bienveillante, mais aussi exigeante, qui est fondée sur un accompagnement personnalisé et respectueux. Le contrat d'insertion, il incarne un engagement réciproque entre la personne accompagnée de la collectivité et il s'agit de construire un parcours vers l'autonomie avec des professionnels formés et des dispositifs adaptés. Alors, soutenir ce rapport, c'est affirmer que personne n'est condamné à l'exclusion et que chacun mérite une seconde chance. C'est aussi croire que l'action publique
bien ciblée et pensée sur le long terme, peut changer les trajectoires de vie. Enfin, la précarité, elle pèse lourdement sur nos finances, nous l'avons souvent évoqué dans l'hémicycle. Et la gestion du RSA impacte notre budget chaque année. Avec l'accroissement démographique, une part importante des nouveaux arrivants est en grande vulnérabilité. Et si, justement, nous ne renforçons pas tous les leviers de sortie de la précarité, cette situation deviendra de plus en plus complexe. Alors, en votant ce rapport, nous faisons le choix de la responsabilité, de la solidarité et de l'efficacité sur le long terme. Il s'agit d'agir pour ceux qui en ont besoin et préserver la cohésion sociale et l'équilibre financier de notre territoire. A ringraziare. A ringraziare, lascia domande. No, ma consigliere esecutiva. Ah non, mais il y avait Françoise qui devait parler, non? Ah. Merci. Ah, c'era Françoise qui voulait parler. Je vous en prie, excusez-moi, madame. Vous avez la parole. Non, c'était... Merci, Monsieur le Président. C'était juste pour rappeler quelques vérités fondamentales sur un sujet souvent caricaturé et instrumentalisé, la prise en charge des mineurs non accompagnés, que l'on appelle communément les MNA. Contrairement à ce que véhiculent certains discours, il ne s'agit pas d'un choix politique ou d'un élan humanitaire à géométrie variable. La prise en charge des MNA est avant tout une obligation légale. Elle est encadrée par la circulaire Taubira du 31 mai 2013, qui est toujours en vigueur, mais aussi par les tests relatifs à la protection de l'enfance, notamment la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989. Ces jeunes, souvent livrés à eux-mêmes, sont avant tout des enfants en danger. C'est en tant que tels qu'ils doivent être protégés, et cela sans céder à la pression de discours qui cherchent à opposer la solidarité à la sécurité ou à la compassion à la responsabilité. Depuis la loi NOTRe et la fusion des collectivités, nous sommes chefs de file de la protection de l'enfance et nous sommes par conséquent tenus d'assurer leur accueil, leur évaluation, leur mise à l'abri et leur accompagnement. C'est une obligation réglementaire, mais aussi un devoir d'humanité. Il ne s'agit pas de nier les difficultés ni les tensions réelles que cette mission fait peser sur nos services et nos finances, mais il s'agit d'y répondre avec rigueur, méthode et surtout avec dignité. La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants renforce les exigences qui pèsent sur nos dispositifs, qualité de l'accueil, continuité de l'accompagnement, préparation à l'autonomie. Elle impose aussi une coordination accrue entre les services de l'État, les acteurs associatifs et les autres collectivités. C'est dans cet esprit que nous devons agir, en consolidant les dispositifs existants, en valorisant les professionnels de terrain et en garantissant une prise en charge efficiente et encadrée, loin des polémiques et des raccourcis. Nous assumons pleinement nos responsabilités, nous les assumons avec sérieux, avec humanité et dans le respect du droit. Et nous les assumons malgré les critiques souvent démagogiques portées par les extrêmes qui cherchent à diviser, à opposer les publics, à caricaturer l'action. Mais ce que nous ne pouvons plus accepter, c'est que l'État, garant de l'intérêt général, se décharge toujours un peu plus sans assumer les moyens. A ringraziare. A ringraziare, ma consigliere esecutiva la parola. Ringrazia, Ringrazia, Muriel et Françoise. Bon, tout a été dit. Hein. C'est vrai que dans une société solidaire et inclusive, je n'ai rien à rajouter aux propos notamment de Françoise, parce que les excès de démagogie et de populisme ne sont pas très intéressants en fait. Et je crois qu'il faut mieux avoir plus de solidarité envers tout le monde. Ringrazia. Ringrazia, dunque Mauda sto rapporto. Qual è che è contro, qual è chi si astiene, qual è che partecipa amica, qual è chi vota a favore. A ringraziarvi dunque, e ma basta un rapporto 104 e sarà l'ultimo per stasera. Ah, tout le monde est content. Ringrazia dunque, ringrazia voce Presidente. Rapport d'exécution du contrat de prévention et de protection de l'enfance liant la collectivité de Corse et l'État sur 2023. Vous avez la parole. Ringrazia voce Presidente.
Alors celui-ci aussi rentre dans le cadre de la précarité des politiques sociales du Conseil exécutif. Il s'agit d'un point d'étape qui concerne les politiques que nous menons en faveur de l'enfance, de la petite enfance très exactement. C'est une de nos priorités, vous le savez. Pour répondre à cet enjeu sociétal, nous développons depuis plusieurs années une politique de prévention. Vous l'aurez remarqué, j'emploie à dessein le terme prévention et dans beaucoup de domaines parce que c'est vraiment, je pense, la base et le plus important si nous voulons avoir des sociétés qui soient plus faciles peut-être et avec moins de problèmes, y compris au point de vue financier, avec moins de charges. Nous tenons également à accompagner la parentalité. En opportunité, nous avons donc conventionné avec l'État dès 2020 afin de bénéficier de recettes complémentaires et de développer des formes d'intervention innovantes dans le domaine de la PMI et de la protection de l'enfance. Entre 2020 et 2024, les budgets mobilisés par la collectivité corse hors ressources humaines dans ces secteurs ont augmenté. Le budget de la PMI a augmenté de 131%, qui correspond à une augmentation des interventions. Quant au budget de l'aide sociale à l'enfance, il augmente de 58% sur cette période. En 2023, la convention a été exécutée à hauteur de 123%, soit 567 670 €, financée aux 2 tiers par la collectivité, 1 tiers par l'État. Au-delà des chiffres et des budgets mobilisés, je tiens à revenir sur notre intervention concrète auprès de ces publics. Pour prévenir les fragilités, nous concentrons nos priorités sur les familles les plus précaires, notamment des familles monoparentales, et les 1500 enfants suivis par les services de la protection de l'enfance. Je peux vous indiquer les effets mesurables sur la santé maternelle et infantile et l'accompagnement des familles d'enfants protégés. L'entretien prénatal précoce, examen obligatoire est réalisé par quasiment toutes les femmes enceintes. C'est autour de 100% en 2024. Le bilan de santé en école maternelle, examen obligatoire, est réalisé par la MPMI pour quasiment tous les enfants concernés, soit 93% en 2024. Les consultations infantiles réalisées par la PMI concernent plus d'un quart de la population concernée. Le déploiement par la collectivité de techniciens en intervention sociale et familiale a permis en 2024 une hausse de près de 50% des heures au titre de l'aide sociale à l'enfance pour les familles en difficulté en matière d'exercice de la parentalité, en prévention d'une dégradation de la situation. La place de l'enfant protégé dans l'appropriation et la maîtrise de son parcours a été confortée et élargie. Des impacts à moyen et long terme sont donc attendus en termes de santé, notamment sur la santé mentale des enfants ou des jeunes adultes ayant été accompagnés par l'ASE, de repérage des fragilités familiales, mais aussi d'amélioration de l'exercice de la parentalité des familles accompagnées. Nous avons pu également rouvrir sur des permanences de consultation de PMI sur les communes d'Aguizonach, à Douiskoua, et ouvert une nouvelle permanence à Machinaj. Former à l'amélioration des pratiques de prise en charge de l'enfant au sein des trentaines d'établissements d'accueil du jeune enfant, constituer 3 équipes d'orientation détection de la vulnérabilité périnatale sur les territoires d'Ayache, de l'extrême sud et de la plaine orientale, et développer la pratique pluriprofessionnelle de l'équipe du territoire de Balagne. Créer et animer le comité des jeunes de l'Observatoire corse de la protection de l'enfance. Des actions qui s'inscrivent donc bien évidemment dans la mise en œuvre des politiques sociales et de santé dont nous avons fait de la prévention une priorité, prévention des fragilités dès le plus jeune âge par le repérage et l'accompagnement en proximité. Arin Graziavi. Arin Graziavi, donc rapport de la commission sociale. Avis favorable avec une non-participation des groupes Avancem, Unsofino et Corinne Front. Arin Graziavi. Arin Graziabi, rapport du CESEC. Le CESEC considère que l'ensemble des actions en cours de déploiement sont réellement encourageantes et de bon augure et prend acte de la communication qui lui a été faite concernant l'exécution du contrat de prévention et de protection de l'enfance. Est-ce qu'il y a des interventions? Françoise, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Le rapport d'exécution du contrat de prévention et de protection de l'enfance pour l'année 2023 témoigne, s'il en était encore besoin, de l'engagement de la collectivité de Corse pour notre jeunesse, nos familles et les professionnels de terrain. En 2023, la collectivité a mobilisé près de 400 000 € pour mettre en œuvre les objectifs du contrat signé avec l'État.
Le taux de réalisation atteint 123%, ce qui illustre un engagement total, bien au-delà des seuls objectifs budgétaires, notamment dû aux réalités démographiques de notre île. Chaque année, environ 5000 nouveaux arrivants s'installent en Corse et parmi eux, de nombreuses familles. Cela entraîne une hausse directe et mécanique des besoins en matière de protection de l'enfance, de santé périnatale, de consultation infantile et d'accompagnement social. C'est une pression que nous subissons, que nous ne pouvons ignorer et à laquelle nous devons répondre. Et nous ne nous contentons pas de faire face à l'urgence. Nous préparons l'avenir en structurant durablement l'offre de services. À ce titre, je tiens à souligner que la collectivité est à la pointe en matière de formation des travailleurs sociaux, éducateurs de jeunes enfants, assistants de services sociaux, éducateurs spécialisés. Toutes ces professions, essentielles à la cohésion sociale, bénéficient de notre soutien direct, y compris par la mise en œuvre ou le cofinancement de formations complémentaires. Je veux également rendre un hommage appuyé aux agents de terrain, aux équipes médico-sociales, aux travailleurs sociaux, au personnel de la PMI, de l'ASE, des centres de santé, qui s'engagent chaque jour avec détermination et humanité au plus près des personnes les plus vulnérables. Leur action est souvent physiquement exigeante, émotionnellement éprouvante, et pourtant toujours marquée par une volonté de faire au mieux dans un contexte de plus en plus complexe. Ce travail mérite toute notre reconnaissance et doit être pleinement valorisé par nos politiques publiques. Notre action s'incarne aussi dans des démarches territorialisées de grande qualité. J'en veux pour preuve l'initiative des Journées de la famille organisées à Escourade par la communauté des communes de Castaniche, Casinca et son président Tony Paul, avec le soutien actif de la collectivité de Corse. Ce fut un véritable succès populaire et partenarial, réunissant familles, institutions, associations, scolaires, professionnels du champ médico-social et de l'éducation. Cette initiative a démontré de manière éclatante la pertinence d'une approche de terrain fondée sur la coopération entre acteurs publics et monde associatif et pleinement ancrée dans les réalités locales. Cette logique de coopération doit continuer à nous guider, car c'est ensemble que nous bâtissons des politiques efficaces, humaines et justes. Mais pour que cet élan soit durable, il est nécessaire d'engager une réflexion globale sur le modèle de cofinancement afin qu'il reflète pleinement la réalité des besoins sur nos territoires et l'ampleur des charges structurelles désormais supportées par la collectivité. Nous pouvons être fiers de tout ce qui est accompli. Ce rapport reflète un modèle de solidarité active et de proximité qui mérite d'être consolidé, amplifié et reconnu à sa juste valeur. Ringraziabi. Ringraziabi. D'altre domande? No. A parola a consigliere esecutivo. Allora, ringrazio Françoise Campagne che era asa perché appare citare che sono in difficoltà in da scuola, parecchie volte mi chiama e di vera quando voi vedete citare che sono ciughi, certi sono veramente ciughi, ci vuole accompagnare. Vorrei rammentare di noi che c'è stato tutta la settimana in Grande Bay in Corsica, con parecchie azioni e questi 2 giorni in corsi c'è 2 giorni di formazione i professionali dei ciucciadi, mica dei personali della collettività, quelli da ciucciadi a litigia, ma da tutti i ciucciadi di Corsica e sono veramente contenti questi personali di andare e di scambiare con professionali che sono psicologi o altri ancumedi che vengono per fare queste formazioni e di veramente un scopo maggiore l'andatura per la cittadina perché così no non ci sortiremo mai se è politiche cambiano mica nel sociale, saremo sempre ancora appresso a qualcosa. A ringraziarvi. A ringraziarvi, dunque, abbiamo da studiare qual è che è contro, qual è che si astiene, qual è che non piace mica partito vuoto, qual è che è a pro. Donc, l'unanimità ringraziabile. Torna a 2 minuti, per piacere. Donc, pour voter le dépassement du régime de temps de travail, donc qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Donc, on se retrouve demain. Donc, je vous fais un point de ce qui reste demain, si vous voulez, très rapidement.
il doit rester les désignations et le vote de la personne pour la commission permanente. C'est bien demain. Ce soir, on est fatigué. Non, mais il reste 4 rapports demain. Il reste la forêt et après l'eau. Donc, ça sera très rapide si vous êtes concentrés comme aujourd'hui. Ringraziamo a tutti e a tutte e a domani. A 9:30.